Là, nous sommes dans la série de plus en plus sévère, de plus en plus abstraite dans notre recherche. Et pour le moment, donc, on aura bientôt fini. On aura bientôt fini puisque j'avais prévu un semestre. Ça fera un peu plus du semestre et puis après on verra ce qu'on fait, des choses de moins sévères. Alors, vous voyez, on tient pour le moment comme deux formes état. Et ces deux formes état, elles sont, d'une part, elles ne sont pas spécialement évolutives, elles peuvent être mises en évolution, la seconde après la première, bon. Mais pas forcément non plus. Et surtout, elles ne sont pas du tout égales, elles ne sont pas du tout... Il y en a une qui est relativement bien découpée. C'est l'appareil d'état comme surcodage. Surcodage de flux déjà codés. C'est ce que nous a semblé être l'empire archaïque. Donc il n'y a pas là-dessus. Et puis on a vu une seconde forme. C'était plus du tout surcodage de flux déjà codés, ou la machine impériale archaïque, mais c'était quelque chose de beaucoup plus flou. À savoir, c'était partout, partout, et sous les formes les plus diverses. Ce que nous essayons de définir comme les conjonctions qu'on appelait topiques, conjonctions topiques ou qualifiées entre flux décodés. C'était en gros nos deux concepts qu'on a fait. Conjonction topique et qualifiée entre flux décodés, c'est très différent d'une machine impériale à surcoder des flux déjà codés. On a essayé la dernière fois de montrer en quoi cette seconde figure était comme inscrite, ou du moins tracée déjà en pointillé dans la première. Mais surtout, la seconde figure, c'est une vraie nébuleuse, puisque les conjonctions topiques entre flux décodés se présentent sous les formes les plus diverses, à savoir, elles correspondent à tous les systèmes de relations de dépendance personnelle. En effet, ce qu'on appellera conjonction topique entre flux décodés, c'est aussi bien les rapports de dépendance institués entre des objets qualifiés et des sujets déterminés. Par exemple, la terre et le propriétaire privé, ou bien l'esclave et le maître, ou bien également des rapports institués entre sujets au pluriel. Par exemple, le chevalier dans la féodalité, le chevalier et le seigneur. Bon. Or, là, c'était tellement divers. Peut-être est-ce que l'on peut comprendre, par exemple, à quel point certains historiens, à un certain moment de l'histoire, ont donné à féodalité une extension en tous les sens. Mais les historiens sont revenus très vite sur ce point et ont dénoncé cet usage extensif de la catégorie de féodalité. En effet, on se trouve là devant tout un ensemble variable, très très variable, d'après toutes sortes de figures historiques, de type de relation de dépendance personnelle. Et la relation de dépendance personnelle, il me semble que c'est exactement l'expression juridique d'une conjonction topique entre flux qui se décodent. Bon, mais c'est extraordinairement, c'est très très nébuleux. Même dans certains cas, on se dit, mais non, il n'y a pas état là-dedans. Il y a un tel émiettement des relations. Ça n'empêche pas que même dans les cas de féodalité, où le concept d'état ne s'applique plus, cette féodalité est en rapport avec un état à l'horizon, avec un appareil d'état à l'horizon. En tout cas, j'en reste là, donc on tient ces deux concepts, ces deux gros concepts. Encore une fois, l'appareil a surcodé des flux codés,
à savoir la machine impériale, d'autre part, les relations de dépendance personnelles en tant qu'elles expriment des conjonctions topiques entre flux qui se décodent ou entre flux décodés. J'insiste, ces conjonctions topiques s'expriment donc dans des relations de dépendance, soit entre un objet qualifié et un sujet déterminé, soit entre des sujets déterminés les uns par rapport aux autres. Voilà. Et on était là, bon, et qu'est-ce qui se passe? Vous me corrigez à mesure que je dis quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe après? Non, après entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ensuite entre guillemets. Puisque c'est pas forcément de l'évolution. C'est pas forcément quelque chose qui vient après. Je dirais aussi bien qu'est-ce qui se passe ailleurs? Ou bien est-ce qu'il y a encore d'autres figures, outre ces deux grandes figures qu'on a? Et voyez à quel point tout est varié, puisque la seconde figure, je ne peux même pas dire qu'elle est une unité réelle. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Je vais poser la question, là, comme ça, c'est pour nous entraîner un peu, parce que tout le monde sait en gros ce que c'est que le capitalisme, mais c'est une tâche de savoir, et puis tout autre exercice que l'exercice pratique qui consisterait à se dire, eh bien, cherchons un peu une définition. Qu'est-ce qui nous fait dire, eh bien oui, à tel moment ou à tel endroit, il y a ou bien une poussée capitaliste, ou bien il y a quelque chose qui, déjà, se présente comme le capital qui surgit. Ma question, c'est donc, vous voyez tout de suite, est-ce que le capitalisme représente encore un autre concept, outre nos deux concepts précédents? Donc, je voudrais là être le plus clair possible et que vous interveniez, puisque toute ma conclusion va tourner vers des problèmes de politique actuelle, mais pas aujourd'hui. Je dis, moi, il me semble, en lisant Marx, et notamment le Capital, il me semble qu'il y a tout le temps deux définitions du capital. Et ces définitions, elles sont très strictes, c'est-à-dire... Et pourquoi deux définitions? Ben, je pense à une distinction courante dans la logique classique. On distingue dans la logique classique des définitions nominales et des définitions réelles. C'est pas Marx qui dit tout ça, c'est pour essayer de rendre très concret la question quel intérêt y a-t-il à essayer de définir la figure formée par trois droites enfermant un espace. Je peux toujours appeler ça triangle. C'est tout à fait indépendant de la question, est-ce qu'il y a des triangles? À savoir, cette définition ne montre pas la possibilité du défini. Est-ce que trois droites peuvent enfermer un espace? J'en sais rien d'avance. Donc, vous voyez, on appellera définition nominale une définition qui ne nous dit rien sur la possibilité même du défini. Je peux toujours définir un cercle carré. La question de savoir si c'est possible, impossible. Je peux définir un animal nommé licorne. La question de savoir s'il y a des licornes est une toute autre question. Donc, définition nominale, c'est très simple. Ce que les logiciens appellent une définition réelle, vous comprenez, c'est une définition qui ne se contente pas de définir son objet, mais en même temps montre la possibilité du défini. C'est-à-dire, elle implique une règle de construction, par exemple en mathématiques. Elle implique soit une règle de construction, soit une règle de production, soit une règle d'obtention. Comment obtenir ceci? Par exemple, comment obtenir une figure fermée définie par trois droites? Si je le dis, je donne une définition réelle du triangle et non plus nominale. Ce que je propose de dire, c'est pour ça que je faisais cette parenthèse, c'est qu'il me semble qu'on peut procéder comme ça pour le capital. Quelle serait la définition nominale du capital? Quelle serait la définition réelle du capital?
Eh bien, je pars d'un texte de Marx. Je commence par recherche d'une définition nominale. Et je lis lentement un texte de Marx, qui me paraît tout à fait intéressant. Ce fut un immense progrès. Ce fut un immense progrès lorsque Adam Smith rejeta toute détermination de l'activité créatrice de richesse. Ce fut un immense progrès lorsque Adam Smith rejeta toute détermination de l'activité créatrice de richesse et ne considéra que le travail tout court. Autrement dit, ni le travail manufacturier, ni le travail commercial, ni l'agriculture, mais toutes les activités sans distinction. Avec l'universalité abstraite, voilà le texte essentiel, avec l'universalité abstraite de l'activité créatrice de richesse, avec l'universalité abstraite de l'activité créatrice de richesse, on a en même temps l'universalité de l'objet en tant que richesse, à savoir le produit tout court ou le travail tout court, mais en tant que travail passé matérialiste. Peu importe ce qu'il y a de compliqué. Ce que je retiens, c'est avec l'universalité abstraite de l'activité créatrice de richesse, on a en même temps l'universalité de l'objet en tant que richesse. Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi ça a l'air très très abstrait cette phrase? En quoi ça peut nous dire quelque chose? Eh bien, je dis, quand on nous parle du capital, qu'est-ce que ça évoque pour nous tout de suite? Le capital, bien entendu, c'est une richesse. Mais quelle richesse? Ben voilà, c'est très curieux. C'est une richesse qui n'est plus ni ceci, ni cela, ni cela. C'est pour parler comme Marx, c'est une richesse tout court. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est une richesse qui n'est plus qualifiée comme foncière, ni même monétaire, ni même commerciale, ni même industrielle. La question de savoir si le capital se réalisera dans l'industrie plutôt que dans le commerce est tout à fait différente de savoir quelle est la nature de cette richesse qu'on appelle capital. Notre première réponse, et vous voyez que c'est vraiment une définition nominale, c'est précisément il y a capital lorsque la richesse n'est plus déterminée comme telle ou telle. Elle n'est plus déterminée comme foncière, comme industrielle, comme commerciale, comme artisanale, comme ceci ou cela. Elle est déterminée quoi? Elle est déterminée comme activité créatrice de richesse. Le capital, c'est la subjectivité de la richesse. C'est la richesse en tant que subjectivité universelle. C'est-à-dire, c'est la richesse qui n'est plus qualifiée ou déterminée comme telle objectivement, richesse foncière, richesse monétaire, richesse ceci, richesse cela, mais qui est richesse tout court rapportée à l'activité créatrice de la richesse, à savoir le capital. Le capital, c'est le sujet de l'activité créatrice de la richesse. Vous me direz, mais alors c'est très... enfin, si vous y consentez, vous me diriez, mais c'est très curieux parce que ça existait tout le temps. Non, pas du tout. Notre question devient que sûrement il a fallu une étrange formation sociale pour que la richesse ne soit plus déterminée comme telle ou telle, mais apparaisse comme richesse tout court, c'est-à-dire apparaisse comme pure et simple subjectivité.
Voyez ce que j'entends par la richesse comme subjectivité. J'entends uniquement par la richesse comme subjectivité la richesse rapportée à une activité, c'est-à-dire au capital, et les rapporter au capital lorsqu'elle n'est plus déterminée sous l'aspect objectif de telle ou telle qualité, richesse foncière, richesse artisanale, richesse commerciale, richesse monétaire. Peut-être que ça va s'écrire. Donc on peut dire à la fois, mais ça existait tout le temps abstraitement. Oui, mais comment ça se fait qu'aucune formation sociale n'ait eu même l'idée de dégager une telle notion, ce concept de la richesse abstraite et subjective? Évidemment parce que tout s'y opposait. Le concept abstrait ne peut surgir que dans les conditions d'une formation sociale concrète. Ce qui va poser pour vous toutes sortes de problèmes. Bon, alors je dirais, la définition nominale du capital, c'est donc exactement ceci. Enfin, ce que je propose, c'est la richesse qui n'est plus qualifiée comme telle ou telle, donc la richesse devenue subjective. Et dès lors, richesse tout court. Elle pose, le capital, pose la subjectivité universelle comme sujet de la richesse quelconque. Donc vous me direz tout ça, c'est bien de la philosophie. Oui et non, pas de la philosophie du tout. Parce que, essayons de dire concrètement, je ne sors pas de mes exigences d'une définition toute nominale. Mais à quoi on reconnaît vraiment le capitalisme? Évidemment, avec le capitalisme, il y a une mutation de la propriété et de la conception de la propriété. La propriété est capitaliste quand est-ce que la propriété est capitaliste? Là, c'est des manières de reconnaître les choses. Je crois que la propriété est capitaliste, justement, je recommence, lorsqu'elle n'est plus qualifiée comme telle ou telle. C'est-à-dire lorsque la propriété est devenue propriété de droits abstraits. Vous me direz, droits abstraits, qu'est-ce que ça veut dire? Bien entendu, c'est droit, c'est pas une abstraction, le capital. Donc, dire la propriété du capital, c'est la propriété de droits abstraits. Ça veut dire évidemment de droits abstraits qui, en tant que tels, sont convertibles. Convertibles en quoi? En tout ce que vous voulez. Convertibles en terre, convertibles en argent, en monnaie, convertibles en moyens de production. Mais c'est une grande erreur, et les économistes le rappellent toujours, d'identifier, enfin, en tout cas les économistes marxistes le rappellent constamment, que c'est une grande erreur d'identifier le capital avec les moyens de production. Bien plus, même on ne comprendrait rien au mécanisme du profit, je crois, du profit qui est essentiel au capitalisme, si on identifiait le capital et les moyens de production. Pourquoi? Parce qu'on ne comprendrait pas le mécanisme essentiel par lequel se fait une égalisation du taux de profit qui suppose que le capital parcourt à la fois les secteurs de production et les moyens de production les plus différents. Le capital, ce n'est pas le moyen de production ou le bien d'équipement, c'est, comment dire, le fond, au sens à la fois philosophique et commercial, c'est le fond quantitatif et homogène qui s'investit dans les moyens de production. En d'autres termes, la propriété capitaliste, c'est la propriété de droits abstraits convertibles à travers toutes les déterminations concrètes et notamment et éminemment les moyens de production. Pourquoi je dis notamment et éminemment? Parce que sans doute pour faire surgir la sphère autonome des moyens de production, il fallait que la propriété porte sur des droits abstraits convertibles. Donc c'est une confirmation immédiate. Je veux dire, la propriété sous la forme capitaliste n'est plus celle de la terre, de ceci, de cela,
et les propriétés de droits abstraits. Ça revient exactement à la même chose, c'est-à-dire la richesse a cessé d'être déterminée objectivement sous telle ou telle forme pour être rapportée à l'activité productrice de richesse, à savoir le capital. La richesse quelconque. Or, c'est très curieux, je dis, qu'est-ce qui le prouve? Deux choses le prouveraient. Je cherche à rendre ça concret. Deux choses le prouveraient où je cite là mes auteurs pour ceux que tous ces points intéressent. Quand on s'interroge sur l'accumulation dite primitive du capital, c'est-à-dire la manière dont les premiers capitalistes, avant même la formation d'un système capitaliste, ont organisé une accumulation du capital. Les auteurs qui étudient cette question historique, puisque là c'est un problème d'histoire, qui étudient de près cette question historique, montrent très bien que ce dont les capitalistes se sont rendus, ce dont les premiers capitalistes se sont rendus maîtres et qui a permis l'accumulation primitive, c'est la propriété de droits abstraits. C'est pas la propriété de terre, c'est la propriété de droits abstraits sur la terre. Au point que ils ont acheté la terre à un moment où elle coûtait peu cher, il a fallu toutes sortes de circonstances, évidemment. À la fin de la féodalité, ils achètent la terre au moment où, pour des raisons X, elle coûte peu cher. Ils la revendent à un moment où elle coûte cher et convertissent leurs droits de terre en moyens de production. Donc l'accumulation primitive, dite primitive, ce qu'on appelle l'accumulation dite primitive du capital, montrerait très bien que la propriété capitaliste s'est constituée en prenant pour objet des droits abstraits. Autre point. Vous entendez mal? Ouais, ben je vais m'efforcer de parler plus fort. Deuxième point. Oh, deuxième point. Deuxième confirmation. Oh, c'est l'attitude du capitalisme par rapport précisément à un phénomène dont nous avons vu qu'il jouait un très grand rôle au niveau des empires archaïques et aussi au niveau de la seconde forme, des états topiques, à savoir l'attitude du capitalisme par rapport à la rente foncière. Parce que le capitalisme, il a toujours tendu, sauf cas exceptionnel, dont il faudrait tenir compte. Mais en gros, on peut dire qu'une tendance fondamentale du capitalisme, c'est l'inhibition ou même la liquidation de la rente foncière. Vous voyez en quoi c'est une confirmation, c'est la marque que la richesse n'est plus définie par une propriété de la terre ou une propriété de ceci, de cela. Et précisément, la propriété est elle-même propriété de droits abstraits. Et la richesse surgit comme capital lorsque la richesse n'est plus rapportée à telle ou telle qualité. La rente foncière, ça a toujours été, pour le capitalisme, une espèce de poids. Oh, je me calme. Dans une canne, si on devient tout rouge, c'est bon. Si on devient bleu, c'est très très mauvais ça. Qu'est-ce que je suis? Rouge. Très bon, ça va. Pas écarlate quand même. Alors, comment ils arrivent? C'est très lié ça à l'histoire du capitalisme à ses débuts. La manière dont on va conjurer la rente foncière. Il y a eu deux manières, et là, Marx l'explique très bien, très très bien. Et ensuite, ça a été repris par des spécialistes des problèmes agricoles. Ça a été à la base des rapports capitalisme-agriculture. Ils n'ont jamais aimé l'histoire du propriétaire foncier, qui soit sous la forme publique du despote, soit sous la forme du propriétaire privé, recevait une part du profit d'entreprise et s'attribuait cette part sous forme de rente du sol, rente foncière. Ils n'aiment pas ça, évidemment.
Et comment ils ont fait concrètement? Il y a eu deux voies historiquement. Il y a eu la voie anglaise et il y a eu la voie française. Je veux dire, tout ça, c'est pour un peu nous introduire dans des problèmes politiques plus concrets qu'on verra prochainement. La voie anglaise, ça a été très curieux. Il y a eu, c'est ce qu'on appelle là typiquement une alliance de classe dans les deux cas. Il y a eu une très curieuse alliance de classe entre les entrepreneurs anglais, la bourgeoisie anglaise, si vous voulez, entre la bourgeoisie anglaise et les producteurs agricoles américains, pour court-circuiter la paysannerie anglaise. Et pourquoi? C'est là que, si je développe cet exemple, c'est parce qu'on en a tout à fait besoin. Parce que la terre à blé américaine ne comportait pas de rente foncière. Et pourquoi que la terre à blé américaine, elle ne comportait pas de rente foncière? Vous comprenez tout de suite, si vous avez saisi le chemin que j'ai essayé de faire les autres fois sur la rente foncière implique précisément la comparaison entre des territoires simultanément exploités. À savoir, le territoire le moins mauvais rapporte une rente par rapport au territoire le plus mauvais, qui lui n'en rapporte pas. Mais dans le thème de la constitution de l'agriculture américaine, avec le déplacement des frontières, l'occupation des terres à blé, la constitution des grandes terres à blé, etc., il n'y a pas de rente foncière. Mais c'est la fameuse histoire américaine que la frontière américaine, c'est pas du tout comme les frontières européennes. La frontière européenne, elle détermine un ensemble. La frontière américaine, elle marque chaque fois l'endroit à dépasser, à déplacer. Donc, le blé américain ne payait pas de rente foncière. La bourgeoisie anglaise fait de l'importation massive. Elle fait une espèce d'alliance. Entrepreneur agricole américain, bourgeoisie anglaise. Le paysan anglais, là, il est comme coincé. Et le propriétaire anglais, à savoir ce que les Anglais appelaient le landlord, il est possédé. C'est sur son dos que se fera l'alliance capitaliste, bourgeoisie anglaise, entrepreneur agricole américain. Vous voyez que c'est une manière de tourner la rente foncière. En France, c'est à la même époque, c'est le même problème pour le capitalisme français. La solution est complètement autre. C'est un cas où précisément on voit la variété des solutions possibles. Tout ça, c'est question de politique, c'est aussi pas question de pur choix. La France, elle choisit, au contraire, la petite propriété parcellaire du paysan. C'est une autre manière de liquider la rente foncière. Elle favorise la petite propriété parcellaire du paysan exploitant. Ça implique que le petit paysan exploitant soit garanti, que notamment il ait un niveau de vie supérieur à celui de l'ouvrier. Ça a été vrai longtemps en France. Cette fois-ci, donc je dirais en France, c'est l'alliance de la bourgeoisie avec la petite paysannerie, qui a été fondamentale, qui dans tout le 19e siècle français a été fondamentale. Et puis il y a longtemps que c'est fini ça. Je veux dire, il en reste des choses dans nos provinces. Mais enfin, c'est fini en gros. Mais ça a été fini par quoi? Il me semble que c'est très intéressant les vraies raisons pour lesquelles ça a été fini. Ça impliquait notamment cette alliance bourgeoisie. Qu'est-ce qu'on met dans le dos? Cette alliance bourgeoisie, petite paysannerie. Elle impliquait une politique protectionniste. On a gardé beaucoup de protectionnisme. Là, il y a une espèce de pesée de l'histoire, les problèmes agricoles français, et encore actuellement avec les problèmes de l'Europe. Le protectionnisme français est dans une situation qui, en effet, pose toutes sortes de problèmes politiques. Mais, je dis, ça n'empêche pas que cette vieille alliance, petite paysannerie bourgeoisie, en France, il y a longtemps qu'elle a fait son temps, quoi.
Mais elle a fait son temps sous quelle pression? Je crois qu'une des raisons principales, ça a été l'Algérie. Ça a été l'Algérie. Parce que là, alors, on trouverait quelque chose qui a rapproché la France d'une solution de type anglais, mais sous une toute autre forme, à savoir, les vignobles algériens ne payaient pas de rente, et les terres étaient arrachées à leurs propriétaires. Donc il n'y avait pas de rente foncière. C'est la dépossession, c'est l'expropriation. Vous pensez, il y a un courant d'air, non? Oui. Or, comme je suis au centre du courant d'air, c'est pour ça que je... Vous comprenez, là, ça a été, c'est l'Algérie qui a permis pour la France, grâce à tout un système d'expropriation, de ne plus passer par l'alliance avec la petite île. Il fallait évidemment qu'il y ait des terres à exproprier. Bon. Ça, cet exemple, donc, je viens de le développer. Pourquoi? Uniquement pour confirmer l'aspect de cette définition nominale. Je répète, c'est lorsqu'il y a capital. Capital n'est pas n'importe quelle richesse. Même nominalement. Capital n'est pas n'importe quelle richesse. D'autre part, capital n'est pas identique à moyen de production ou possession, propriété des moyens de production. Capital, c'est la richesse abstraite, c'est-à-dire la richesse devenue subjective. Comprenez bien, je dis devenue subjective pour distinguer cette richesse-là d'une richesse qui serait déterminée objectivement comme telle ou telle, comme richesse foncière, richesse monétaire, richesse commerciale. Ah non, comme dit Marx. Ce fut un immense progrès lorsque Adam Smith rejeta toute détermination de l'activité créatrice de richesse. Il s'élevait à l'universalité abstraite de l'activité créatrice de richesse. Et par là même, il avait en même temps, c'est ça qui devient l'essentiel, et par là même, il avait en même temps l'universalité de l'objet en tant que richesse, à savoir le travail, qui de son côté n'était plus déterminé comme ceci ou cela, mais comme travail quelconque. En d'autres termes, la subjectivité abstraite de la richesse était immédiatement réfléchie dans le travail abstrait. Voyez, vous comprenez? C'est pour ça que j'insistais sur le capitalisme apporte un nouveau mode de propriété, la propriété des droits abstraits. Ah, mon Dieu. Quoi? Ah, c'est pas dans le Capital, ça. Ce texte, c'est Introduction générale. Ah, oh. Introduction générale à la critique de l'économie politique, 1857, dans la Pléiade, tome 1, page 258. Ah. Alors, je touche presque à un premier résultat. Je sais que c'est en milieu tout ça, mais enfin, ça fait rien. Ça fait rien. Je touche à un premier résultat, je dirais, définition nominale du capital. Est-ce qu'il faudrait juste que vous compreniez mieux? Je dirais, c'est le capital. C'est le rapport entre un sujet universel. J'aime bien parce que ça a l'air de strictement ne rien vouloir. Et en même temps, ça me paraît extrêmement opératoire. C'est le rapport entre un sujet posé comme universel et un objet posé comme objet quelconque. Bon.
Je veux dire, je pense, alors, pour faire facile, je pense à la formule du cogito. Je pense, vous voyez, du cogito chez Kant, pour ceux qui savent ça. Le cogito chez Kant s'exprime comme ceci. Je pense, et en tant que je pense l'objet quelconque. À savoir ce que Kant appelle d'un mot très beau, l'objet égal X. Bon. Je dis toute proportion gardée, et bien dans le capitalisme, il y a quelque chose de semblable. Il y a le rapport entre l'activité créatrice de richesse sans autre détermination et l'objet quelconque, le travail abstrait. C'est donc le rapport entre un sujet posé comme universel et un objet posé comme quelconque. Si vous m'accordez ça, mais encore une fois, c'est complètement, c'est très curieux cette histoire, parce que comment ça peut fonctionner? On va voir comment ça peut fonctionner. Et vous voyez que je suis bien dans une définition nominale, puisque Dieu merci, Dieu soit loué, nous n'allons pas vite. Rien de ce que je viens de dire ne montre la possibilité de cette chose que je suis en train de définir. Je dis le capital, c'est ceci, mais on se dit, on devrait se dire, mais mon Dieu, comment une pareille chose peut-elle exister? Rien dans ma définition ne le montre. Heureusement, puisque je voulais qu'il en soit ainsi. Or, juste, je tire une première conclusion, et puis après, je voudrais qu'on se repose et que vous réagissiez à ce premier point. Mais on va très progressivement. Donc, il ne faut pas me faire des objections qui engageraient le second point. Je dis, si vous suivez ça, définition nominale du capital, cette définition qui paraît presque une définition tirée, je ne sais pas, du romantisme allemand, de la philosophie allemande au XIXe siècle. Le rapport entre un sujet posé comme universel et un objet posé comme quelconque. Et c'est forcé que, dès lors, le capital, ce soit l'opération par laquelle le sujet posé comme universel, à savoir la richesse tout court, s'approprie l'objet quelconque, à savoir le travail. Puisque la propriété comme propriété des droits abstraits va précisément permettre cette opération. Vous voyez, donc tout va bien, tout va très bien. Mais je reviens, je répète, c'est de l'incantation. Rapport entre un sujet universel et un objet quelconque. Bien, oh, et ben voilà. Voilà, je peux déjà dire, ce n'est plus une conjonction topique. Là, on a un critère. C'est plus du tout le domaine des conjonctions topiques. Vous vous rappelez que ce qu'on appelait une conjonction topique, c'était un rapport soit entre un objet déterminé et un sujet qualifié, soit entre des sujets déterminés les uns par rapport aux autres. C'était ça la conjonction topique entre les flux décodés. Qu'est-ce que je trouve maintenant? Maintenant, je trouve une figure complètement différente, en un sens effarant. Ce n'est plus une conjonction topique, puisqu'en effet la richesse a fini. Elle n'est plus déterminée comme ceci ou comme cela. L'objet de la richesse, à savoir le travail, n'est plus déterminé, n'est plus qualifié. Travail quelconque et richesse abstraite. Or, alors, c'est quoi? Ça n'est plus, nous sommes sortis du domaine des conjonctions topiques, on est entré dans quoi? Je cherche un mot pour bien opposer, je dirais, c'est un autre domaine. C'est comme si c'était maintenant une sorte de grande, d'immense conjugaison, une conjugaison généralisée des flux décodés. On a dépassé les conjonctions topiques et qualifiées pour entrer dans une espèce de conjugaison des flux décodés comme tels. Et alors prenons le mot, que je l'introduise tout de suite pour
que vous sentiez ce qui va venir. Risquons, mais je ne cherche pas à le justifier pour le moment. Est-ce que c'est pas ça quelque chose du genre de ce qu'on appelle une axiomatique? On est entré dans une toute nouvelle machine. Une axiomatique définie comme conjugaison généralisée des flux décodés. Donc vous voyez que j'oppose la conjonction topique et la conjugaison généralisée. Je dirais, ben oui, c'est une axiomatique des flux, qui se distingue absolument des conjonctions qualifiées. Pourquoi je peux dire déjà axiomatique? Vous le sentez, si peu que vous sachiez, parce que précisément on parle d'axiomatique. Lorsqu'on se trouve devant de bizarres systèmes qui nous parlent de l'objet quelconque et qui considèrent l'axiomatique, c'est précisément le système des éléments considérés comme éléments non qualifiés. Lorsque vous vous trouvez devant un traitement d'éléments présentés comme non qualifiés, c'est-à-dire comme n'étant ni ceci ni cela, comme n'étant pas déterminés sous telle ou telle forme, un tel traitement, quel qu'il soit, on va se poser la question qu'est-ce que ça peut être un tel traitement, mais un tel traitement s'appelle précisément et constitue une axiomatique. Chaque fois qu'un élément est déterminé ou qualifié, vous savez d'avance que ce n'est pas de l'axiomatique. C'est tout ce que vous voulez, c'est pas de l'axiomatique. Donc, mon mot axiomatique est vaguement, je dirais, avec le capitalisme, commence en effet une nouvelle machinerie. L'axiomatique des flux décodés, qui déborde de toutes parts les conjonctions topiques qu'on avait vues précédemment. Et en effet, il n'y a plus de relation de dépendance personnelle. Il n'y a plus qu'un seul et universel sujet, ce que Marx appelle parfois dans des textes de jeunesse, l'énergie cosmopolite. L'énergie cosmopolite qui s'attribue l'objet quelconque, à savoir le travail abstrait. Voilà, ça c'est mon premier point sur la définition nominale. On sort immédiatement la question suivante. Bon, comment c'est possible? Est-ce que ça existe, ça? Si vous acceptez cette définition du capital, qui consiste surtout à refuser que le capital soit défini par la propriété des moyens de production. L'investissement dans les moyens de production découle de la définition du capital et pas l'inverse. Eh bien, vient en second lieu la question de la définition réelle. Montrer la possibilité d'une pareille chose. Bon, courte pause pour s'il y avait... Il faudrait que ce soit très très clair dans la mesure où ceux que ça intéresse, en tout cas, il faudrait que ce premier point soit très très clair. Oui. Moi, je vais servir plutôt que de questions sur la définition nominale, d'introduction à la définition réelle. Mais il me semblait qu'intervenait, alors ça va tout à fait dans le sens de ce que je dis, mais plutôt au niveau d'une effectuation conceptuelle ou abstraite de l'événement de la rencontre et de la nouvelle détermination des échanges. Ça serait une modification au niveau du facteur vitesse qui se concrétise dans une accélération de la circulation. Et alors, ce processus, on s'en aperçoit au niveau des analyses historiques, la manière dont la rotation des nucléaires, la manière dont vont arriver, ce ne sont pas de nouveaux éléments qui ne devaient pas arriver. C'est par exemple la construction de... Je cite ça parce que c'est quasiment... ça va de pair avec le changement de statut de la rencontrière, la construction d'immeubles de rapport, qui n'était jamais vu. Et ça me fait penser au fait que dans la définition que tu donnes de l'axiomatique, en musique, se passe à peu près le même processus. C'est-à-dire que il y a une accélération du facteur vitesse et la rotation au niveau de la circulation même, qui dans les musiques de type axiomatique, donc on pourrait grossièrement, on se demanderait la musique plus dire les musiques de type digital qu'on fait à l'heure actuelle à l'IRCAT, c'est qu'on traite du matériau non qualifié, et que c'est sur la vitesse de circulation de ce matériau qu'on va avoir un nouveau type de musique qui sera de type axiomatique. Les éléments vont avoir leur qualification de ce type de traitement. Et ce qui est absolument impensable avec les matériaux standards, mettons les instruments
complètement. Complètement, parce que, en effet, mais ça on était d'accord quand on en parlait à d'autres moments. S'il y a un rapport entre la musique et le capitalisme, pas au sens où toute musique est capitaliste, mais au sens où, non, en un sens, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'au moins, il y a un large domaine commun qui est le traitement des flux. La manière dont la musique se trouve devant un problème des flux sonores et la manière dont le capitalisme se trouve devant les flux, ça ne peut pas être sans aucun rapport. Alors, ce que dit Pinas, c'est très juste, il me semble, c'est que l'histoire de la musique occidentale fait que, là aussi, on pourrait fixer des musiques, comment dire, opérant par surcodage, des musiques opérant par conjonction. Et puis, à partir de la fin du 19e siècle, c'est évident qu'il y a une espèce de décodage généralisé des flux sonores. Sous forme de, précisément pour des raisons à la fois technologiques, pour des raisons de toute nature. Et qu'à ce moment-là, des musiques de type axiomatique deviennent possibles. Ouais. Alors, la deuxième partie, ça a beaucoup plus à voir avec la définition réelle qu'avec ce que tu as dit, la définition nominale. C'est ce que je voyais comme accélération de la circulation, donc le facteur vitesse, qui me semble être fondamental, mais que je n'arrive pas à placer. Est-ce que tu le considères, mettons, à un niveau et un type d'exemple, bien que l'exemple soit mal choisi, comme étant une résultante du changement de statut de la rente foncière, par exemple, ou comme au contraire, étant quelque chose qui a provoqué, dans un mouvement général, le déplacement du statut de la rente foncière? Non, je dirais que les phénomènes d'accélération, c'est une dépendance de l'axiomatique, oui, ça doit en découler absolument nécessairement. Mais ça fait intervenir de toute autre dimension qu'on n'a pas du tout vu encore, pour moi. Je vais poser une question. Est-ce que dans l'idée dans les définitions du situation nominale, avant de parler de conjugaison des flux, est-ce qu'il ne pourrait pas dire qu'au niveau de la définition nominale, on a deux flux, le flux de richesse et le flux de travail, déterritorialisés ou décodés, qui sont absolument hétérogènes ou virtuels. Et que, justement, l'idée du capital, c'est l'idée d'un rapport d'abord différentiel entre ces deux flux, et secondairement lié à cette idée, l'idée d'une conjugaison. Mais on ne peut pas dire véritablement que le capital, c'est la conjugaison. Si on reste au niveau d'une définition nominale, il faut dire que c'est l'idée d'un rapport, ou l'idée d'une conjugaison. Ah, sans restriction, oui, oui, oui. Absolument. Mais à mon avis, tu viens de dire, ça va en plus me permettre d'aller vite, tu viens de dire ce qu'est la définition réelle. Alors, là où tu as très bien vu, toi, c'est que j'avais pas le droit déjà de dire conjugaison, puisqu'il n'y avait pas de conjugaison au niveau de la définition nominale. La conjugaison impliquerait quelque chose que j'avais pas encore dit, et que toi tu as dit. Au niveau des flux qui viennent de ce que les économistes appellent des accumulations primitives. Est-ce qu'un flux de richesse, c'est un problème? Est-ce qu'un flux de richesse comme ça, c'est du capital? Aussi, c'est une question. Est-ce que c'est pas, justement, dans l'idée du rapport différentiel ou dans l'idée de la conjugaison avant leur effectuation, c'est plutôt par cette idée et dans l'effectuation de cette idée que le flux de richesse ou le flux monétaire devient capital. D'accord, d'accord, d'accord. En tout cas, tu as raison de dire la définition nominale me permet de dire, je l'ai un peu débordé, mais ça faisait rien, c'était pour préparer le passage. La définition nominale ne peut s'énoncer que sous la forme suivante, le capital, c'est le rapport entre le sujet universel, c'est-à-dire l'activité, la richesse rapportée à une pure activité et non plus qualifiée comme ceci ou cela, d'une part, et d'autre part, le travail posé comme abstrait et non plus déterminé comme ceci ou cela. Pur rapport. La comtesse a complètement raison,
je peux poser qu'un pur rapport d'appropriation, et sans du tout montrer encore comment il est possible. Mais comment il est possible, si je passe à la définition réelle, Comtesse vient de le dire. Et on voit tout de suite que le capitalisme, bah c'est vrai. Encore une fois, je reviens tout le temps là-dessus. Je trouve que les historiens ont raison, ceux qui disent en tout cas, mais le capitalisme, il pouvait se produire ailleurs, il pouvait se produire avant, il pouvait ne pas se produire du tout. Il a fallu quelque chose de très bizarre de l'ordre d'une rencontre. Une rencontre. Il y a une contingence fantastique du surgissement du capitalisme. Contingence au double sens, encore une fois. Il aurait pu ne pas se produire, il pouvait se produire ailleurs. Pourquoi une rencontre? Eh ben, on va retrouver les mêmes données que dans notre définition nominale, mais tout à fait autrement organisées. Et là aussi, Marx, cette fois-ci, d'une part dans les Grundrisse, d'autre part dans le Capital, insiste beaucoup sur le point suivant, et il me semble, c'est un des points les plus forts de l'analyse de Marx. C'est que, précisément, il a fallu comme deux séries. Voyez ma définition nominale, le rapport entre la pure activité subjective de la richesse et le travail comme travail quelconque. Donc, le pur rapport entre le sujet universel et l'objet quelconque. Je disais, c'est déjà par là que les conjonctions topiques sont dépassées. Mais comment c'est possible? Marx nous montre très bien qu'il a fallu historiquement la constitution de deux séries hétérogènes, comme vient de dire Comtesse. Il a fallu d'une part un véritable mouvement, mais là encore le mot s'impose, un mouvement de déterritorialisation du travail. Déterritorialisation du travail, ça veut dire toute la manière dont, dans le courant de la féodalité et à la fin de la féodalité, le travailleur est arraché à la terre. Sous quels facteurs? Sous toutes sortes de facteurs. Des facteurs internes, des facteurs externes. Facteurs externes, les dernières grandes invasions. Facteurs internes, les changements de l'économie et la crise du servage. Tout ce que vous voulez. En d'autres termes, une première série qui, à travers de nombreux avatars, une série elle-même très très variée, hein, pas du tout monotone, une série follement variée qui finit par produire ce que Marx et d'autres appellent le travailleur nu. Le travailleur nu. Ou le travailleur libre. C'est-à-dire le travailleur qui n'est plus déterminé ni comme esclave, ni comme serf, ni comme ceci, ni comme cela, mais comme pur propriétaire d'une pure force de travail abstraite. Il est déterritorialisé. Il n'est plus rapporté à une terre. C'est la production du travailleur nu, qui constituera la base du prolétariat. Pour ça, il faut une série historique pour produire le travailleur nu. C'est-à-dire le travailleur qui n'est plus que propriétaire de sa force de travail. Et cette série, encore une fois, fait intervenir des causes et des circonstances extrêmement variées, qui parcourent toute la féodalité et la fin de la féodalité. Mais d'autre part, ça ne suffit pas. Comme dit Marx dans un très beau texte, il ne suffisait pas que les conditions soient réunies pour la formation d'un travailleur nu, richesse artisanale, commerciale, et deviennent propriété de droit abstrait investissable dans des moyens de production. Donc les deux séries, c'est la production d'une richesse indépendante et la production d'un travailleur nu.
Et comme dit Marx très bien, on peut concevoir que l'un soit donné et pas l'autre. À ce moment-là, vous n'avez jamais le capitalisme. C'est comme si c'était la rencontre de deux séries très très différentes. Vous me direz, au besoin, les mêmes facteurs chevauchent. Par exemple, la déterritorialisation du travailleur s'accompagne d'une transformation de la richesse du côté du propriétaire. C'est évident. Donc il y a des résonances d'une série à l'autre tout le temps. Mais ce n'est pas sous le même aspect. Il y a bien deux richesses. Il y a bien, pardon, deux séries. Et il a fallu cette rencontre entre la richesse indépendante et le travail abstrait ou le travail nu. Et c'est ça qui a rendu possible et du coup effectué le capitalisme. Alors, à ce niveau, je peux réintroduire, en effet, conformément aux remarques de Comte tout à l'heure, l'idée qu'en effet, c'est la conjugaison de deux flux décodés au maximum. Et je peux ajouter, là, comme une espèce de demande, ben oui, les conjonctions topiques qu'on a vues précédemment, elles portaient déjà sur des flux décodés, mais d'une certaine manière, elles les empêchaient de se décoder davantage. Elles arrêtaient localement, elles arrêtaient provisoirement le décodage. C'est comme si on avait refait un nœud, c'est comme si on avait refait une capture. Mais au niveau de la conjugaison généralisée, il faut que, et le flux de travail déborde toutes les conjonctions topiques pour aboutir à la formation de cette espèce de monstre, quoi, le travailleur nu. Il faut que la richesse, le flux de richesse, déborde toutes les conjonctions topiques pour arriver à la formation de cette espèce de monstre, le capital. Et à ce moment-là, oui, il y a la rencontre. Il y a la rencontre entre ce travailleur nu qui n'a que sa force de travail, dans le schéma marxiste, et ce propriétaire abstrait, qui est le capitaliste. Donc la définition réelle du capital, ce sera la rencontre entre les deux séries hétérogènes, dont l'une a pour aboutissement la production du travailleur nu, et l'autre pour aboutissement la formation du capitaliste indépendant. Voyez donc que c'est un niveau à la lettre de flux décodé qui va beaucoup plus loin, qui a débordé même les conjonctions topiques. Et à la limite, encore une fois, il n'y a plus qu'un seul sujet, le capital, un seul objet, le travail. C'est ça, donc, que l'on appelle la conjugaison généralisée des flux décodés. Le sujet universel se réfléchit dans l'objet quelconque, à savoir le travail abstrait. C'est le capitalisme en tant qu'axiomatique. Alors là, je suis allé beaucoup plus vite, parce que peu importe, c'est pas... Je signale que, à ma connaissance, un des textes où est le mieux commenté cet aspect de Marx sur l'indépendance des deux séries, et dans le livre d'Althusser, Lire le Capital, c'est le texte de Balibar. Balibar insiste énormément sur le caractère contingent de la rencontre entre les deux séries. Il montre par exemple comment, à Rome, et Marx, il y a des lettres de Marx, où Marx lui-même soulignait ce point. Pourquoi le capitalisme s'est pas produit, demandait Marx, dans l'Empire, à Rome, même avant l'Empire, où se réunit en effet une espèce de masse de travail nu, une espèce de masse de types qui sont complètement, qui sont expropriés, de petits paysans expropriés, qui sont réunis dans la ville et qui n'ont plus que leur force de travail. Donc, il y a une série presque du capitalisme qui est donnée. L'autre série n'est pas donnée. Face à cette masse presque de sous-prolétaires, la plèbe ancien petit propriétaire exproprié, ne se réunit pas, ne se forme pas.
l'autre terme nécessaire, à savoir le capital indépendant. La richesse reste foncière, elle reste monétaire sous la forme de l'usure, elle reste commerciale, etc. Elle ne devient pas capital. Donc, à ce moment-là, pour d'autres raisons, Marx cite Byzance, comme là aussi, des éléments, toutes sortes d'éléments étaient donnés. Pour d'autres raisons, des historiens citent l'Empire chinois vers le XIIe siècle. Toutes sortes d'éléments étaient donnés. Pour toutes sortes d'éléments, pourquoi? Toujours pour cette espèce de décodage de flux qui entraînerait cette conjugaison constitutive du capital. Et là aussi, il y a un pouvoir impérial trop fort qui empêche, qui refait des conjonctions, qui va empêcher cette formation capitaliste. Alors, d'où la double impression, ça devait arriver, forcément ça devait arriver, une chose comme ça. Mais ça a bien failli ne pas se faire, ou bien ça aurait pu arriver bien avant. Ça réintroduit beaucoup de contingences dans l'histoire. Il a fallu toutes sortes de variables entrer en jeu. Bon, si vous m'accordez tout ça, notre question éclate. Je veux dire la question qui nous concerne dans notre travail. À savoir, mais si vous m'accordez ce système, ce nouveau type de formation, qui n'opère plus par surcodage de flux, qui n'opère plus par conjonction topique, mais qui opère par conjugaison généralisée des flux décodés, c'est-à-dire par axiomatique, eh bien, notre impression immédiate, c'est que quel besoin encore qu'il y ait des appareils d'État. À première vue, il n'y a plus aucun besoin. Dans les autres cas, les réponses étaient nuancées. Dans le premier cas de notre empire archaïque, là, la réponse, elle allait de soi. Il faut bien un appareil d'État parce qu'il n'y a que lui, comme appareil impérial, qui soit capable d'opérer le surcodage. Dans le second cas, on a vu, l'appareil d'État devient extraordinairement flou, nébuleux, par exemple dans la féodalité. Mais si flou, si nébuleux, quand même le système des pouvoirs se réfère à l'horizon, un appareil d'État virtuel ou présent ailleurs, tout ce que vous voulez. En tout cas, il faut bien des appareils de pouvoir très précis pour opérer les conjonctions topiques. Mais là, au point où nous en sommes, si ce coup, il semblerait que, un peu comme dans une axiomatique, tout se fait automatiquement. Comme dit Marx à merveille, pourquoi est-ce que Marx déteste l'idée de Proudhon, la propriété c'est le vol? Il trouve ça stupide, hein, cette idée. Il déteste ça, des formules comme la propriété c'est le vol. Il trouve que c'est, comment dire, c'est pas un bon mot d'ordre, quoi. C'est absolument pas le vol, la propriété. Comment ça se fait? C'est pas possible. Pour une raison simple, comme il dit, le travailleur, dit Marx dans des textes qui m'apparaissent très brillants, il dit, le travailleur, bien sûr, il est exploité, il est extorqué. Mais il ne faudrait pas prendre ça pour un prélèvement sur la peau. Parce qu'il est extorqué, d'accord, mais dans le cadre d'un système qui le produit à la fois comme étant celui qu'on extorque et qui produit l'extorsion. Il ne précède pas. En d'autres termes, et là, Marx va très loin, je cite, c'est des notes de la fin de Marx qui sont les notes sur Alfred Wagner, qui était un économiste de droite contemporain. Dans les notes sur Wagner, Marx dit très bien, mais le capital est un droit et le capitaliste n'extorque que ce que le droit lui permet d'extorquer. On ne peut pas mieux dire, mais il me semble que c'est parfait. En effet, la propriété du capital, c'est la propriété de droits abstraits. Et c'est au nom de ces droits abstraits que se fait l'extorsion de la plus-value, à savoir le rapport avec le travail. C'est pas du tout un vol, évidemment. Bon, ça va de soi. Mais je dis, dans un tel système, il semble qu'à la lettre,
ce soit même pas automatique, ce soit mieux, ce soit de l'automation. À savoir, bon, quel besoin d'un appareil d'État? Je signale juste pour mémoire que là, ce problème il nous concerne tout droit, puisque c'est le sujet de notre recherche, toutes ces figures de l'appareil d'État. Eh bien, je signale juste pour mémoire qu'il y a tout un courant du capitalisme qui dit, mais oui, pas besoin d'État. Ou plus l'État sera petit et se montrera moins, mieux ce sera, laissez faire les choses. Le capitalisme, c'est toujours accompagné d'une grande critique de l'État. D'une certaine manière, il invente une machine qui ne passe plus par l'appareil d'État. Donc ça, on buterait, là, alors du coup, vous seriez en droit de me dire, bon, ben alors pourquoi avoir dit tout ça si ça n'a aucun rapport avec l'État? Et pourtant, plusieurs choses immédiatement nous font réfléchir, c'est-à-dire vont nous flanquer un problème. Comprenez, si nous découvrons, pour que vous voyez vers quel sens je voudrais aller, si nous découvrons qu'en droit, la formation capitaliste n'a aucun besoin d'un appareil d'État au sens que nous avons vu précédemment. Si nous voyons pourtant qu'il ne peut fonctionner qu'avec des appareils d'État, on ne peut pas, la conclusion elle s'impose toute seule. C'est donc qu'est le capitalisme. Il y a, je dirais pas une mutation, mais c'est qu'il y a un changement. Il y a un changement très profond dans le rôle et les fonctions de l'appareil d'État. Qu'est-ce que ça va être, cette nouvelle figure de l'État? Où je vois ça? Ben, j'accumule là comme ça des remarques par-ci par-là. Je dis, c'est évident que lorsque le capitalisme nous dit, à certaines époques, encore pas à toutes, hein, lorsque le capitalisme à certains moments nous dit, mais on n'a pas besoin d'État, moins il y en aura, mieux ce sera. Il ment pas, il ment pas. Seulement, c'est une proposition extrêmement ambiguë. Pourquoi? Parce qu'il veut dire, il ne veut pas dire du tout, et là il faut peser les mots, il ne veut pas dire du tout, il faut. Pas d'État du tout. Au contraire, il invoque la nature humaine pour dire qu'il faut toujours un État. Il dit qu'il faut un État minimum. Bon, je reviens à un thème qu'on a entamé la dernière fois et qu'on retrouvera seulement quand on parlera de la politique aujourd'hui, pour en finir avec tout ça. Mais l'État minimum, je vous rappelle, moi c'est par là, je trouve cette formule de Virilio très bonne. Qu'est-ce que c'est? De tout temps, c'est ça qu'on a appelé l'État totalitaire. L'État totalitaire, c'est pas du tout le maximum d'État, c'est l'État minimum. À savoir, c'est en effet le minimum d'État qui permet au flux décodé du capital et du travail abstrait d'opérer leur conjugaison comme automatique. Je veux dire, je prenais cet exemple, pour faire la libération des prix, c'est-à-dire pour laisser les prix varier librement, il faut un appareil d'État, c'est l'État minimum. Or, ça a toujours été un des pôles de l'État totalitaire, assurer la libération des prix. Donc, alors que souvent les gens passent comme en glissant de la formule État minimum à la limite pas d'État du tout, nous au contraire, il me semble, nous devons faire la plus grande différence entre les deux formules pas d'État du tout, formule qui ne serait tenue que par certains anarchistes, et la formule du capitalisme, dans beaucoup de cas l'État minimum, à savoir, sous-entendu, ils ne le disent pas, à savoir un État totalitaire. Donc, la réclamation du capitalisme pour un État minimum ne signifie évidemment que le capitalisme n'a pas besoin, à sa manière, d'un appareil d'État. Il a simplement besoin
d'un type d'État très particulier, parce qu'encore une fois, au point où nous en sommes, il est hors de question pour nous de dire que les États totalitaires modernes, ce soit comme les États archaïques, comme les États despotiques. Non, c'est tout à fait autre chose, aucun rapport. Il y a plus aucune raison de dire que les États dits socialistes, ce soient des États totalitaires. Non, c'est pas que ce soit mieux, c'est que c'est autre chose. État totalitaire, ça veut dire quelque chose de très très précis. Bon, je suppose. Voilà ma première remarque. Seconde remarque, donc, de toute manière, il y a bien un appareil d'État et c'est évident. C'est évident que la conjugaison des deux flux qui définit réellement le capitalisme, à savoir le flux de capital indépendant et le flux de travail quelconque, a besoin pour être opéré d'un appareil d'État. D'une certaine manière, ça se fait bien tout seul. Mais ça passe aussi par la force. Ça passe par la force de l'appareil d'État. Et en effet, les expropriations qui déterminent, qui produisent et qui reproduisent le travailleur nu, l'accumulation qui produit et qui reproduit la richesse abstraite, passe nécessairement par un appareil de force, par un appareil de violence. Ça, c'est comme une seconde remarque très rapide. Troisième remarque. Cherchons des cas concrets, ou alors, vous comprenez en effet, il y a une chose très très curieuse dans le capitalisme. C'est finalement pour ça même qu'il a toujours été pour tous les gens, même les révolutionnaires, il a toujours été quelque chose d'assez fascinant. Tout est toujours fascinant, mais on se dit, mais enfin, comment c'est quand même étonnant ça. Je veux dire, c'est vraiment un truc du type virus. C'est un truc ce que Pinage disait tout à l'heure sur l'accélération de la circulation, tout ça. On a l'impression et puis l'essaimage de virus, le virus capitaliste qui prend, qui recule, qui avance, tout ça. C'est pas étonnant, enfin il suffit de lire le Capital pour voir à quel point Marx est fasciné par ce truc. Il n'aurait pas été s'il n'avait pas été fasciné par cette chose. Alors, mais on a l'impression que dans le capitalisme, il y a vraiment un mouvement pour pousser toujours plus loin une espèce d'axiomatique des flux décodés. Plus ça se décode, plus en un sens. Le capitalisme se réjouit lui-même. Et en sens, il y a bien une inventivité capitaliste, il y a une créativité capitaliste, un sens. C'est pour ça qu'ils tiennent si bien. Et alors, cette impression, c'est quoi? On a l'impression à la limite, je prends un exemple actuel, l'impression à la limite, mais qui sont capables, quoi, dans le développement de la production, ou de l'exploration, ou de l'information, ils sont capables de faire des choses complètement démentes. Bon. Je prends un cas, l'exploration transspatiale, cas historique. L'Amérique, mais qu'est-ce que ça veut dire l'Amérique? Est-ce que ça veut dire le capitalisme? Est-ce que ça veut dire l'État américain? En tout cas, des flux de capitaux énormes sont mobilisés au service d'une institution très curieuse, célèbre en Amérique, qui s'appelle la NASA. N-A-S-A. La NASA est une institution typiquement américaine, à la fois mixte, à la fois avec des intérêts du gouvernement d'État et des intérêts privés et des intérêts militaires. Et c'est du genre bureau d'études. Et ils ont été essentiels. Dans les premiers projets d'exploration transspatiale, la NASA a eu un rôle fondamental. Et ils ont fait des projets, alors évidemment, supposant des investissements de capital énormes, concernant cette exploration. Et puis voilà, alors c'est par là, vous allez comprendre tout de suite, je schématise en disant, c'est vraiment comme si les flux de capital, mais là j'emploie les mots à la lettre, s'envoyaient dans la Lune. Ils filaient dans la Lune. Bon. C'est un mode de déterritorialisation. Bon. C'est ce que, par exemple,
il y a un banquier. Les banquiers, je trouve, encore une fois, c'est ceux qui parlent le mieux de ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup plus que les industriels qui sont ou bien vraiment des débiles ou bien des menteurs, des hypocrites. Les banquiers, ils sont beaucoup plus... un des types qui parle le mieux de l'économie et de la monnaie aujourd'hui, c'est un type qui s'appelle, il n'est pas révolutionnaire, il fut haut fonctionnaire, mais comme il a été chassé, il en garde une grande amertume, alors ça lui donne un sens critique très grand. Il s'appelle Saint-Jour. Et il a fait paraître, il n'y a pas longtemps, l'année dernière, un livre très intéressant qui s'appelait Pouvoir et Finances. Ou alors il évoque, il appelle ça la monnaie apatride. Monnaie apatride, c'est un peu inquiétant. Mais, et il évoque la masse, alors ce flux de monnaie apatride, dont dit-il, et il explique très bien par quel mécanisme, qui passe à travers les frontières et sur lesquels les États n'ont aucun contrôle. Alors c'est un peu le cas, mais les eurodollars, les pétrodollars, etc. ne sont qu'un cas de cette monnaie-là. C'est très très... Alors c'est pour ça que quand on dit l'Amérique, c'est pas les États-Unis, c'est aussi bien le capitalisme. Mais là, cette fois, c'était un cas où c'était plus la monnaie apatride, c'était vraiment les flux d'investissement qui se déterritorialisaient. Vraiment, ça allait dans la Lune. C'était quand même, ça a été le grand moment de la NASA. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je cite cet exemple? Le vieil Eisenhower, qui était président des États-Unis à ce moment-là, je schématise, parce que l'histoire est très longue, coupe une partie des crédits de la NASA. Ça a été dur, ça a été une lutte, il a fallu une lutte d'influence. Bon. Alors là, j'ai ma proposition exemplaire, mon exemple typique. Le président des États-Unis coupe une partie des crédits d'un institut capitaliste d'extrême pointe pour l'exploration transspatiale. Bon, essayons de le traduire là comme ça, pour, si j'ose dire, pas beaucoup pour rigoler, dans notre langage. On dirait des flux de capital, d'énormes flux de capital, tendaient à se décoder et à se déterritorialiser de plus en plus. Bon. En même temps, pourquoi le président des États-Unis réagit-il là? Que bien sûr, il y avait des facteurs à cause. C'est que les Russes, eux, l'URSS, dès ce moment-là, ne concevaient pas exactement l'exploration transspatiale de la même manière. Et finalement, c'est elle qui l'a emporté. Pour une fois, ça a été une victoire de la conception russe sur la conception américaine, je crois. Les Russes, eux, c'était pas plus rassurant, même c'était en un sens moins rassurant. Les Russes, ils concevaient dès le début l'exploration transspatiale comme ayant, vous me pardonnez de schématiser beaucoup, mais je crois que ce que je dis n'est pas faux, pas complètement faux, comme devant faire une espèce de ceinture autour de la Terre. C'est-à-dire déterritorialisation, oui, mais la déterritorialisation devait rester relative, c'est-à-dire devait prendre la Terre comme objet. Il s'agissait de faire une espèce de ceinture, je ne dis pas simplement de surveillance, mais ça impliquait aussi la surveillance, ça impliquait les communications, etc. Mais c'était une déterritorialisation encore toute tendue vers la Terre comme objet à survoler et à ceinturer. C'était donc en un sens une conception beaucoup plus raisonnable. Les pays dits socialistes, ils sont beaucoup plus, on verra pourquoi, ils sont en un sens beaucoup, ils n'ont pas l'aspect virus, ils procèdent autrement. C'est pas le virus, c'est pas l'invention virale, c'est pas la créativité d'un virus comme dans le capitalisme, c'est autre chose. Alors, bon, finalement, ce que fait le président des États-Unis, c'est dire d'accord, en effet, on va se retrouver comme des crétins, les Russes vont faire leurs barrières et vont faire leur ceinture transspatiale autour de la Terre, et nous, on va s'envoyer dans la Lune, mais et après. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le président des États-Unis? Il reterritorialise au minimum les flux de capitaux. Il dit à la NASA, non, vous changez votre programme. Vous changez votre programme. Et la NASA doit bien marcher, parce que l'État a suffisamment d'importance. Vous comprenez, c'est très important. Là, j'y vois un exemple typique sur le rôle d'un appareil d'État
dans une formation dans un régime capitaliste. Il faut empêcher, puisque si vous acceptez cette définition du capitalisme comme conjonction généralisée des flux décodés, il faut empêcher que les flux se décodent à l'infini. C'est pas possible. Non, faut pas aller trop vite, faut pas, etc. Il faut qu'il y ait des mécanismes régulateurs. Et l'État, c'est un de ces mécanismes régulateurs fondamentaux. L'État va opérer les reterritorialisations nécessaires pour empêcher que les flux de capital ne se décodent trop vite ou trop radicalement. Il va falloir toutes sortes d'appareils de régulation dans ce système d'automatisme. Alors là, on voit bien la nécessité aussi d'une forme État. Au point que je dirais, oui, pourquoi est-ce que, dernière remarque, on l'a vu, donc je ne reviens pas là-dessus, pourquoi est-ce que le capitalisme n'est pas passé, n'a pas triomphé par l'intermédiaire de la forme ville? On a vu qu'il avait triomphé par l'intermédiaire de la forme État. Alors, il y a bien une raison. Et on a vu pourquoi. Évidemment, il a besoin. Il y a plus, le capitalisme et la formation capitalisme n'a fait qu'un. Avec la grande formation de ce qu'on appelle cette figure très particulière de l'État, à savoir les États-nations. Or, les États-nations, on l'a vu, là c'est toute la musique qui reviendrait. Les États-nations, ça se fait avec de la musique. Et c'est la supériorité de la musique sur la peinture. Les peuples, ils marchent avec de la musique, et pas du tout parce que la musique, ce serait de l'idéologie, mais parce que la musique, c'est beaucoup plus des flux, et ça marche, ça fonctionne. Je veux dire en quoi que l'État-nation, c'est de la musique. Ben, c'est toujours la question. L'État-nation, c'est comment faire une terre et un peuple. Comment faire une terre et un peuple. Bon, alors ça se fait avec du sang, avec des coups de fouet, avec de la musique, avec tout ce que vous voulez. L'Italie, ça s'est fait avec Verdi. Bizarrement, l'Allemagne, ça s'est pas fait avec Wagner. Et ça compte. Il y a des flux, là. Et qu'est-ce que ça veut dire, un peuple, une terre? C'est que un peuple, c'est toujours le produit d'une déterritorialisation d'une population. C'est une population décodée. Si un peuple, c'est toujours à faire, c'est parce que ça implique une population ou des populations décodées. Les États-nations, ils ont fait des peuples avec quoi? Avec des populations, c'est-à-dire l'État-nation, il ne peut se définir que par l'écrasement de ce qu'il faudrait appeler, il faudrait trouver le mot là, de ce que Guattari appelle, par exemple, les phénomènes nationalitaires. La nation, elle s'est définie par l'écrasement des phénomènes nationalitaires. On a fait un peuple avec des populations. On a fait une terre avec des territoires. Ça implique à la fois musique et violence. Mais alors, cette terre-peuple qui définit une nation, quelle est sa fonction? Ça nous dira un peu sur le rôle de l'État dans une formation capitaliste. C'est que c'est précisément dans le cadre d'un peuple terre, c'est-à-dire d'une nation, que s'effectue la circulation du travail et du capital, ou l'homogénéité du capital, sans obstacle extérieur en principe. Si vous suivez cette définition, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est tout simple. Si vous suivez cette dernière remarque et l'ensemble des remarques très rapides que j'ai faites, vous direz, ben oui, dans le capitalisme, l'appareil d'État est absolument nécessaire et accompagne le capitalisme à chaque moment. Seulement, l'État a tout à fait changé. Qu'est-ce qu'il est devenu? Voilà où nous arrivons alors à notre vrai problème, je crois, à savoir, avant d'une certaine manière, je pense à un terme qu'on emploie constamment lorsqu'on parle d'axiomatique. Seulement, ça va nous précipiter dans des difficultés. Une axiomatique est inséparable de ce qu'on appelle des modèles de réalisation.
Bon, une axiomatique a des modèles, a nécessairement des modèles de réalisation. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle de réalisation d'une axiomatique? C'est un domaine où s'effectue concrètement l'axiomatique. Un domaine où s'effectue concrètement une axiomatique est un domaine d'effectuation ou un modèle de réalisation. Il va de soi qu'une axiomatique a toujours simultanément, au moins en droit, plusieurs modèles de réalisation. Voyez là en quel sens est pris modèle. Modèle de réalisation, c'est le champ d'effectuation d'une axiomatique. On verra, j'essaierai de donner des exemples plus tard. J'ai presque envie de dire là, qu'est-ce que c'est que l'appareil d'État maintenant? C'est l'appareil d'État, les appareils d'État, ce sont les modèles de réalisation de cette axiomatique qui se définissait comme conjugaison généralisée des flux décodés. Les États vont définir, les États-nations seront exactement les modèles, y compris avec leurs valeurs lyriques, leurs valeurs musicales, leurs valeurs sentimentales, seront les champs d'effectuation ou les modèles de réalisation de l'axiomatique capitale. Ce qui ne veut pas dire que c'est des apparences. Les modèles de réalisation, c'est absolument pas des apparences. J'insiste sur le caractère réel de l'État-nation. Un peuple, une terre sont vraiment fabriqués. Ils sont fabriqués comme quoi? Comme modèle de réalisation axiomatique elle-même. Alors très variés, les modèles de réalisation sont très variés les uns par rapport aux autres. Qu'il y ait des types d'États complètement différents, on le comprend, puisque une même axiomatique renvoie par nature à des modèles de réalisation tout à fait hétérogènes. Hétérogènes. Il y a même nécessairement hétérogénéité des modèles de réalisation où s'effectue une axiomatique donnée. Or, en quoi c'est une fonction de l'État complètement différente? Ce serait une fonction de l'État complètement différente. Parce que je retourne à l'État impérial. On m'empoisonne. Non. Parce que je retourne à l'État archaïque. Je pourrais dire il est modèle. Mais en quel sens modèle? C'était lui le modèle à réaliser. C'était lui comme l'appareil de surcodage. Il fallait faire le surcodage. Il était modèle au sens de modèle transcendant. Mais c'était lui qu'il fallait reproduire, qu'il fallait constituer et reconstituer. Mais maintenant, le même mot modèle a complètement changé de sens. Ce n'est plus le modèle au sens de modèle transcendant, c'est au contraire modèle au sens immanent de modèle de réalisation par rapport à une axiomatique, laquelle axiomatique est seule et a pris le rôle du modèle ancienne manière. Comprenez? Normalement, vous ne devriez pas bien comprendre, parce qu'on n'a pas dit ce que c'était une axiomatique. Si bien que notre tâche maintenant, elle serait double. Hein. Elle serait double, vous comprenez. Voilà la tâche qui nous reste, je crois. Elle serait triple. Non, oui, je sais pas. Première tâche. Qu'est-ce que ça veut dire, cette comparaison entre la situation politique, économique du monde et une notion mathématique très précise comme celle d'axiomatique? Voilà ma première question contre moi-même. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une métaphore? C'est pour faire quoi? Ça prétend à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? En apparence, c'est idiot. C'est idiot. Enfin, c'est pas malin. C'est facile d'abord. Donc, nécessité de voir là même, quitte à faire un détour, on a le temps. Qu'est-ce que, au juste, qu'est-ce que c'est exactement en mathématiques une axiomatique? Et dès lors, est-ce qu'on peut se servir de cette notion pour qualifier la situation internationale moderne autrement qu'à titre métaphorique? Voilà, vous sentez
ma tendance à souhaiter répondre, c'est bien autre chose qu'une métaphore. Le capitalisme est vraiment une axiomatique, compte tenu de ce que les mathématiciens appellent une axiomatique, et c'est autre chose qu'une métaphore. Mais encore faudrait-il le justifier. Deuxième question, dès lors, si le terme axiomatique peut être transporté, transféré à la situation économique et politique mondiale, comment apparaît cette situation et quel est le rôle de l'État dans cette situation? Voilà, c'est mes deux problèmes. Si je réponds à ces deux problèmes, on aurait en gros fini cette série sur l'appareil d'État. Alors voilà, donc il faut que vous consentiez à ce qu'on passera par une assez longue, pas très longue, mais un peu, où on oubliera tout. C'est-à-dire on se demandera qu'est-ce que c'est au juste une axiomatique en mathématiques. Surtout que c'est très rigolo, c'est très, très récréatif. Et c'est à partir de là qu'on retrouvera nos problèmes politiques. Quelle heure est-il? Midi 20. Alors on peut commencer si vous êtes ou bien se reposer, ou bien vous en avez assez, vous le dites. Ou bien on parle d'autre chose, ou bien je commence un peu à esquisser ce que c'est qu'une axiomatique. Parce que je peux le faire, oui, assez rapidement, quitte à ce que vous réfléchissiez. Parce que, et qu'après les vacances, vous m'apportiez des choses. Vous êtes fatigué ou on continue un peu? C'est très rigolo. Tu vas bien, toi? Très rigolo, passionnant. Alors écoutez, bon, écoutez, pas pour longtemps, parce que je sens la fatigue quand même. Voilà, je pose des questions et là je fais un appel, comme j'en ai fait plusieurs fois, et tantôt ça a marché, tantôt ça ne marche pas beaucoup. Je fais un appel pour que certains d'entre vous, par exemple ceux qui ont fait un peu de mathématiques, reprennent des choses qu'ils savent hein, sur l'axiomatique et qu'à la rentrée on gonfle tout ça. Moi, je pars avec deux choses de base, très très simples, puisque je pense aussi à ceux qui n'ont pas fait du tout de mathématiques. Il y a un livre classique très bon d'un logicien français qui s'appelle Robert Blanchet, aux presses universitaires de France, vous savez, dans les collections d'enseignement supérieur, mais Blanchet était un très bon logicien, BLANCHP, qui s'appelle L'Axiomatique. Pour ceux qui ne savent rien du tout, s'il y en a, vous auriez déjà une idée. Et d'autre part, pour ceux qui savent un peu plus, je rappelle qu'il y a en France, qui je ne dis pas que ce soit pas dépassé, j'en sais rien d'ailleurs, mais les choses changent tellement dans le domaine de l'axiomatique, comme dans tous les domaines de mathématiques. Il y avait une série de volumes faisant autorité en France, publié sous le nom de Bourbaki. Je dis publié sous le nom de Bourbaki, puisque Bourbaki désignait un cercle de mathématiciens, qui groupait d'ailleurs, il faut le dire, les meilleurs mathématiciens, parmi les meilleurs mathématiciens français, et qui ont fait une très très vaste axiomatique, qui a été publiée chez Hermann. Or, cette axiomatique de Bourbaki, qui est passée en classique sous le nom de Bourbaki, cette axiomatique de Bourbaki, c'est plutôt plusieurs axiomatiques, il s'agit d'une axiomatisation de l'ensemble des mathématiques, cette axiomatique comporte des considérations introductives ou bien dans des appendices, où Bourbaki essaie d'expliquer un peu. Et je voudrais simplifier beaucoup un exemple qu'il donne. Là, comme ça, citant mes sources, et voilà. Je dis, qu'est-ce que ce serait? C'est ma première remarque. Bourbaki nous dit, eh ben, en gros, il dit, voilà, il y a une axiomatique chaque fois que vous vous trouvez devant, ou chaque fois que vous construisez des relations, chaque fois que vous déterminez des relations entre éléments non spécifiés. Entre éléments non spécifiés, c'est-à-dire ces relations, elles vont s'établir, ces relations, symbolisons-les par grand R entre parenthèses. Vous voyez,
Si j'étais au tableau, je ferais un grand R entre parenthèses. Chaque fois que vous avez un système de relations entre éléments non spécifiés, vous êtes dans le domaine des axiomatiques. On comprend, mais on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? De quoi il parle? Moi, je propose, parce que ça me servira beaucoup pour après, des relations entre éléments non spécifiés. Je me dis, il faut un non spécifique. Je propose comme ça, pour moi, par commodité, le terme de relation fonctionnelle. Et je distinguerai à ce moment-là les relations fonctionnelles et les relations formelles. Les relations formelles étant des relations entre éléments spécifiques, spécifiables, et les relations fonctionnelles étant des relations entre éléments non spécifiques. Donc je dirais, bon, il y a axiomatique lorsque l'on se trouve devant un ensemble de relations fonctionnelles entre éléments non spécifiques. Symbole de cette relation, x, petit x, grand R, y. Je dirais, il y a, je lis, vous voyez, ce symbolisme, c'est pas celui de Bourbaki, je le simplifie moi beaucoup pour mon usage et pour le vôtre. Je lis cette formule, j'ai le droit arbitrairement, il y a une relation fonctionnelle entre x, y comme élément quelconque. Voilà. Et supposez que je définisse 3 R, 3 grands R. Là, ceux que ça intéresse, je vous demande presque pour y réfléchir un peu, il faut le prendre en note, sinon vous ne vous le rappellerez pas. Ceux que ça n'intéresse pas, vous ne le prenez pas. C'est une importance. Mais c'est ça l'avantage de réunir, il me semble, un public dont les soucis sont très différents. Vous choisissez vous-même. Je dis première relation. Je vais définir, là, comprenez ce que je suis en train de faire, je vais définir une axiomatique avec 3 relations, 3 grands R. Je dis première relation. À 2 éléments quelconques, x, y, un troisième z correspond nécessairement. À 2 éléments quelconques, x, y, un troisième correspond nécessairement. Un troisième z correspond nécessairement. Voilà mon premier grand R, ma première relation. Deuxième relation. Il y a un élément petit e, il y a un élément petit e tel que pour tout élément x, on est x grand R e égale e grand R x égale x. Je reconnais là un deuxième axiome. Je relis, il y a un élément petit e tel que pour tout élément x on est x grand R e égale e grand R x égale x. Un troisième et dernier. Il y en a beaucoup d'autres, mais j'en prends 3. Je prends une axiomatique à 3 axiomes. Pour tout élément x, il y a un élément x' tel que x grand R x' égale x' grand R x égale e.
Vous allez tout comprendre. Je vous assure, vous allez tout comprendre. Je termine avec juste une première remarque. Si vous vous trouvez quelque chose, il faut beaucoup jouer, comme on ne sait rien. Il faut se fier un peu à, je ne sais pas quoi, de pressentiment. Si je me trouve devant un truc comme ça, je me dis, tiens, c'est pas la même chose que de la formalisation. En d'autres termes, je ne sais pas encore pourquoi, mais je le sens. Alors, ça arrive qu'on sente des choses fausses, bien sûr, mais je me dis, c'est pas de la formalisation, on devrait pouvoir, à partir de là, arriver à distinguer même mieux que des logiciens l'ont fait, la formalisation logique et l'axiomatisation. Je ne dis pas que ce soit nouveau, il y a beaucoup de gens qui ont essayé de distinguer formalisation et axiomatisation. Mais vous devez sentir que c'est un procédé qui n'est pas de formalisation, qui est d'une autre nature. Ces relations fonctionnelles entre objets quelconques, il n'y a aucun indice de spécification d'objet là-dedans. Il y a deux modèles de réalisation. Les deux modèles de réalisation que cette axiomatique à trois axiomes comporte, c'est déjà, ne me faites pas dire des bêtises, hein, je ne dis pas c'est les seuls, j'en retiens les deux les plus simples. L'addition des nombres réels, on va le vérifier tout de suite, là ça va être facile. L'addition des nombres réels. Les nombres réels, c'est, vous le savez, les nombres positifs, négatifs ou nuls. L'addition des nombres réels, premier modèle de réalisation. Deuxième modèle de réalisation, la composition des déplacements dans l'espace euclidien à trois dimensions. Composition des déplacements, une opération très simple, la composition des déplacements dans l'espace euclidien. Bon, ces deux modèles de réalisation sont absolument indépendants l'un de l'autre. Ça, c'est une remarque aussi dont j'aurais très besoin. Ils sont absolument hétérogènes. Ils sont indépendants. Essayons. Qu'est-ce que ça donne? Vous retenez addition des nombres réels et composition des déplacements. Mon premier axiome. À deux éléments x, y, un troisième z correspond nécessairement. Sous la clause de grand R, c'est-à-dire de la relation. Dans le cas des nombres réels, la relation, c'est l'addition. C'est le modèle de réalisation, c'est l'addition. Et bien, en effet, à deux nombres réels quelconques, x, y, un troisième, vous voyez que je spécifie mes éléments par rapport et dans le domaine de réalisation. Dans l'axiomatique, je n'avais pas besoin de les spécifier. Donc, il n'y a aucune contradiction. Si maintenant je les spécifie, c'est puisque je cherche justement les modèles de réalisation. Donc, à deux éléments, à deux nombres réels quelconques, x et y, un troisième correspond nécessairement sous la règle de l'addition. Voyez que cet axiome, il est vérifié par l'addition. Mais ce serait vrai aussi de la multiplication. Donc, un axiome ne suffit pas, évidemment, à définir mon axiomatique. Je dis juste, si vous me donnez deux nombres réels, bon, bah, sous la règle de l'addition, ils sont additionnables et ça donne un troisième. Ça donne z. De même, deux déplacements dans l'espace euclidien sont composables. R désignant à ce moment-là la composabilité, tout comme R tout à l'heure définissait l'additionnalité. Deuxième axiome. Alors là, on fait un concours, hein, ceux que ça intéresse, bien sûr. Vous allez trouver tout de suite, dans les deux cas. Et ça va être très plaisant, ça. Vous vous rappelez, il y a un élément petit e, tel que pour tout élément x, on est, vous vous mettez dans la situation des nombres réels, de l'addition des nombres réels. Donc, si je traduis mon axiome, ça donne, il y a un élément petit e tel que pour tout élément x, c'est-à-dire pour tout nombre réel, on est e plus x égale x plus e égale x. Formidable, formidable. C'est zéro. C'est zéro.
où c'est, dans la composition des déplacements, il y a un concept très spécial qui est ce que l'on appelle le déplacement identique. Le déplacement identique qui laisse fixe à chaque point de l'espace. Donc, vous voyez, suivant, et ça n'a rien à voir, 0 et le déplacement identique. C'est deux notions tout à fait hétérogènes. Suivant le modèle de réalisation, mon axiome s'effectue avec le 0, mon deuxième axiome s'effectue avec 0 ou avec déplacement identique. Troisièmement, pour tout élément x, vous pensez en termes d'addition des nombres L, pour tout élément x, il existe x', tel que x plus x' égale x' plus x égale e, c'est-à-dire 0. Par rapport à x, c'est moins x. C'est le nombre négatif. C'est le nombre négatif. Pour les déplacements, c'est ce que l'on appelle, dans ce modèle de réalisation, le déplacement inverse. Je dis donc, je peux maintenant compléter ma définition et dire, on appelle axiomatique un ensemble de relations fonctionnelles entre éléments non spécifiés qui s'incarnent ou qui s'effectuent dans les relations formelles et les éléments qualifiés ou spécifiés propres à chacun de ces domaines de réalisation, de ces modèles de réalisation. Je confirme mon impression, c'est complètement différent d'une démarche de formalisation logique. Pourquoi? Parce que dans une axiomatique, vous avez un ensemble de relations fonctionnelles entre éléments non spécifiés qui baignent de manière immanente les modèles de réalisation, en même temps que les modèles de réalisation effectuent directement chacun pour son compte, effectuent directement chacun dans son hétérogénéité, chacun pour son compte, les relations de l'axiomatique. Bon, en quoi c'est différent là-dessus, si vous réfléchirez, il est bien évident qu'un procédé d'axiomatisation rencontre énormément de problèmes. Quels sont ces problèmes? J'essaie vite de les classer pour que vous y pensiez et au besoin que vous en trouviez d'autres. Je dirais premier problème, concernant les modèles de réalisation. Les modèles de réalisation d'une même axiomatique sont hétérogènes les uns par rapport aux autres. Pourtant, ils réalisent la même axiomatique. D'où la notion proprement axiomatique de isomorphie. On dira qu'ils peuvent être hétérogènes, ils n'en sont pas moins isomorphes. Par rapport, ils ne sont pas homogènes, mais isomorphes par rapport à l'axiomatique. Donc, question fondamentale, dans quelle mesure les modèles d'une même axiomatique sont-ils et peuvent-ils être à la fois hétérogènes et pourtant isomorphes? N'y a-t-il pas des cas même où l'on doit concevoir une hétéromorphie des modèles qui pourtant renvoient à une même axiomatique? Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Vous pouvez comprendre que si se confirmait l'idée que ce n'est pas une simple métaphore, la comparaison de la situation mondiale à une axiomatique, on se trouvera devant le problème, les types d'États aujourd'hui. Si l'on accepte notre hypothèse que les appareils d'État sont des modèles de réalisation de l'axiomatique, bon, dans quelle mesure y a-t-il une homogénéité de tous les types d'appareils d'État? Mais même s'ils ne sont pas du tout homogènes, ils peuvent être quand même isomorphes par rapport à l'axiomatique. À ce moment-là, il faudrait parler d'une isomorphie des États les plus divers.
peut-être même que l'axiomatique supporte, et implique une véritable polymorphie ou hétéromorphie. En tout cas, on ne pourra pas confondre homogénéité, isomorphie, hétéromorphie, etc. Deuxième problème. Chaque axiome, vous le voyez facilement dans mon exemple précédent, est indépendant des autres. C'est même par là que ce n'est pas un théorème. Un théorème, c'est la proposition qui dépend d'autres propositions. Un axiome est une proposition qui ne dépend pas d'une proposition préalable. Si je peux engendrer un de mes axiomes à partir d'autres axiomes, ce n'est pas un axiome, c'est un théorème. Eh ben, les axiomes sont indépendants. Et pourtant, ils forment un ensemble, et cet ensemble a en droit une limite. Qu'est-ce que c'est que cette limite? Qu'est-ce que c'est que la limite d'une axiomatique? La limite d'une axiomatique, c'est facile à définir, c'est le point où l'on ne peut pas ajouter un axiome en plus, et les axiomes étant indépendants, on peut en ajouter. J'aurais pu me contenter de 2 axiomes dans l'exemple que je vous ai donné. J'en ai mis un 3e. Bourbaki, lui, il en met plein d'autres. Eh bien, la limite d'une axiomatique, c'est le point où l'on ne peut pas ajouter de nouvel axiome sans que le système ne devienne contradictoire. On dit à ce moment-là que l'axiomatique, considérez que cette axiomatique est saturée. C'est le problème de la saturation ou de la limite, des limites d'une axiomatique. Système saturé, lorsqu'on ne peut plus ajouter d'axiomes sans rendre l'ensemble contradictoire. Bon, je dis là aussi, on aura à se trouver devant le problème. Il y a un fameux problème, le problème du rapport du capitalisme avec les limites du capitalisme. Et qu'est-ce que veut dire les limites? Et qu'est-ce que veut dire la manière dont le capitalisme, comme dit Marx, ne cesse de repousser, de déplacer ses propres limites? Peut-on parler d'une saturation du capitalisme? On voit bien qu'il y a un problème semblable actuellement. Quand il y a des gens qui disent la fin des ressources, bon, la fin des ressources, bon, d'accord. Alors est-ce que ça veut dire que le système est saturé? Et qu'est-ce que ça veut dire que le système est saturé? C'est-à-dire là, j'ai l'impression que c'est plus tout à fait de la métaphore. On retrouve ce thème de la saturation dans toute la situation politique mondiale. Bon, il y a des seuils de saturation. Il y a une crise urbaine, on nous dit, il y a une crise des flux de matières premières, il y a une crise de ceci, de cela. Bon, ça veut dire saturation. On nous dit que dans les villes, l'électricité, bon, elle est au point de saturation. Est-ce que c'est par hasard qu'on trouve cette notion? Voilà le deuxième problème qu'on aura à voir. Qu'est-ce que veut dire les limites ou la saturation d'une axiomatique? Troisième problème. Un des grands moments de l'axiomatique a été la découverte par un axiomaticien célèbre du phénomène suivant. C'est que, là je la résume énormément, puisqu'il faut juste en retenir un esprit. On pourrait l'énoncer ainsi, c'est que dans toute axiomatique un peu complexe, comportant un grand nombre d'axiomes, cette axiomatique comporte nécessairement un modèle de réalisation dans les nombres dits naturels. Vous chercherez dans le petit Larousse ce que c'est que les nombres naturels, que vous fassiez dans les nombres naturels. Bon, supposons, retenons ça juste. Or, les nombres naturels définissent ou appartiennent à des ensembles dits dénombrables. Ensemble dénombrable. D'où une grande inquiétude, et ça a été une des premières grandes crises de l'axiomatique, l'idée que ce qu'on appelle en mathématiques, et peu importe, les ensembles non dénombrables avaient une puissance qui les faisait échapper à l'axiomatique. Que l'axiomatique ne pouvait pas dépasser la puissance du dénombrable. Exemple de puissance qui excède la puissance du dénombrable, eh bien, il y a une puissance célèbre, la puissance du continu.
c'est-à-dire la puissance des points sur composant une ligne. Cette puissance du continu, c'est une puissance non dénombrable, d'un ensemble non dénombrable. Bon. Donc, l'axiomatique, là, c'est plus la question des limites. C'est la question d'une puissance supérieure, puissance irréductible à l'axiomatique et pourtant en rapport avec elle. Et qui serait comme une puissance du non dénombrable. Alors que l'axiomatique opère dans des ensembles au besoin infini, mais dénombrables. Est-ce qu'il y a moyen pour les axiomaticiens de surmonter cette difficulté? Est-ce que cette difficulté est fondamentale? Ça, peu importe. Je dis, notre troisième problème, ce serait le problème de la puissance dans ses rapports avec l'axiomatique. Si je continue, ce qui pour le moment n'est pour nous que métaphore, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ci? Est-ce que veut dire quelque chose la proposition suivante? Que l'axiomatique mondiale dégage d'une certaine manière une puissance qu'elle n'est pas certaine elle-même de contrôler. Vous me direz, ah ben oui, ça on voit ce que ça veut dire, c'est toutes les visions apocalyptiques, hein. C'est les visions millénaristes actuelles, ça a été la bombe atomique, c'est maintenant, bon, tout ça. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à en tirer pour nous? Et sous quelles conditions? Les rapports d'une axiomatique du capital avec une puissance du non dénombrable. On verra bien. Est-ce que c'est une métaphore ou est-ce que c'est mieux? Dernier point, une autre grande crise de l'axiomatique s'est produite lorsque un axiomaticien a pu démontrer des théorèmes, une série de théorèmes célèbres, d'après lesquels, dans la tentative pour axiomatiser l'arithmétique, qui semblait précisément un des domaines les plus faciles, les plus riches, dans cette tentative, eh bien, se faisait nécessairement la rencontre avec des propositions que cet axiomaticien nommait indécidables. Propositions indécidables, ce qui ne veut pas dire des propositions dont on ne saisit pas les conséquences, mais des propositions dont on ne peut pas démontrer, en les rapportant au système d'axiomes, si elles sont vraies ou non vraies. C'est-à-dire qui mettent en question le principe du tiers exclu. On ne peut pas démontrer si elles sont vraies ou fausses, en ce sens, elles sont indécidables. Donc, mon quatrième problème, je ne sais plus, mon quatrième problème, c'est est-ce que tout axiomatique, y compris l'axiomatique mondiale supposée, comporte un certain type et un certain nombre de propositions qu'on serait en droit d'appeler des propositions indécidables et qui serait évidemment notre dernier espoir. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'espoir s'il n'y a pas des propositions indécidables. Alors comprenez, ça ne veut pas du tout dire. Par exemple, je distingue des propositions imprévisibles même. Il est connu qu'aucun économiste ou aucun banquier ne peut prévoir l'augmentation d'une masse monétaire. On ne prévoit pas l'augmentation d'une masse monétaire. Ça ne veut pas dire que l'augmentation d'une masse monétaire soit une proposition indécidable dans le système. Parce que sa non-prévisibilité fait particulièrement, en fait, absolument partie du système d'axiomes et renvoie au système d'axiomes. C'est pas ça. Mais est-ce qu'il y a des propositions telles que, dans cette fois-ci, ce ne sera pas leur vérité, leur fausseté, ce sera quoi? Ben, ce sera leur capacité de rester dans le système ou bien de sortir de l'axiomatique et de réagir contre l'axiomatique. Mais réagir comment? Est-ce que toute axiomatique engendre et sécrète ces propositions indécidables? Voilà, vous voyez, moi je vois ce problème, mais enfin c'est comme ça, vous réfléchissez bien et puis on reprend après. Vous vouliez dire quelque chose? Oui? C'est quoi? On pourrait l'utiliser là. Ce serait épatant si vous le faisiez, vous. Non, vous n'êtes pas assez... Non, je vous demande, parce que si vous avez la moindre... pensez-y, si vous voyez le moyen de la prochaine fois d'en parler, ça oui, oui, tout à fait.
Eh bien voilà. D'autre part, nous allons bientôt, nous allons bientôt avoir fini la première partie de notre travail. Alors je fais très vivement appel à vous, à un certain nombre d'entre vous, parce que moi je concevrai la fin de l'année, la seconde partie, sous forme de moi me mettant un peu à votre disposition, c'est-à-dire faisant des choses séparées en fonction de l'état du travail de certains d'entre vous. Que ce soit des précisions, par exemple, vous pouvez très bien me demander, d'après votre travail à vous, de faire une séance sur un auteur ou bien sur un sujet. Tout ça, on ferait des choses très découpées. Hein. Alors, c'est à vous de voir. Alors, il y en a déjà quelques-uns qui m'ont demandé de faire, mais là, ça me paraît plus gros, c'est-à-dire ceci, de faire quelque chose qui serait comme une espèce de, comme une présentation d'un très grand philosophe, mais d'un philosophe très difficile qui s'appelle Leibniz. Alors je pourrais en effet, à moins qu'il y ait... Mais si vous avez, vous, des sujets dont vous aimeriez, à charge pour moi de dire je peux ou je peux pas, évidemment, si vous avez des sujets ou des problèmes liés à vos propres travaux, on peut voir. Donc réfléchissez-y d'ici la prochaine fois et l'autre fois, à moins qu'il y ait déjà des... ou bien comme, je pense, mais là ça dépend beaucoup de vous aussi. Il y en a un certain nombre ici qui travaillent avec moi depuis euh, longtemps, depuis beaucoup d'années. Et tout ce qu'on a fait depuis 4 ou 5 ans, je crois que c'est quand même des choses très diverses, mais c'est des choses qui tournent autour des mêmes notions. Alors il peut y avoir utilité de reprendre certaines notions sur lesquelles on a travaillé depuis plusieurs années. Enfin, tout est possible. C'est à vous de, vous me direz, ou dès maintenant, ou la prochaine fois, ou l'autre fois encore. Sinon, je ferai quelque chose sur Leibniz, s'il n'y a pas de demande spéciale. Lichtenberg, c'est pas gros, hein. C'est pas été au bout? Si, mais ce pourquoi il est connu. J'ai lu cette phrase de dans la vie, mais vraiment, ça m'a illuminé. Ouais. Ça, je ne peux pas. Je ne connais pas. Ouais, c'est... L'aurore de Jacob Böhm. L'aurore, Ouais. Je suis imprudent parce que je ne vois pas faire quelque chose sur deux, mais j'en suis incapable. Ouais. Enfin, on ne sait jamais, oui. Ouais. Ça m'aurait intéressé, mais j'étais malade, mais là, c'est la définition physique, ce que je dis, quand esthéticien allemand, vous avez parlé. Rigole, oui. Mais ça, on y reviendra peut-être un tout petit peu sur... Oui. Ça, on pourra, oui, Maldinet, oui. Bon, alors, voilà, je voudrais que vous acceptiez toujours cette convention sur laquelle nous étions restés il y a 15 jours. J'essaie, on oublie vraiment le point où on en est dans notre analyse de l'État. Et je fais une très longue parenthèse qui consiste à demander qu'est-ce que c'est au juste qu'une axiomatique. Je dis c'est une longue parenthèse, puisque une axiomatique, ça n'a rien à voir avec le problème de l'État. Une axiomatique, c'est un certain type de système ou de discours propre aux mathématiques. Bon. Juste ce point, vous n'oubliez pas que l'hypothèse qui nous fait passer par ce détour, c'est l'hypothèse après laquelle il ne serait pas inexact. Je m'avance pas plus, c'est-à-dire je pèse relativement mes mots, j'y mets des conditionnels. Il ne serait pas inexact de traiter la situation politique dite moderne comme une axiomatique. Donc, mais provisoirement, nous oublions
ce souci qui rattache ce thème à notre sujet. Et nous considérons pour soi-même, pour elle-même, la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une axiomatique? D'abord parce que ça peut toujours servir, mais surtout parce que ça me paraît poser beaucoup de problèmes pour comprendre même non seulement ce qu'est la science, mais ce qu'on peut appeler une politique de la science. Et la dernière fois, j'avais juste pris un exemple extrêmement simple pour essayer de vous faire sentir ce que c'était qu'une axiomatique. Et je rappelle cet exemple parce que si vous ne l'avez pas un peu, je le rappelle en le schématisant encore plus, cet exemple que j'avais déjà moi-même simplifié, je le simplifie encore plus en disant, voilà un exemple d'axiomatique. Vous définissez une relation purement fonctionnelle entre éléments quelconques. Élément quelconque, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous ne spécifiez pas la nature des éléments que vous considérez. Vous déterminez une relation fonctionnelle entre éléments quelconques en tant que quelconques. Vous allez me dire, c'est très bizarre, ça quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons la forme symbolique x grand R y. X grand R y, grand R est la relation fonctionnelle entre deux éléments quelconques en tant que quelconques, x et y. Vous me direz, avec ça, on va pas loin. Vous déterminez, on laisse, pourquoi vous déterminez, comment vous déterminez? On va voir ça tout à l'heure. Et je suppose que nous déterminions des axiomes. Des axiomes qui vont correspondre à la relation fonctionnelle x grand R y. X relation y. Premier axiome que vous déterminez, je n'en prends que deux vraiment pour rester au plus simple. Petit e grand R x égale x grand R e égale x. Petit e grand R x égale x grand R e égale x. Voilà. Vous traitez cette proposition, cette équation comme un axiome, c'est-à-dire comme une proposition première qui ne dérive d'aucune autre. Deuxième axiome. X grand R x prime égale x prime grand R x égale petit e. Bon. Pourquoi est-ce un deuxième axiome? Parce que cette seconde proposition est supposée ne pas pouvoir être démontrée à partir de la première. Elle introduit quelque chose d'irréductiblement nouveau. Si je me trouve devant une proposition qui peut être démontrée à partir des axiomes précédemment déterminés, je dirais que c'est non pas un axiome, mais un théorème. Donc, un ensemble d'axiomes est un ensemble de propositions indépendantes qui ne supposent rien d'autre et dont les théorèmes découlent. Je reprends mes deux axiomes. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ben, une axiomatique renvoie, et c'est la seconde notion essentielle. La première notion essentielle, c'est l'idée de relation uniquement fonctionnelle entre éléments quelconques en tant que quelconques. La deuxième notion fondamentale d'une axiomatique, c'est celle, on l'avait vu, de modèle de réalisation. On dira qu'une axiomatique, comme ensemble de relations fonctionnelles entre éléments quelconques en tant que quelconques, renvoie à des domaines, à des modèles de réalisation dans lesquels elle s'effectue. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'y effectue? Cela veut dire que dans ces domaines, dans ces modèles de réalisation, les éléments prennent une nature qualifiée. Les éléments quelconques prennent une nature qualifiée. Une axiomatique, dès lors, là, si on faisait une axiomatique de l'axiomatique, je crois qu'il ne serait pas difficile de démontrer, ce serait un théorème, qu'une axiomatique comprend nécessairement plusieurs modèles de réalisation, ne serait-ce que des modèles de réalisation possibles ou virtuels. Au point que serait contradictoire la notion d'une axiomatique n'ayant qu'un seul domaine de réalisation, modèle de réalisation. Mais bon, je dis une axiomatique a des modèles de réalisation. Prenons toujours dans l'exemple là, l'exemple minimum que je viens d'utiliser. L'axiomatique que je viens de définir avec deux axiomes, en m'en tenant à deux axiomes. Cette axiomatique a un premier modèle de réalisation qui est quoi? Qui est le domaine, ou plutôt non pas le domaine, qui est l'addition des nombres réels. En quoi? Je relis mon premier axiome. Il y a un élément petit e, tel que pour tout élément x, on est E grand R x égale x grand R E égale x. Dans le cas de l'addition des nombres réels, cet élément petit e, c'est 0. Vous pouvez écrire en effet 0 plus addition des nombres réels. Ça vous donnera dans le modèle de réalisation addition des nombres réels, ça vous donnera 0 plus x égale x plus 0 égale x. Essayez pour la division, la multiplication, c'est pas comme ça. Donc ça vous a permis de circonscrire l'addition des nombres réels. Deuxième axiome. Pour tout élément x, il existe un élément x' tel que x grand R x' égale x' grand R x égale E. Pour l'addition des nombres réels, x', c'est le nombre négatif, moins x. Bien. Mais alors pourquoi avoir cherché une axiomatique? On a cherché une axiomatique précisément parce que l'addition des nombres réels n'épuise pas la relation fonctionnelle. Il y aura, virtuellement ou réellement, il y aura d'autres modèles de réalisation. J'avais donné un autre modèle de réalisation de cette axiomatique à deux axiomes, à savoir la composition des déplacements dans l'espace euclidien à 3 dimensions.
ce qui en soi est un ensemble tout à fait différent de l'addition des nombres réels. Et cette fois-ci, mon premier axiome ne sera plus effectué par petit e égale 0, mais dans le cas du déplacement, de la composition des déplacements dans l'espace, mon premier axiome sera effectué par petit e égale ce que l'on appelle, justement, dans ce modèle de réalisation, le déplacement identique, c'est-à-dire le déplacement qui laisse fixe à chaque point de l'espace. Et, deuxième axiome, x' ne sera plus effectué par le nombre négatif, mais par ce qu'on appelle, dans ce modèle de réalisation, dans ce second modèle de réalisation, par ce qu'on appelle le déplacement inverse. Du coup, si j'ai redéveloppé cet exemple, c'est pour une raison très simple. C'est qu'il me semble que l'on voit, à partir d'un exemple aussi simplifié, ce qu'il y a d'extraordinairement original dans une axiomatique. Je dirais que, vous voyez que, en effet, l'axiomatique en elle-même ne comprend que des relations fonctionnelles entre éléments quelconques en tant que quelconques. Comprenez, notre objet, c'est pas faire des mathématiques, là, c'est vraiment avoir ce minimum qui nous permet de comprendre ce qu'ils ont voulu faire, les gens qui ont fait de l'axiomatique. L'axiomatique elle-même ne comprend que ça. Relation fonctionnelle entre éléments quelconques en tant que quelconques. Il ne faut même pas demander de quoi une axiomatique parle. La question n'a pas de sens, puisqu'elle parle d'éléments quelconques en tant que quelconques. Et elle définit des relations fonctionnelles entre ces éléments comme tels. Mais alors, c'est important. Pourquoi? C'est intéressant. Pourquoi? Parce que l'axiomatique apparaît vraiment la seule chose, le seul discours qui permette une comparaison directe, un affrontement direct, une comparaison directe entre ensemble ou domaine hétérogène en tant qu'hétérogène. Ce seront les mêmes relations fonctionnelles entre éléments quelconques que vous découvrirez dans l'ensemble addition des nombres réels et dans l'ensemble composition des déplacements dans l'espace euclidien. Je demande, est-ce qu'il y a une autre méthode qui nous... Là, je dis beaucoup de bien de l'axiomatique, mais on verra aussi qu'il y a des problèmes. Mais pour le moment, c'est une méthode assez étonnante, qui ne va pas du tout de soi. Elle nous donne le moyen, et je ne vois pas d'autre moyen, à première vue. À première vue, on ne voit pas d'autre moyen pour comparer des domaines hétérogènes en tant qu'ils sont hétérogènes, et les comparer directement. C'est-à-dire sans passer par une homogénéisation. Voilà. Alors ça, il faudrait que vous compreniez, parce que sinon... alors je veux bien même tout recommencer si vous ne comprenez pas, mais il faudrait, parce que sinon... il faut que ou bien que vous compreniez, ou bien que vous partiez pour cette fois, parce que sinon tout dépend de ça. Voilà. Alors réfléchissez bien. Vous comprenez? Très bien. Formidable. Ouais. Oui. En fait, ils en ont un. Puisque tu as utilisé la notion E dans l'axiome E, cette notion E, tu l'as définie dans l'axiome 1. C'est pas qu'ils aient pas, oui, en ce sens, oui. Mais l'un ne peut pas être déduit de l'autre. C'est là ce que j'appelle l'indépendance, ou ce qu'on appelle l'indépendance des actions. En d'autres termes, l'un n'est pas un théorème qui dépend de l'autre. Bon, alors si vous avez compris ça, je demande immédiatement, parce que c'est un sujet qui traîne un peu dans tout, à la fois dans l'histoire de toutes ces choses, et aussi qui se pose directement, et qui en même temps me paraît jamais, enfin chez les auteurs que j'ai lus, ça me paraît pas convaincant. Alors raison de plus pour se dire, pour sauter sur l'occasion, se dire, est-ce qu'on a le moyen d'apporter juste un essai de précision là-dedans?
On nous dit toujours, attention quand même, ne confondez pas la formalisation logique et l'axiomatisation. Alors, même au niveau historique, ça s'est rencontré, c'est à la même époque que se font les grandes axiomatiques, avec, entre autres, un très grand mathématicien qui s'appelle Hilbert, et que se fait une formalisation logique qui recevra le nom de logistique, et donc également un grand logicien et grand mathématicien mène et pousse la chose jusqu'à un point inégalé, à savoir Russell. Or, il suffit de lire, même en comprenant très mal, vous comprenez, c'est pas nécessaire de tout comprendre. Il suffit de lire une page de Russell et une page de Hilbert, on voit bien que, à la lettre, c'est pas le même monde. La formalisation logique, c'est pas du tout la même chose que l'axiomatisation. Et tout ce que je voudrais dire, c'est, alors bon, quelle différence? Quelle différence? En quoi une axiomatique telle que je viens d'essayer de la définir et telle que vous l'avez si bien compris, se distingue d'une formalisation? Je dirais une formalisation, voilà ce que c'est. C'est le dégagement et la détermination de relations formelles entre éléments spécifiés d'après tel ou tel type. Je retiens chaque mot. Vous voyez au moins, même avant que je me sois expliqué, que ce n'est pas la même chose. Relation fonctionnelle s'oppose à relation formelle. Élément quelconque de l'axiomatique s'oppose à élément spécifié de la formalisation. Mais alors, si les éléments sont spécifiés, c'est-à-dire sont définis comme tel ou tel, en quoi y a-t-il formalisation? Et qu'est-ce que c'est que des relations formelles par différence avec des relations fonctionnelles? C'est là que la notion de type intervient de manière fondamentale et a toujours été présente dans les formalisations. Bien que, il est notoire que l'auteur particulier d'une théorie qu'on appelle dans le domaine de la logistique la théorie des types soit Russell lui-même, c'est-à-dire que cette théorie a été constituée tardivement. Ça n'empêche pas que d'une certaine manière, on s'en servait avant que ça ait été théorisé. Et la théorie des types, elle consiste à déterminer comme condition sous laquelle on peut énoncer des propositions la distinction de une pluralité de types d'après lesquels les propositions sont susceptibles de s'emboîter les unes dans les autres. Quel est en effet le principe de la théorie des types? C'est tout simple, c'est qu'un ensemble ne se contient pas lui-même comme élément. Qu'est-ce que ça veut dire? Un ensemble ne se contient pas lui-même comme élément. Je veux dire une chose très très simple. Je prends un exemple qui est donné par Russell lui-même. Voici la proposition: Napoléon a toutes les qualités qui font un grand général. Napoléon a toutes les qualités qui font un grand général. Bien. Russell constate que avoir toutes les qualités qui font un grand général ne peut jamais être traité comme une des qualités nécessaires pour faire un grand général. Si vous définissez, ou bien autre exemple donné par Russell, si vous définissez français typique, si vous dites ah ça c'est un français typique, typique ne fait pas partie des caractères qui permettent de définir un français typique. En d'autres termes, typique et les caractères qui permettent de définir un français typique ne sont pas du même type. Bon. Prenons un exemple alors
je prépare mon retour à notre problème. Je vais essayer de dire qu'un certain appareil d'État, que j'appelais l'appareil archaïque, d'une certaine manière, reposait sur le surcodage de communautés agricoles. On a vu en quel sens ça pouvait être, dit en quel sens c'était discutable, etc. Mais prenons cette proposition. L'appareil d'État archaïque surcode des communautés agricoles. Je dirais c'est tout simple. Là, si je fais une application très arbitraire de la théorie des types, je dirais cet appareil d'État ne peut pas être une communauté agricole. Vous me suivez? Pourquoi la théorie des types fut-elle faite et poussée par Russell? Là, je dis vraiment les principes élémentaires, mais c'est une théorie prodigieuse, et très amusante. Pourquoi est-ce que Russell a éprouvé le besoin de la formaliser? Pour trouver une solution à ce qu'on appelait les fameux paradoxes logiques. Vous savez, les paradoxes du type « je mens ». Vous voyez, la proposition « je mens », est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? C'est pas difficile de montrer qu'il est impossible qu'elle soit vraie, il est impossible qu'elle soit fausse. La réponse de Russell est toute simple, c'est que la proposition « je mens » n'est ni vraie ni fausse. En effet, si elle est vraie, elle est fausse, et si elle est fausse, elle est vraie. Hein? Enfin, vous savez, ça c'est dans tous les journaux pour s'amuser, quoi. Mais ça a beaucoup agité les logisticiens, ces choses-là. Eh bien, Russell, la réponse de Russell est très simple. La proposition « je mens » n'est ni vraie ni fausse parce que c'est un non-sens. Et je voudrais que vous compreniez, là je fais à nouveau une parenthèse dans ma parenthèse, c'est pas par hasard que c'est les Anglais qui ont trouvé et qui ont tellement poussé aussi ce concept de non-sens et qui ont tellement travaillé là-dedans. Et c'est très important parce que dans l'expérience concrète, mais il me semble qu'on ne peut pas faire de philosophie d'ailleurs si on ne vit pas cette expérience. Mais il y a très peu de choses vraies ou fausses. C'est pas le vrai et le faux qui compte, jamais c'est ça qui a compté. C'est les jours de fête qu'on rencontre, qu'on bute sur une proposition fausse. C'est très très rare une proposition fausse. Qu'est-ce qui fait notre malheur à tous? Notre malheur à tous, c'est jamais de vivre dans le faux. Pas du tout, pas du tout. C'est que notre malheur à tous, c'est que nous ne cessons pas, soit de rencontrer, soit horreur, d'émettre nous-mêmes des choses qui sont de pur et simple non-sens. Mais c'est merveille, je vous l'assure, c'est un jour de fête, le jour où vous dites quelque chose de faux. C'est pas ça. Sinon, on dit des conneries, c'est pas la même chose. C'est pas des erreurs. Des trucs qui n'ont pas de sens. Oh oui, pourquoi pas. On ne cesse pas. Oh bon, c'est du domaine du ni vrai ni faux. Ça n'a pas de sens. Le vrai et le faux, c'est encore ce qui a un sens. Et c'est rare, vous savez, qu'on arrive même à la possibilité du vrai et du faux. Prenez un discours ordinaire. On peut même pas dire c'est faux. Prenez les livres. Il y a énormément de livres, on lit ça, et on se dit, vraiment, c'est évident que la question, c'est pas est-ce que c'est vrai ou faux, ce que dit le monsieur. C'est est-ce que ça a le moindre sens. J'ai toujours été frappé par le problème suivant pour rejoindre le problème des mathématiciens. Les mathématiciens, c'est pas des enfants à l'école. Je veux dire, quand des mathématiciens sont pas d'accord l'un avec l'autre, il n'y en a pas un qui dit à l'autre, tu t'es trompé, ce que tu dis est faux.
Je veux dire, et c'est ça qui me troublait beaucoup, j'ai l'impression que toute la théorie de la vérité en philosophie classique a toujours posé tellement le problème en catégorie de vrai et de faux que c'était toujours des situations, mais puériles, invraisemblables, fictives. Dans la théorie classique du vrai et du faux, mais on nous traite comme des enfants à l'école. Là, il y a toujours un instituteur qui peut dire à Toto, non Toto, 2 et 2, c'est pas 5. Mais vous ne me direz pas que c'est de ça qu'on meurt. C'est pas parce que nous disons trop souvent 2 et 2, c'est 5. On meurt là d'un virus beaucoup plus agressif, à savoir le poids de notre bêtise. Et c'est pas le poids de nos erreurs. Pas du tout. Pas du tout. C'est le poids de toutes les choses qu'on dit et qu'on pense et qui n'ont strictement mais aucun sens. D'où la question qu'est-ce que le non-sens est une question infiniment plus importante et urgente que la question qu'est-ce que le faux? Car encore une fois, le faux, ça n'existe pas. Or, quand des mathématiciens, encore une fois, sauf dans des situations extraordinairement abstraites, celle de l'enfant à l'école, celle du monsieur à qui je demande l'heure dans la rue, alors en effet, il peut me dire quelque chose de faux. Il peut me dire il est 3 heures quand il est 2h30. Bon, ça me fait rater le train à la rigueur, mais un homme politique dans ses discours, il ne nous dit pas des choses fausses. Il fait une opération beaucoup plus pernicieuse, qui est manier le non-sens à un point sans égal. Bon, je dis, quand deux mathématiciens se disputent, ça arrive, la science, et les faits de polémique. C'est en ce sens aussi que c'est de la politique, la science. Quand deux mathématiciens se disputent, c'est pas la situation de l'instituteur par rapport à un enfant. C'est pas l'un qui dit à l'autre, ah, t'as cru que 2 et 2, ça faisait 5. Bon, ça, non. L'un dit à l'autre, ou suggère, très bien ton truc, mais aucun intérêt. C'est-à-dire pas de sens. Aucune. Ils emploient des mots à ce moment-là très flous. Ça indique bien l'état de la question. Et que c'est là-dessus qu'il faudrait réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit mais cette proposition n'a strictement aucun intérêt. Cette proposition n'a aucune importance. C'est des trucs qui tournent autour du sens et du non-sens. Pas de sens. Pas d'importance, pas d'intérêt. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt mathématique d'une proposition? Dans les jurys de thèse, par exemple, on voit très bien des types, ils démontrent des théorèmes. Hein. On peut toujours inventer des théorèmes si on a la culture mathématique suffisante. Voilà, pourquoi pas? Aucun intérêt. On peut toujours tenir des propositions d'un type philosophique. Encore faut-il qu'elles aient un intérêt. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt proprement philosophique d'une proposition? Qu'est-ce que c'est que l'intérêt proprement mathématique d'une équation? Il y a des propositions dénuées d'intérêt, c'est-à-dire dénuées de sens. Bien. Là, vous voyez où allait la théorie des types. Elle consistait à dire une des formes, en tout cas là je ne vais pas aller trop loin, une des formes du non-sens, une des formes de ce qui n'a pas de sens. Donc c'est pire que le faux, c'est ce qui ne peut être ni vrai ni faux. C'est lorsque dans une proposition, on contamine des éléments de proposition de type différent. C'est-à-dire, on construit un ensemble qui se contient lui-même comme élément. Lorsque je dis je mens, la proposition porte sur elle-même. Dans des conditions, elle ne pourrait pas porter sur elle-même. Donc, elle est dénuée de sens. Alors, à ce moment-là, c'est forcé qu'elle ne soit ni vraie ni fausse, puisqu'elle n'a pas de sens. Voyez, je reviens alors à mon thème plus simple. Qu'est-ce que c'est qu'une formalisation logique? Je dis, pour reprendre mon exemple, l'appareil d'État archaïque surplombe ou surcode les communautés agricoles. Donc il est d'un autre type que les communautés agricoles. Il n'est pas lui-même une communauté agricole. Je dirais, la proposition, l'appareil d'État archaïque
est d'un autre type que la proposition les communautés agricoles. Exactement comme Russell nous disait. La proposition Napoléon a toutes les qualités d'un grand général, n'est pas du même type que la proposition. Un tel a telle qualité d'un grand général. Je veux dire, la formalisation, je reprends ma formule ou la définition que je propose est la formalisation logique ou logistique et la détermination de relations formelles entre éléments spécifiés d'après le type de proposition qui leur correspond. En sens, la formalisation érige un modèle à réaliser. Je reviens, et là j'en ai presque fini avec ce premier point, je reviens à ma définition de l'axiomatique. L'axiomatique détermine des relations uniquement fonctionnelles entre éléments quelconques en tant que tels. En d'autres termes, elle procède plus par le chemin des formalisations qui s'emboîtent d'après les types de propositions. Mais elle assure une espèce de mise en contact de relations universelles en tant que telles, entre éléments quelconques, relations universelles avec des domaines, avec des champs, des domaines de réalisation les plus hétérogènes. Tandis que dans la formalisation, vous deviez passer toujours par une homogénéisation au niveau du type supérieur. Les ensembles de type 1 ne pouvaient être comparés, du point de vue de la formalisation, ne pouvaient être comparés que dans la mesure où ils étaient homogénéisés par un ensemble du type 2. Les ensembles de type 2 ne pouvaient être comparés que dans la mesure où ils étaient homogénéisés par un ensemble de type 3. Alors, là, il me semble que c'est très curieux, on voit bien la nouveauté de la démarche axiomatique. Je dirais que l'axiomatique, c'est précisément les relations fonctionnelles qui renvoient à des modèles de réalisation. La formalisation, c'est les relations formelles qui constituent des modèles à réaliser. Or, tout ce que j'ai essayé de montrer la dernière fois, c'est que dans le cas qui nous occupe, là je fais à nouveau une parenthèse, c'est que dans le cas qui nous occupe, on pourrait dire par hypothèse, mais on ne l'a pas encore bien justifié, que contrairement à l'état archaïque, l'état moderne a cessé d'être un modèle à réaliser, il est devenu modèle de réalisation par rapport à une axiomatique. Bon, c'est rudement difficile tout ça, moi, enfin. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, oh bah ça, comme on va y revenir, ça n'a aucune importance. Non, c'est juste, alors je voudrais... Quoi? C'est la formalisation. Ah bah oui, la formulation. Oui, je disais... Oui, je viens d'essayer de montrer très vite que, si vous voulez, l'état archaïque, ce qu'on a appelé pendant toute notre recherche précédente, l'empire archaïque, en tant que surcodage de communauté, était d'une certaine manière une formalisation. En sens, il est bien modèle à réaliser. Il est modèle transcendant, n'est-ce pas? Les États modernes, on avait vu, semblent tout à fait différents. Or, en quoi sont-ils tout à fait différents? C'est parce que cette fois-ci, c'est plus du tout des modèles à réaliser, c'est des modèles de réalisation. Vous voyez que le mot modèle a complètement changé de sens, c'est-à-dire ce sont les champs d'effectuation.
par rapport à une axiomatique générale, qui est quoi? Qu'on a essayé de déterminer comme étant l'axiomatique du capital. Enfin, là, je devance ce qui nous reste à faire. Dans l'exemple que j'ai donné une définition formelle de l'axiomatique, et après avoir donné cette définition formelle, tu dis qu'il y a un contenu comme modèle de réalisation. Mais si tu dis que dans le modèle de réalisation, E égale par exemple 0, il faut supposer qu'il y ait une axiomatique, par exemple celle de Hilbert, qui justement énonce la possibilité à la fois du 0 et du successeur de 0. Donc là, il y a un autre problème qui se pose. C'est le modèle de réalisation de la définition formelle de l'axiomatique suppose une axiomatique qui rend possible justement l'assignation d'une série de nombres entiers au modèle de réalisation comme remplissage de la définition formelle. Là, il y a un problème de l'axiomatique. À mon avis, pardon, il me semble qu'il y a 2 points dans ce que tu dis. Il y a d'une part l'exigence de précisément ce que les axiomaticiens appellent, non pas d'ailleurs une formalisation, mais une métamathématique. Ce serait rempli par une métamathématique, l'exigence que tu dis. Et d'autre part, dans l'exemple très juste que tu donnes toi-même, il me semble que la nécessité de définir le successeur fait plutôt partie et constitue elle-même un axiome qui intervient dès l'axiomatique des nombres entiers. C'est ça, c'est-à-dire que avant de dire qu'on va appeler par exemple E par exemple, oui, qu'il faut un axiome de succession. c'est ça, dans E, R, X. Complètement d'accord, ça. Complètement d'accord, ça. Il faut un axiome, oui. Il faut plusieurs axiomes. Par exemple, Oui. Hilbert, il énonce un système D'accord. mathématique à au moins 4 axiomes. D'accord, ouais. Oui. D'accord, oh d'accord. L'important chez Hilbert, c'était que contrairement à toute la philosophie classique et à tous les philosophes classiques, Descartes, Leibniz et tous les autres, et même avant, qui croyaient que la théorie des nombres entiers était naturelle, et bien justement, il faut la fonder axiomatiquement. On n'est pas assuré que si 0 est un nombre, comme par exemple le premier énoncé axiomatique de Hilbert, on est un successeur de 0. Il faut fonder axiomatiquement la possibilité d'un successeur. Ça, Oui. Ça, c'est un des plus grands problèmes de l'axiomatique. Et également un des plus grands problèmes, parce que ça peut jouer à un autre niveau, de la conjugaison dans le capitalisme les plus hétérogènes. Ah oui. Oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Toi, tu donnerais, c'est possible, ça. Je dis juste que tout le monde a compris, je pense, que dans l'exemple même que j'ai cité, m'en tenir à 2 axiomes ne signifiait pas du tout que l'axiomatique que je définissais là se suffisait, était elle-même consistante. La remarque de Comtesse, à savoir que ça suppose d'autres axiomes, ça c'est sûr. Et toi, oui, tu replaçais là l'histoire d'un axiome de successibilité parce que tu penses qu'il y en aura un usage particulier au niveau d'une théorie du capital. C'est possible, oui. Oui, c'est possible. Complètement hantés par l'idée qu'il faut nécessairement un successeur de 0 et que 0 est un nombre. Donc toute la polémique, c'est de dire, par exemple, Greg, après, dans les fondements de l'arithmétique, si on pose que 0 est un nombre, on ne peut pas poser un successeur de 0, sauf à affirmer cette espèce d'absurdité incroyable en mathématiques, que pour qu'il y ait un successeur, il faut énoncer que 0 égale 1. Oui, d'accord. Oui. Tout à fait d'accord. Ben alors, on trouvera ça au niveau de la succession, hein, tu diras plutôt. Ouais. Bon. Voilà, vous avez compris.
Je continue ou on arrête, vous voulez, vous en avez assez? Non, non, continue. Hein? Pourquoi c'est les anglo-saxons qui nous travaillent? Ah bah pourquoi c'est les Anglais qui ont... Ah bah ils ont pas... Non, l'axiomatique, ça leur a jamais beaucoup plu aux Anglais. Hein. Vous savez, on retrouve là, moi mon rêve, parce que c'est pas mon rêve personnel, je me dis, il y a cette voix dans Nietzsche qui n'a jamais été reprise parce que c'est une voix très dangereuse, il faudrait être Nietzsche pour réussir des choses comme ça. Cette espèce de typologie des nations, pourquoi tel problème est lié à tel pays. C'est très net en philosophie, mais c'est très net aussi en mathématiques, tout ça, c'est très net. Pourquoi tel pays fournit-il très curieux lorsque Nietzsche se met à délirer sur l'esprit anglais, l'esprit allemand, l'esprit français, tout ça. Alors pourquoi c'est les Anglais dont l'affaire, un problème c'est jamais abstrait. Soit les théorèmes c'est abstrait, hein. Mais les choses concrètes de la pensée, les vrais événements de la pensée, c'est jamais abstrait. Ça ne veut pas dire non plus que ce soit historique, il faudrait inventer de toute autre catégorie. Mais pourquoi les problèmes sont-ils signés? Curieux. Quand même, bon, est-ce que... Je dis bien que c'est follement dangereux, c'est-à-dire on risque de tomber dans les pires platitudes en disant mais il faudrait avoir la méthode pour bien parler de ça. Alors les Anglais, pourquoi c'est la formalisation, la logistique qui les a fascinés? Et qu'ils ont eu des génies, d'incroyables génies. Ça me paraît évident, là, il faudrait penser à, dans tous les domaines alors, la vocation de l'Angleterre pour penser le non-sens, pour penser le problème du sens et du non-sens. Les Anglais, c'est de tout temps des types qui ont dit, finalement je résume, un de leurs apports philosophiques, c'est ils sont assez drôles, hein, les Anglais. On dit toujours, oh, ils vont pas loin, ils rigolent. Ils rigolent devant la philosophie française, allemande, tout ça. Ils disent, mais c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire la question? Qu'est-ce que ça veut dire? Chez les Anglais, on voit très bien, ils disent, oh, c'est des gens qui nous parlent du vrai et du faux. Seulement, voilà, ils oublient qu'une petite chose, encore une fois. C'est que le vrai et le faux, ça suppose que ce qu'on dit a déjà un sens. Nous, ce qui nous intéresse, c'est à quelles conditions quelque chose a une proposition a un sens. Alors, c'est dans tous les domaines que les Anglais ont perpétuellement été attirés par la question du sens et du non-sens. Que vous preniez leur littérature, pourquoi est-ce que le non-sens est un truc qui anime et qui parcourt la littérature anglaise des débuts à la fin? Pourquoi est-ce que quand vous trouvez une page de non-sens, vous savez que c'est anglais ou américain ou juif? Encore que le non-sens juif ne soit pas la même chose, mais enfin, et généralement il ne sera pas difficile à ce moment-là de montrer que c'est plutôt un... Sauf justement ton Lichtenberg, lui, il y a toujours des petites exceptions comme ça. Mais pourquoi est-ce que la pensée anglaise américaine est pénétrée par ce problème du sens et du non-sens? Alors que les Français, ils ont toujours été très lourds, très pâteaux dans la question du sens et du non-sens. Ils ont beau s'efforcer, ils ont beau s'efforcer de faire les légers, ça marche guère. Ça marche guère, à côté des non-sens anglais. Si vous pensez, même le cinéma, si vous pensez alors à la fois à ceux qui sont américains et juifs, les Marx, bon, les Marx comme art du non-sens, et bon, que ce soit en littérature de Lewis Carroll à lire, à toute la tradition du non-sens, bon. Et est-ce que c'est par hasard, je dis, que leurs philosophes font la même chose en philosophie? C'est-à-dire que Russell, c'est effectivement une espèce de grand Lewis Carroll de la philosophie. Bon. Alors là, il y a des mystères qui nous échappent. Bon, pourquoi? Oh, il y aurait des trucs à trouver. Ouais. À ce moment-là, il faudrait en effet bien arriver à bien définir ce que c'est qu'un non-sens. Du coup, on prendrait peut-être pourquoi ça intéresse particulièrement les Anglais. Et pourquoi les Français sont toujours passés à côté. Et les Allemands, c'est encore autre chose. Encore autre chose, c'est pas... Ouais, bon, enfin. Alors, voilà. Je voudrais faire une deuxième remarque. Ça, c'est ma première remarque sur l'axiomatique. Je voudrais faire une seconde remarque sur l'axiomatique, car elle nous sera, je crois, très utile plus tard. À partir de tout ce qu'on vient de dire, on pourrait croire que
Une axiomatique, c'est comme une espèce de procédé d'automaticité dans le discours mathématique. C'est comme une espèce de construction d'un automate spirituel. Automate spirituel est dans une expression célèbre en philosophie. Ou à la limite, même plus, d'une véritable automation. À la lettre, c'est les règles d'un discours où vous ne savez pas de quoi vous parlez, puisque vous énoncez des relations entre éléments quelconques, dont vous ne spécifiez pas la nature. Non seulement vous n'avez pas besoin de savoir ce dont vous parlez, mais il est recommandé de ne pas savoir ce dont vous parlez. Alors bon, on peut avoir cette impression que, et ça a été très souvent dit, l'axiomatique tend et même se propose d'expulser non seulement toutes les images au profit d'un pur symbolisme, mais toutes les ressources de l'intuition, de la construction, pour y substituer l'énonciation de l'ensemble des actions. Et en fait, il suffit de regarder pour bien voir, je veux dire, au point où on en est, on voit très bien que l'axiomatique est inséparable d'un type d'expérimentation. Sans doute d'un type d'expérimentation très particulier, mais impossible de définir en fait l'axiomatique comme l'expulsion de l'expérimentation, c'est plutôt la constitution d'un mode d'expérimentation tout à fait nouveau. Car j'insiste là-dessus, rien ne me dit d'avance, si je fais de l'axiomatique, rien ne me dit d'avance quels axiomes je dois choisir et dans quelle mesure mon axiomatique sera consistante ou non, non contradictoire, dans quelle mesure elle sera saturée ou non. Je vous rappelle qu'une axiomatique est dite saturée lorsque je ne peux pas ajouter un axiome au précédent sans que l'ensemble ne devienne contradictoire. Donc il peut y avoir des contradictions dans une axiomatique, et des contradictions qui au besoin ne se voient pas immédiatement, ne se voient que au niveau des théorèmes que j'en déduis, mais bien plus, à quel moment mon axiomatique est saturée. Tout ça, c'est vraiment, il y a une inventivité en axiomatique. Avant de dire du mal de l'axiomatique, je crois qu'il faut marquer ce qu'il y a d'assez extraordinaire dans cette aventure de l'axiomatique. Très difficile, il y a une espèce d'invention, de création des axiomes. Là, alors, je reprends complètement ce que vient de dire Comtesse. Comme si vous me proposez une axiomatisation de l'arithmétique, ben oui, il vous en faudra, et puis jusqu'à quel point elle sera contradictoire ou pas, à quel moment elle sera saturée. Or, très consistant, voilà, cette espèce. Donc, c'est pas du tout un truc où un mécanisme remplacerait. Je crois que c'est en effet un mode d'expérimentation qui est lui-même sujet à des échecs, à des succès. À la limite, je dirais la même chose que pour la formalisation, il y a des axiomatiques qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucun intérêt. Alors, bon, si bien que on ne peut pas se faire de l'axiomatique l'idée d'une espèce de constitution d'un savoir automatique infaillible. J'insiste là-dessus parce que dans notre comparaison que nous ferons plus tard, tout à l'heure, entre l'axiomatique et la politique, on ne pourra plus tenir comme une objection l'idée qu'en politique, on se trompe tout le temps. C'est en axiomatique aussi. C'est donc pas la question. Si j'essaie de définir le niveau de l'axiomatique, je dirais quoi? Alors je reprends les catégories qu'on a ébauchées. Les catégories qu'on a ébauchées, je dirais que finalement, il faudrait en dégager 3.
est bien marqué par commodité que nous ne confondons pas ces trois concepts. Le premier concept, c'est les conjonctions topiques entre flux. Vous vous rappelez ce que nous appelions des conjonctions topiques entre flux? Ça, c'est dans le cas où les flux sont décodés, c'est les formes sous lesquelles le mouvement des flux est comme arrêté, ligaturé, sous telle ou telle forme, et c'est tout le domaine, on avait vu, qu'on avait appelé le domaine des dépendances personnelles. Il y avait donc des conjonctions topiques. Avec le capitalisme, dans notre analyse précédente, on a cru voir qu'on arrivait dans un élément très différent. Il ne s'agissait plus de conjonctions topiques entre flux. Il s'agissait d'une conjugaison généralisée des flux décodés. Et à ce moment-là, il n'y avait plus des rapports de dépendance personnelle entre sujets, il y avait finalement une seule subjectivité, on a vu la subjectivité du capital. Mais on avait défini précisément le capitalisme comme la formation de cette conjugaison généralisée qui se distinguait des conjonctions topiques. Notre question maintenant, ça pourrait être, est-ce qu'il n'y a pas autre chose encore? Pure hypothèse, parce que là, c'est juste pour avoir mes repères terminologiques. Je dirais oui, il y a peut-être encore autre chose, c'est les connexions de flux. Les connexions de flux qui ne se rapporteraient, qui ne se ramèneraient ni à des conjonctions topiques, ni à une conjugaison généralisée. Pourquoi? Pourquoi il y aurait besoin de cette notion? C'est ça que je voulais dire avec le caractère expérimentateur de l'axiomatique. C'est que l'axiomatique, c'est encore une manière d'arrêter les flux. Dans ce cas, les flux de science, c'est encore une manière d'arrêter. Pourquoi? Il me semble que c'est frappant dans l'histoire des mathématiques, ou dans l'histoire de la physique, puisque la physique a été très axiomatisée. L'axiomatique, elle a toujours fonctionné comme une espèce d'arrêt. Comme une espèce d'arrêt, là, c'est par là que je disais politique de la science. Où il s'agit de dire aux gens, ah non, faut aller pas plus loin, parce que allez pas plus loin. À la lettre, ces flux de scientificité, ces flux de mathématiques, ces flux de physique, etc., faut remettre un peu d'ordre dans tout ça. Ça file de partout, ça fuit de partout, tout ça. Où vous allez? Où vous allez? Je dis que l'axiomatique, au début du XXe siècle, dans la première moitié du XXe siècle, en mathématiques, mais également en physique, a fonctionné comme un moyen de bloquer, d'arrêter. Et voilà la proposition, voilà l'hypothèse que je ferai en second lieu dans cette seconde remarque. C'est que quand des flux se décodent, par exemple des flux de science, voilà, ils échappent à leur conjonction topique. Mais est-ce qu'ils ne débordent pas encore? La conjugaison généralisée des flux, c'est encore une manière de les bloquer. De dire non. Par exemple, imaginez quand est-ce que l'axiomatique de la physique a eu son grand rôle. C'est lorsque, vraiment, là, je crois, les savants eux-mêmes ont commencé à s'inquiéter par et sur les voies et les chemins que prenait la physique dite indéterministe. Et à ce moment-là, il y a eu vraiment besoin d'une remise en ordre. Tout se passe comme si, pas seulement des savants, c'était dit, il y avait aussi des savants, mais pas seulement des savants. Tout se passe comme si des savants et des puissances qui s'occupaient de la politique de la science, s'étaient dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est que ces flux de savoir qui se décodent de plus en plus où est-ce qu'on va? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et une espèce de remise en ordre qui a consisté à réconcilier ce qu'on appelle en gros l'indéterminisme avec le déterminisme. Un grand physicien français, il y a eu un rôle fondamental, à savoir Broglie. Dans cette espèce de remise en ordre, et l'axiomatique de la physique, par exemple en France, s'est faite à partir d'élèves de Broglie. Ça a été vraiment, comme dire, mais la physique indéterministe, elle nous entraîne dans des trucs. C'est exactement ce que je disais, si vous vous rappelez, pour la fameuse histoire de la NASA. Des flux de capitaux, des flux de capital, des flux de capitalisme qui sont tout prêts à s'envoyer dans la Lune, mais là, il y a quand même un état pour dire. Oh non, 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 faut pas aller trop loin. Il faut faire un peu de reterritorialisation. Et alors, on ligature, on colmate. L'axiomatique, c'est un peu ça. Elle opère une conjugaison générale des flux qui les empêche, je dirais, qui les empêche d'aller trop loin, c'est-à-dire de se connecter avec des vecteurs de fuite. Elle opère, comment dire, oui, je ne trouve pas le meilleur mot, elle opère comme une espèce de reterritorialisation symbolique. Et en mathématiques, c'est pareil. L'axiomatique en mathématiques a vraiment par rapport, je pense par exemple, à l'espèce de fuite des géométries dans tous les sens. Et maintenant, ça ne s'est pas arrangé, hein, à travers l'axiomatique, ça continue à couler, à filer partout. La situation des mathématiques actuelles, elle est quand même très très curieuse. Quand on entend parler des mathématiciens, ces situations où vraiment le savoir mathématique s'est complètement fragmenté, où il y a un mathématicien au Japon qui comprend ce que fait un mathématicien en Allemagne, et puis voilà, et puis les autres, bon, cette espèce de situation où vraiment les flux de savoir là sont extraordinairement filants. Bon, l'axiomatique, c'est, je redis, l'axiomatique, c'est une espèce de restructuration, de reterritorialisation symbolique. Voyez en quel sens je fais la distinction donc entre trois concepts. Les conjonctions topiques ou qualifiées entre flux. Les conjugaisons généralisées de flux. Et quelque chose de plus, les connexions. C'est-à-dire ce qui pousse les flux encore plus loin, ce qui les fait échapper à l'axiomatique même, et ce qui les met en rapport avec des vecteurs de fuite. Donc c'est en sens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre que l'axiomatique et qu'on pourrait appeler du type connecteur? Or, je pense, et c'est la dernière remarque que je voudrais faire concernant cette histoire de mathématiques, je pense qu'il y a toujours eu en mathématiques quelque chose de très très curieux. Et c'est de ça que je voudrais parler pour finir dans l'histoire des mathématiques. Parce que ça nous servira toujours pour notre parallèle avec la politique. À la même époque que la formation des premières grandes axiomatiques, à laquelle Comtesse faisait allusion tout à l'heure, avec Hilbert et d'autres, coïncidait un mouvement mathématique qui me semble d'un très très haut intérêt. Et là, bizarrement, pour reprendre aussi, on retrouve toujours les mêmes problèmes, pour reprendre notre histoire, pourquoi est-ce que le centre de ce mouvement mathématique s'est-il trouvé dans les Pays-Bas? Là, il faudrait des raisons, il faudrait trouver des raisons pour ça. Et se constituait en réaction contre l'axiomatique une école très bizarre, très importante, de grands mathématiciens, qui se nommait intuitionniste, l'intuitionnisme, ou le constructivisme, constructionnisme. Remarquez, c'est d'autant plus intéressant qu'il y avait aussi des mouvements esthétiques qui se disaient constructivistes. Bon, je ne sais pas s'il y avait des rapports possibles, je ne sais pas.
Ces mathématiciens, je cite pour, si par hasard vous en entendiez parler dans un livre, je cite le nom des principaux, c'était Brouwer, Brouwer, Heyting, Heyting, Gris, Gris, et en France, un mathématicien très très curieux, qui a beaucoup écrit, qui s'appelait Bouligand, Bouligand, et dont un des meilleurs livres, mais qu'on trouve je crois qu'en bibliothèque, s'appelle Le déclin des absolus mathématico-logiques. Et il s'opposait à l'axiomatique, je crois, de deux manières simultanées. D'une part, ils étaient comme en retrait parce qu'ils exigeaient des conditions de construction dans l'espace. Mais d'autre part, et en même temps, en sens, ils étaient vraiment en retrait. Mais par d'autres aspects de leur œuvre et de leur réflexion, ils étaient très au-delà. Ce qui évidemment est important pour nous, ils pouvaient être les deux à la fois. Comme s'ils avaient exigé qu'à la lettre, les flux mathématiques aillent encore plus loin, débordent les limites de l'axiomatique. Notamment, ils avaient une manière de mettre en cause des principes que l'axiomatique conservait, notamment le principe dit du tiers exclu, selon lequel une proposition est vraie ou fausse. Et ce qu'ils opposaient à l'axiomatique, c'était, et là c'est très utile pour nous, je ne dis pas pourquoi encore, c'était ce qu'ils appelaient eux-mêmes, enfin certains d'entre eux, ce que certains d'entre eux appelaient un calcul des problèmes. Un calcul des problèmes, et en effet, quand on voit ce qu'ils appellent un calcul des problèmes, notamment le mathématicien Gris a beaucoup fait de calcul de problèmes au sens. Il y avait aussi un russe là-dedans. Il y avait un ménage français, tiens, j'ai un souvenir. Il y avait un ménage français de mathématiciens physiciens, élèves de Brogne, qui représentait comme une espèce de scène de ménage épistémologique. Car le mari était un des meilleurs axiomaticiens et la femme était une intuitionniste. Et ils avaient beaucoup, beaucoup de talent. Ils ont divorcé. Hein. Mais enfin... Détouche, oui. Détouche et Paulette Février. Oui. Elle faisait des communications sur le calcul des problèmes, et lui, il faisait de l'axiomatique, tout à fait. Mais ce qui m'intéresse donc, ce couple est quand même très important, parce qu'il a sûrement vécu une espèce de dualité d'inspiration. Ce qui m'intéresse, c'est comment on peut déjà, nous, dans notre hypothèse, sans du tout rien préciser encore, poser la question, est-ce qu'il n'y a pas, au-delà même de la conjugaison généralisée telle qu'une axiomatique l'opère, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui est du type connexion avec des vecteurs particuliers qui déborde l'axiomatique, c'est-à-dire un calcul des problèmes par opposition à une détermination des axiomes. Et qu'est-ce que ce serait qu'un calcul des problèmes par opposition à une détermination d'axiomes? Vous sentez que c'est notre seule chance en politique si notre comparaison est fondée avec l'axiomatique. Comment sortir d'une axiomatique? Or, si je cherche dans l'histoire des sciences, dans l'histoire des mathématiques, je veux pour mémoire marquer juste 3 temps qui me paraissent essentiels, où on trouverait quelque chose de cette dualité. L'opposition de courants scientifiques. Opposition, premier cas. Opposition de 2 courants scientifiques essentiels dans la géométrie grecque. Et, je prends un exemple lointain. Opposition de 2 courants scientifiques très importants dans la géométrie grecque. Si je résume, c'est juste là comme vraiment pour mémoire et pour pouvoir m'en servir plus tard, vous avez une conception de la géométrie grecque qui est très simple, qui procède par
définition, axiome, postulat, théorème, démonstration, corollaire. Cette conception de la géométrie trouve sa forme vraiment royale avec le géomètre Euclide. Ne confondez surtout pas tout, je ne dis pas du tout que ce soit déjà de l'axiomatique. Je dis que c'est un système déductif. Ce n'est certainement pas encore de l'axiomatique, mais c'est un système qu'on pourrait appeler système axiome-théorème. Comment le définir, ce système déductif très général? Je dirais que ce système déductif consiste à définir des essences pour en déduire des propriétés nécessaires. Il va tout entier de essence à propriétés nécessaires. Par exemple, la conception platonicienne, non seulement des mathématiques, mais plus particulièrement de la géométrie, est une conception de ce type. On va des essences aux propriétés nécessaires. Et c'est la définition de la déduction, d'une science déductive idéale. Puis il y a un autre courant beaucoup plus bizarre, dès l'époque des Grecs. C'est un courant qui n'est plus théorématique. Vous voyez, je peux appeler la première conception une conception théorématique des mathématiques. Et elle culmine encore une fois avec Euclide. L'autre conception, c'est une conception problématique. L'élément essentiel de cette conception, ce n'est plus la catégorie de théorème. Théorème à démontrer, c'est la catégorie de problème à résoudre. Vous me direz, et vous auriez raison, mais dans la première conception, il y a déjà des problèmes. Réponse, oui, il y a des problèmes, mais des problèmes qui sont étroitement subordonnés au théorème. Bien sûr, les deux se mélangent. Mais ce n'est pas un argument. Il y a un primat des théorèmes sur les problèmes. Bien plus, résoudre un problème, dans la première conception, c'est toujours le rapporter à des théorèmes qui permettent de le résoudre. Et chez Euclide, il y a bien des problèmes, mais la solution des problèmes ne fait qu'un et passe par la détermination des théorèmes qui rendront cette solution possible. C'est la catégorie théorème qui l'emporte sur la catégorie problème. Et il y a des géomètres très bizarres. Alors vous sentez déjà, ceux qui connaissent un peu l'histoire grecque ou l'histoire du platonisme, vous devez penser que peut-être qu'ils sont liés, par exemple, à des courants qu'on appelle les sophistes. Ils sont liés à des gens d'autant plus bizarres qu'on a perdu les textes, mais on peut, enfin, on en devine, en tout cas, bon, quel malheur. C'est un courant problématiste. Et le problème, ça se distingue du théorème commun. Je dis, le théorème, c'est pas difficile, vous allez, enfin, c'est pas difficile. Vous allez d'une essence aux propriétés qui en découlent nécessairement. Théorématiser, c'est déterminer les propriétés qui découlent d'une essence. Vous définissez l'essence du cercle et vous déduisez les propriétés nécessaires. J'ai l'air de dire que c'est facile, c'est pas facile, évidemment. Là-dessus, tous les problèmes, vous les subordonnez à vos théorèmes. Les autres, ils ne procèdent pas comme ça. Quelle est la différence entre un problème et un théorème? C'est qu'un problème, ce n'est pas du type essence, c'est du type événement. Quelque chose qui se passe. Ou du type opération. Vous faites subir quelque chose à une figure. Et quelque chose d'extrinsèque. Vous lui faites subir une opération douloureuse, une ablation, une adjonction, une quadrature, une cubature, toute une chirurgie de la figure.
Il ne s'agit plus du tout de chercher les propriétés qui découlent d'essence, il s'agit de chercher les métamorphoses qui sont liées à des événements. Oui, ça, parfait. Parfait. Très clair. Ça, c'est la catégorie problème. Ah, tiens, je vais couper là, je vais couper un angle à mon triangle, qu'est-ce qui va se passer? Tiens, je vais faire que un plan coupe un cône en biais là. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, c'est très très curieux comme mode de pensée. C'est une pensée événement et non plus du tout une pensée essence. Événements d'un type spécial, ce seront des événements proprement mathématiques. On opposera aux essences géométriques des événements proprement géométriques. Bon, et là aussi, comprenez, il ne faut pas durcir, il ne faut pas trop durcir en tout cas. Bien sûr, dans ce sens-là aussi, vous trouverez des théorèmes, mais cette fois-ci, les théorèmes seront tout à fait subordonnés aux problèmes. Or, je crois que dans la géométrie grecque, il y a eu une espèce de lutte très intense, et finalement, il y a eu une victoire. La tendance problème, elle aurait été complètement, alors elle a l'équivalent d'Euclide. C'est ce qu'on sait, par exemple, de la géométrie d'Archimède. Bon, c'est la grande opposition Euclide-Archimède. C'est vraiment des événements de la géométrie par opposition aux essences géométriques. Voilà mon premier cas. Vous voyez que là, je peux dire, à la conception théorématique, s'opposait déjà chez les Grecs une conception problématique. Deuxième exemple, du XVIIe au XIXe. Du XVIIe au XIXe, on s'accorde à beaucoup d'auteurs, d'historiens, s'accordent à considérer que se montent pas seulement une, mais des conceptions de la géométrie dont on peut faire dater la géométrie dite moderne. Or, dans quelle voie ça se fait? Ça se fait dans une double voie. J'essaie de définir la première voie. Le renforcement d'une puissance symbolique. Renforcement d'une puissance symbolique, c'est-à-dire déborder l'intuition ou la représentation dans l'espace vers une puissance symbolique. C'est la voie de quoi ça? C'est la voie de l'algèbre, c'est la voie de la géométrie analytique, et ça s'ouvrira sur tout l'avenir des mathématiques. Mais au XVIIe siècle, c'est avant tout le développement de l'algèbre et de la géométrie analytique. Donc là, vous voyez la représentation spatiale, c'est-à-dire l'intuition, est dépassée du côté de l'affirmation ou du développement d'une puissance symbolique. Ouais, algèbre et analyse. Mais en même temps, un autre courant. Si j'essaie de situer des noms, c'est par exemple Descartes. Ça, c'est très la voie de la géométrie cartésienne. D'où le rôle de Descartes dans la géométrie analytique. Et ensuite, chez les successeurs de Descartes, tendance à faire de la géométrie analytique un modèle achevé pour l'ensemble de la géométrie. Mais il y a aussi des résistances. Et se dessine paradoxalement une toute autre voie coexistante. Et cette toute autre voie, elle a des noms étranges. Et surtout des noms étranges parce que c'est des hommes assez étranges qui la amènent. Je cite un dont on a parlé il y a, je ne sais plus, de nombreuses années. Un géomètre très très bizarre qui s'appelle Désargues.
D-E-S-A-R-G-U-E-S, qui a très peu écrit, mais dont tout le monde considère qu'il a été fondamental pour le développement de la géométrie moderne. Alors, il y a un vieux livre du 19e, Les œuvres de Desargues, et toutes les aventures de sa vie. Il a eu tous les malheurs, il a été condamné partout, le Parlement, il a eu un procès au Parlement, tout ça, bon. Si j'essaie de faire la lignée, il s'occupait beaucoup, il était en liaison avec, très bizarrement, des tailleurs de pierre. Voyez pourquoi il est tailleur de pierre et que la taille des pierres, dans cette seconde conception, c'est très important. Pourquoi? Parce que la taille des pierres, c'est vraiment du type qu'est-ce qui se passe? Évidemment, la taille des pierres, c'est problématique. C'est évident. Arrondir, tailler, c'est du domaine des, non pas des propriétés qui découlent d'une essence, mais, comme on dit souvent dans le langage de l'époque, des affects ou des événements qui transforment une figure. Un des textes de Desargues s'appelle, un titre merveilleux, très très Lewis Carroll alors, Brouillon d'une atteinte aux événements que détermine la rencontre d'un cône avec un plan. Vous voyez, il y a le truc, rencontre, atteinte aux événements. Vous pouvez sentir, c'est pas du langage cartésien. Ça fait partie d'une autre tradition, ce langage-là. C'est du langage du courant problématiste. Bon, l'importance de Desargues est fondamentalement reconnue non seulement par Descartes, là qui est très juste, qui dans plusieurs lettres dit que Desargues c'est un géomètre formidable, mais là c'est plus qu'une reconnaissance, c'est presque un disciple qui dépassera le maître, c'est du côté de Pascal. Et c'est du côté des mathématiques à la Pascal, et non plus à la Descartes, que se trouve la descendance desarguienne, la descendance de Desargues. Bien après, alors Pascal aussi, c'est une situation dans la science très bizarre. Bien après, vous avez un nom célèbre comme le créateur de la géométrie dite descriptive. C'est Monge. Et Monge ne cesse pas de faire une théorie qu'il appelle lui-même, dans son langage, une théorie des affects particuliers. Et il distingue les affects particuliers des corps des propriétés générales. Et c'est par là que quand il s'occupe de physique, que c'est très important, puisqu'il traite les phénomènes, par exemple électriques, comme des affects particuliers des corps, par distinction aux déterminations générales des figures, du type espace et mouvement. En tout cas, géométrie descriptive de Monge. Or, Monge, c'est quoi? C'est un courant très très bizarre, parce que Monge, c'est pleinement un savant, mais c'est un savant qui n'est pas de la même tradition que l'autre courant. Il renvoie à un type de personnage dont on a parlé, l'année, je ne sais plus laquelle, où on s'occupait de ça, à savoir l'ingénieur. L'ingénieur militaire, la science de l'ingénieur militaire. C'est une chose très très curieuse. Et puis, dans la ligne alors, il y a vraiment une continuité. Là, si on essaie d'établir des continuités, il y a une continuité, il me semble, Desargues, Pascal, Monge, et puis en quatrième, peut-être un des plus grands, il a sa petite rue à Paris, Poncelet. Poncelet, qui est un grand ingénieur militaire, mais surtout, l'inventeur de la géométrie dite projective. Projectif, c'est problématique. Problème égale projection. À la lettre, c'est le même mot. L'un en latin, l'autre en grec. La géométrie projective de Poncelet,
qui a un grand axiome et qui repose sur un axiome dit de continuité. Or, là aussi, pour en rester à des exemples aussi stupides que celui que j'ai pris pour l'axiomatique, qu'est-ce que c'est l'axiome de continuité à la Poncelet dans la géométrie projective? Voyez un cercle ou un arc de cercle, hein? Vous tracez une droite qui coupe l'arc de cercle en 2 points. Il y a 2 points réels. Vous le faites monter. Puis à le moment, il n'y a plus qu'un point réel. Vous continuerez à dire, vous continuerez à dire, il y a 2 points, mais simplement l'un est fictif. Ou l'un est imaginaire. Vous montez encore. La droite sort du cercle et ne coupe plus rien. Vous continuerez à dire qu'il y a 2 points fictifs. Vous aurez établi une série de continuités entre cas hétérogènes, à savoir 3 cas hétérogènes, le cas où votre droite coupe effectivement le cercle en 2 points, le cas où votre droite est une tangente, et troisième cas, le cas où votre droite est extérieure au cercle. Vous me direz quel intérêt d'introduire ces points imaginaires? Oh si, je ne vous le dirai pas parce que vous devez sentir que ça a un intérêt colossal du point de vue de la géométrie, que ça entraîne une nouvelle conception de la géométrie. Si j'essaie de résumer là à ce niveau, l'exemple devient très simple, oui, il devient. Je dirais dans les 2 cas, aussi bien dans la conception, dans la première conception que dans la seconde conception. C'est-à-dire du côté de la géométrie analytique Descartes, ou du côté de la géométrie descriptive, projective, Monge, Poncelet, Desargues, etc. Dans les 2 cas, vous dépassez, sinon il n'y aurait pas de science. Dans les 2 cas, vous dépassez les conditions de la représentation spatiale, c'est-à-dire vous dépassez la simple intuition. Ça, c'est commun aux 2. C'est par là que les 2 sont de la science. Mais dans un cas, vous dépassez la représentation spatiale ou l'intuition vers une puissance d'abstraction de plus en plus consistante ou vers une puissance symbolique. Dans l'autre cas, je dirais c'est tout différent, vous allez comprendre. Vous le dépassez vers une transintuition. C'est-à-dire, vous développez une espèce d'espace entre les cas Dans un cas, je dirais, vous faites une conjugaison. Dans l'autre cas, vous établissez une connexion. Vous vous élevez vers une espèce de intuition transspatiale ou transintuition. Vous dépassez par l'espace vers une puissance de symbole, vous établissez des connecteurs d'espace. Vous déroulez un espace commun aux 3 cas. La ligne qui coupe, la ligne tangente, la ligne extérieure au cercle. Je dirais que mon second exemple recoupe mon premier, j'appellerais conception, si vous voulez, déductive ou théorématique. La conception qui dépasse la représentation spatiale vers la puissance symbolique. Et j'appellerais problématique la conception Desargues, Pascal, Monge, Poncelet, qui dépasse la représentation spatiale vers une transintuition ou vers une intuition transspatiale. Et que les 2 se mélangent, c'est possible qu'à certains niveaux les 2 se mélangent. Mais chaque fois il y a des tensions. Je prends un seul exemple parce que je me le rappelle là, c'est que Poncelet a toute une polémique avec précisément un descendant et un créateur, mais un descendant de la grande géométrie analytique, un type qui poussait l'analyse à un niveau beaucoup plus loin et
et qui est son contemporain, un mathématicien qui s'appelait Cauchy. Et l'espèce de tension Cauchy-Poncelet renouvelle, si vous voulez, dans des conditions complètement autres historiquement, renouvelle la même opposition que celle qu'on vient de voir chez les Grecs, entre un courant euclidien et un courant archimédien. Bien, je dis troisième exemple, dans les mathématiques modernes. Première voie, la formation d'une puissance axiomatique. Une puissance axiomatique qui consiste à dépasser la représentation spatiale vers un symbolisme de plus en plus, comment dire, abstrait au sens de une symbolique des éléments quelconques. Et d'autre part, le courant problématiste ou intuitionniste, dont on a tort, voyez ce que je veux dire, on a tort de s'en faire une conception lorsque ça arrive, parce que je crois qu'il y a des historiens des mathématiques qui présentent les choses comme ça, comme si mon second courant, là, était en régression simplement. Mais en fait, c'est pas du tout un courant qui réclame simplement les droits de la représentation spatiale, et qui dit, ah ben non, on présente très souvent les anti-axiomaticiens comme des gens qui simplement disent, ah mais la représentation spatiale, on peut pas s'en passer, l'axiomatique a tort. Et je crois que c'est pas ça du tout. Ils sont beaucoup plus, le second courant, il est aussi intéressant que le premier. Il n'est pas du tout en train de dire, ah, il faut garder de la représentation spatiale. Il dépasse la représentation spatiale, non moins que l'autre. Archimède dépasse la représentation spatiale, mais il le fait par une méthode des limites ou d'exhaustion, c'est-à-dire les métamorphoses de figures et les passages à la limite. Poncelet, il le fait avec son axiome de continuité. C'est bizarre d'ailleurs qu'on appelle ça axiome de continuité, axiome. Il faudrait retirer le mot axiome. C'est évidemment pas un axiome de continuité. C'est une condition de problème. C'est pas du tout un axiome. On peut le traiter comme un axiome à ce moment-là, c'est un mix, c'est un mélange. Vous voyez, donc je dirais, il dépasse pas moins que les autres les conditions de la représentation spatiale, mais au lieu de dépasser vers un symbolisme, à la limite un symbolisme de l'objet, ils vont établir une continuité entre les trois cas discontinus. Par exemple, dans le cas de Poncelet, vous voyez, la ligne qui coupe le cercle, la ligne tangente, la ligne extérieure au cercle. Donc, entre ces trois cas, ils font couler, ou ils font passer, une espèce de ligne commune. Une ligne fictive, bon, mais chez eux, ce n'est pas la puissance du symbole. C'est la fiction d'un entre-deux. Donc, si je résume, je dirais, nous sommes en droit, à partir de là, de considérer, pas encore bien sûrement, mais de mieux considérer notre hypothèse que trois concepts doivent être distingués. Encore une fois, celui des conjonctions topiques, celui des conjugaisons généralisées et celui des connexions. Des connexions, j'appellerais ça presque à la limite des connexions créatrices ou des connexions anticipatrices. Ce serait un monde différent, une connexion anticipatrice. Et elle ne procéderait pas par axiomatique, elle procéderait par calcul des problèmes. D'où l'importance que dans l'école dite intuitionniste ou constructionniste, l'important dans cette école de ce qu'ils appellent précisément un calcul des problèmes. Le livre de Bouligan que je citais, Le déclin des absolus mathématico-logiques, la thèse, toute la thèse, et celle-ci, avec des exemples très riches, très variés, qu'il y aurait en mathématiques deux éléments irréductibles. L'un que Bouligan appelle élément de la synthèse globale, et l'autre qu'il appelle l'élément problème.
Et sans doute, il montre qu'un problème ne peut être résolu que par les catégories de la synthèse globale. Mais inversement, il montre que les catégories de la synthèse globale ne peuvent procéder, ne peuvent fonctionner que grâce à des germes d'éléments problématiques agissant comme des espèces de cristaux là-dedans, agissant comme des virus là-dedans. Et je crois que lorsqu'il analyse, c'est là la force de ce livre, lorsqu'il analyse des cas très concrets, même si on ne comprend pas, il y en a qu'on comprend, donc il montre très bien, il recueille très bien cette tradition, il ne parle pas du tout des problèmes que j'ai envisagés historiquement, mais il est comme l'État, dans la première moitié du XXe siècle, il est un très très bon représentant de cette mathématique des événements, c'est-à-dire de cette mathématique problématique. Il y a eu à un moment tout un courant de profs de maths, anti-axiomaticiens, qui essayaient de faire un enseignement de... en gros, on peut dire l'axiomatique a gagné dans l'enseignement des mathématiques actuellement, même dans les petites classes. C'est tantôt de la logique formelle, c'est tantôt la formalisation, tantôt l'axiomatique qui a gagné. Si vous ouvrez un livre même de 6e, de 5e, de 4e de mathématiques. Or, il y avait tout un courant qui disait non, non, il ne faut pas aller dans ce sens. Il faut aller dans une conception vraiment problématique. À savoir, au contraire, tout faire basculer, faire un enseignement des mathématiques. Avant tout fondé, non pas sur les actions. C'est très rigolo, je ne sais pas si il faudrait que vous ayez des frères, mais enfin beaucoup d'entre vous ont vu ces livres. Et puis après tout, je suis bête, vous n'avez pas mon âge, donc vous-même, vous avez peut-être été enseigné avec cette méthode extrêmement axiomatisée en géométrie et en arithmétique. On commence en fait par la théorie des ensembles. Je ne dis pas du tout que ce soit mal, ça fait bizarre. Moi, je suis d'une génération où c'était ni l'un ni l'autre. Alors, c'était pas mieux, c'était autre chose, c'était vraiment la vieille pédagogie. Mais ces profs auxquels je pense, ces profs de mathématiques, tout à fait glissés, c'était de très bons mathématiciens, mais réclamaient une toute autre conception. C'est ça qui m'intéresse, qui était vraiment la construction des problèmes, parce qu'ils disaient, il n'y a qu'au niveau des problèmes qu'on peut convier les élèves à une espèce d'activité sans que ça devienne le pur et simple bordel. À savoir, on leur fait construire un problème. Et à ce moment-là, tiens, est-ce que tout se retrouverait pas? Parce que tout problème a pas. Point. Je veux dire, pour nouer toutes ces remarques dispersées, un problème, quoi. Vous direz jamais d'un problème qu'il est vrai ou qu'il est faux. Ce qui est vrai ou faux, c'est une solution. C'est une démonstration. C'est la démonstration d'un théorème. Un problème, c'est pas vrai ou faux. Si on voit bien ce qu'on appelle un faux problème, c'est un problème où il y a une faute. Ça arrive dans les concours tout le temps. On donne de faux problèmes, oui, faux problème. Ah, il y a une faute, il y a une donnée qui manque, donc c'est un faux problème. Mais sinon, un problème, il est ni vrai ni faux en tant que problème. Seulement voilà, un problème, il a un sens ou il n'en a pas. Il y a des problèmes qui n'ont pas de sens. Et là encore, ça fait qu'un avec la connerie, ça. La bêtise, ça consiste perpétuellement à poser des problèmes qui n'ont aucun sens. Or là, ce n'est pas le domaine du vrai et du faux, c'est le domaine du sens et du non-sens. C'est bien qu'on retrouverait nos histoires. Bon, alors, faire surgir des événements mathématiques. Ça, c'est une autre conception que l'axiomatisation. Ou au contraire, l'axiomatisation, on fait découler des propriétés nécessaires à partir d'un système d'action. Voilà, alors je reprends pour conclure brièvement. Quelle heure il est? Quoi? 12h20, mon Dieu, vous n'en pouvez plus. C'était bon. Alors, je termine très rapidement, je dis. Bon, au point on en est? On a au moins fait cette longue parenthèse qui nous amène à quoi? Alors, je reviens vraiment à ma question concernant l'État et la politique, puisque c'est là-dessus que je voudrais finir cette première série de recherches cette année.
Voilà, ma question, elle s'est un peu précisée, c'est quel est notre intérêt à nous? Si nous essayons de traiter la situation actuelle comme une axiomatique, dans les conditions que je viens de dire, l'axiomatique, c'est pas du tout un savoir mécanique, c'est pas du tout un truc sans expérimentation, c'est pas du tout une méthode infaillible, c'est pas. Mais les données de la situation actuelle comme entrant dans une axiomatique, qu'est-ce qui arrive? Comment à ce moment-là les problèmes politiques se posent-ils? Qu'est-ce que ça veut dire traiter la situation actuelle comme une axiomatique? Ça veut dire deux choses. Et que nous aurions des raisons d'assimiler le capitalisme à une axiomatique. Et aussi que nous aurions des raisons, je veux dire, assimiler, premier point, assimiler le capitalisme à une axiomatique, j'ai plus à le faire, parce que j'estime que ce qu'on a fait précédemment, toutes nos définitions du capitalisme, consistaient à dire oui, le capitalisme il surgit lorsque les conjonctions topiques sont débordées au profit d'une conjugaison généralisée. Au profit d'une conjugaison généralisée de deux flux, le flux de richesse devenu indépendant, le flux de travail devenu libre. Libre entre guillemets, puisque... Or, c'est cette conjugaison aux rencontres des flux décodés qui constitue le capital en tant que subjectivité. Donc, bon, on a des raisons de considérer le capitalisme comme une axiomatique sociale. La conséquence immédiate, c'est que les problèmes politiques ne se posent que très partiellement dans le cadre des pays et des États, que les problèmes politiques immédiatement se posent fondamentalement toujours, sans qu'il y ait là un effort de réflexion fondamentale, au contraire, ça se fait tout seul, se pose immédiatement dans un cadre mondial, dans le cadre d'un système mondial, au point qu'il est très très difficile de parler de ce qui se passe dans un pays sans tenir compte, et ça n'implique encore une fois aucun savoir spécial, sans tenir compte de l'ensemble d'une situation mondiale qui distribue les données. Troisième point, ce qui revient à dire, les États et les pays sont finalement analogues, mettons, à des modèles de réalisation par rapport à l'axiomatique du capital. Et enfin, en dernier point, nous constatons évidemment que cette situation est tout à fait désespérante pour nous. Du moins, elle ne le serait que si nous nous faisions de l'axiomatique l'idée précisément d'une espèce de puissance infaillible. Heureusement, nous avons pris nos précautions. Il y a plein de choses qui fuient sous les mailles d'une axiomatique. Il y a plein de choses qui foutent le camp. Il y a plein de choses qui ne se laissent pas axiomatiser et qui continuent à couler à travers les mailles de l'axiomatique. Et c'est ça qu'on a appelé le monde des connexions. Ou le calcul des problèmes événements. Événements comme irréductibles à l'ordre axiomatique en même temps qu'ils cessent de se produire dans cet ordre. La question serait donc, est-ce qu'on a de quoi se consoler avec ça? Et quels seraient les problèmes ou événements? Quelles seraient les connexions qui travaillent l'axiomatique mondiale actuellement, de telle manière qu'il y ait par-ci par-là des sources d'espoir? Problème urgent pour nous. Or, je rappelle, comme ça je retomberai exactement au point où je voudrais qu'on commence la prochaine fois, je rappelle qu'en effet, si je reviens au thème mathématique de l'axiomatique, voilà, nous nous trouvons devant un certain nombre de problèmes liés à une axiomatique. Donc, là,
la comparaison axiomatique-situation mondiale ne vaut que si nous retrouvons quelque chose de semblable à l'ensemble de ces problèmes, au niveau de la situation mondiale. Je dirais le premier problème, c'est celui de, dans une axiomatique, on peut ajouter jusqu'à un certain point, et jusqu'à un certain point retirer des actions. C'est le problème de l'addition et du retrait. Une comparaison de l'axiomatique avec la situation mondiale ne vaut que si nous sommes capables de découvrir à l'œuvre, en acte, ce processus d'addition et de retrait des actions au niveau du capitalisme. Est-ce qu'il y a bien une addition et un retrait des actions, des axiomes du capital? Premier problème. Deuxième problème, je dirais, c'est plus celui de l'adjonction et de la soustraction, du retrait et de l'addition, c'est celui de la saturation. Une axiomatique est dite saturée quand justement on ne peut plus rien lui ajouter. Or, à mon avis, quoique ça ne se voit pas forcément, s'il y a un auteur qui a traité, qui a su nous montrer de quelle manière le capitalisme fonctionnait comme une axiomatique, c'est Marx. Et c'est Marx pas n'importe où, c'est Marx dans un chapitre très beau, très important du Capital, qui est le chapitre sur la baisse tendancielle du taux de profit. Et la thèse de Marx que nous aurons à voir, mais je voudrais bien que certains d'entre vous la voient ou la revoient d'ici la semaine prochaine, la thèse de Marx, en gros, est que le capitalisme ne cesse d'affronter des limites. Il y a l'idée de limite du capital, à chaque moment, ne cesse d'affronter des limites, mais que ces limites lui sont immanentes. C'est une thèse très complexe, très belle, mais très complexe. Vous voyez, elle est faite de plusieurs propositions qui s'articulent. Le capitalisme ne cesse d'affronter des limites. Deuxièmement, ces limites lui sont fondamentalement, essentiellement immanentes. Troisième point, si bien qu'il ne cesse de s'y heurter et en même temps de les déplacer, c'est-à-dire de les repousser plus loin. Et plus loin, il va s'y heurter à nouveau, il va les repousser, les déplacer plus loin. C'est cette thèse des limites en tant qu'immanentes et non pas obstacles extérieurs qui en ferait des limites absolues. En d'autres termes, c'est lui qui engendre ses propres limites et qui dès lors s'y heurte et qui les déplace. Cette thèse fondamentale, je crois, pose le problème de la saturation, de ce qu'on pourrait appeler la saturation du système à tel ou tel moment. Troisième problème, les États et les pays, les États-nations, peuvent d'une certaine manière être considérés comme des modèles de réalisation de cette axiomatique du capital. En ce sens, quel est le statut des modèles de réalisation? Quelle est la mesure de leur indépendance par rapport à la situation mondiale, par rapport à l'axiomatique elle-même? Quelle est la mesure de leur dépendance, etc. C'est un autre problème que celui de la saturation du système. Quatrième, je ne sais plus, V4, c'est 4 ça, c'est I4. 4, ouais. Oh, ben on verra après. Hein. Il y en a trop, hein. Il y en a trop. Bon, on commencera par là la prochaine fois. Alors essayez de relire ce chapitre de Marx. Hein. Sans qu'il n'y ait plus aucun problème. Donc c'est toujours inquiétant quand la veille il y a un problème et puis que le lendemain il y en a plus. Or, si je résume, je suppose que vous êtes tous au courant, le Conseil de l'Université a pris une mesure, parmi d'autres, et je commence par celle-là, une mesure tout à fait insolite, en invoquant pour raison ou pour prétexte
l'existence d'un trafic de drogue, alors qu'il semble un peu à tout le monde que s'il n'y a jamais eu des problèmes de drogue, notamment à Vincennes, il semble que depuis quelques années, ces problèmes soient de plus en plus secondaires et ont perdu même tout leur caractère aigu. Eh bien, en invoquant donc comme prétexte l'existence d'un tel trafic, le Conseil a décidé de faire appel à des vigiles, c'est-à-dire à une police, à une parapolice, à une police proprement universitaire, lesquels vigiles seraient amenés à contrôler les cartes d'étudiants. Pire encore, les cartes de professeurs qui devraient apporter des photos. Pire encore, les voitures elles-mêmes. Enfin bref, un contrôle complet. Les vigiles ont été mis en place. Il semble que 3 heures après, 4 heures après, le Conseil revenait sur sa décision. Du coup, notre inquiétude augmente. On se dit, ou bien ils ont fait vraiment une bêtise insensée, ou bien ça va être repris sous une autre forme. Or, ce que je tiens à dire, c'est que tout le monde voit bien les inconvénients prodigieux et le régime redoutable instauré par le contrôle des cartes d'étudiants à l'entrée d'une université. Tout le monde voit bien aussi que si drogue il y a, ça n'empêche évidemment rien quant au problème et quant au trafic éventuel de drogue. Mais moi je voudrais insister sur, dans la mesure où il y a toujours un risque que de telles mesures soient reprises, sur un aspect très précis, qui ne concerne même pas les étudiants étrangers, parce que les étudiants étrangers, c'est trop évident que le contrôle des cartes est une mesure qui porte sur eux d'une manière encore pire, encore plus dure. Donc ça c'est évident. Une chose qui me paraît moins évidente, c'est que, et à laquelle je tiens beaucoup, c'est que si un contrôle de carte d'étudiant est instauré dans une faculté, cela signifie que la porte est fermée à ce qu'on appelle les auditeurs libres, qu'ils soient étrangers ou français. Or, il me semble évident qu'une université qui ferme sa porte aux auditeurs libres est une université qui se ferme sur elle-même, qui tarit son propre recrutement et qui devient une espèce d'école au centre d'école supérieure, au centre de lycée. Donc, je crois que c'est essentiel, vraiment très très important, que l'accès d'une université aux auditeurs libres soit maintenu à tout prix. Parce que c'est eux en même temps qui servent comme de garantie que les étudiants inscrits et les étudiants étrangers ne seront pas soumis à des contrôles. Si l'on n'a plus le droit de faire appel à des auditeurs libres dans le cadre des UV, je dis qu'il y a un danger absolu pour tout. Je lis, parce que ça me paraît la merveille peut-être à utiliser pour l'avenir. Je lis la lettre du président, adressée au personnel enseignant. Je ne trahis aucun secret puisqu'elle se termine par « Vous êtes invité à faire connaître ces mesures aux étudiants ». Ces mesures ont disparu donc. Je lis donc « Un contrôle des cartes d'étudiants aux entrées du campus. Les enseignants, les personnels, les stagiaires de formation permanente, etc. recevront une carte individuelle ou une attestation. Bien. Ces contrôles seront effectués par des professionnels. Ces contrôles seront effectués par des professionnels. Un ou plusieurs enseignants seront présents chaque jour à la loge. Vous voyez, le pauvre type de service, il faut donc qu'il accepte. Ce sera quelqu'un du conseil. Un ou plusieurs enseignants seront présents chaque jour à la loge pour examiner les cas particuliers. Entre parenthèses, auditeurs libres, visiteurs. Alors, moi je me dis ici, je demande là pour... j'ai l'impression que ici, et je ne suis pas le seul,
il y a à peu près la moitié d'auditeurs libres. Voilà. Qui c'est qui reste? Quoi? Je me demande s'il y en avait un qui reste. C'est ça. Ah oui, je ne dis pas du tout que ce soit un cas particulier ici. Mais je suis sûr que nous sommes plus de la moitié en auditeurs libres ici. Alors, évidemment, moi, j'imagine rien que ici. Je suppose qu'il y ait 40 auditeurs libres ou 50 auditeurs libres. Vous rêvez, vous voyez quel embouteillage on fait. Ah, c'est le seul type de riposte possible. Si ce contrôle, c'était... ça ferait bon. Et alors, en même temps, j'ajoute, avant je voudrais votre avis à vous, que restent deux problèmes extrêmement urgents, même si l'on suppose que cette histoire du contrôle a disparu. Moi, j'y crois pas. Parce qu'il y a quelque chose d'évident. Pourquoi tout ça? Je veux dire, on ne peut jamais se dire que les autres sont plus cons que vous. Pourquoi ils sont mis dans cette situation? Annoncer le contrôle, mettre des affiches partout, et puis on a un jour revenir là-dessus. Je dis, c'est évident que certains courants intérieurs à Vincennes même ont très vite intérêt à la politique suivante. Comme c'est sûr qu'on n'y coupera pas au transfert. Donc l'année prochaine, à la rentrée prochaine. Un certain nombre, même d'enseignants ou d'administrateurs, doivent se dire qu'il faut besoin d'une épreuve de force avant. Il faut une épreuve de force avant qui permettra une normalisation de l'université, de cette université, une normalisation de Paris 8 avant le transfert. Et en effet, de leur point de vue, c'est pas bête. Hein. Il s'agit presque de régler les problèmes qui risquent de se poser au moment du transfert, de les régler avant. Même quitte à faire de la provoque. Or, à cet égard, je dis que l'histoire carte d'étudiants était une provocation particulièrement visible, mais que se poursuivent, et le Conseil n'est pas encore revenu, sur deux autres mesures, à savoir l'ouverture de la faculté à la police des stupéfiants, et dans des conditions où là j'ignore, s'il y en a parmi vous qui savent, par exemple, qui dit police, dit port d'armes. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des policiers armés qui se baladent? Quels sont leurs pouvoirs au nom de leur enquête sur les stupéfiants? Est-ce qu'ils peuvent arriver dans un cours, renifler s'il y a un petit joint, et interpeller quelqu'un? Quelle est la limite de leur pouvoir? Je ne sais pas, ça n'a jamais été dit à ma connaissance par le Conseil. J'aimerais beaucoup que le Conseil précise. Alors, en somme, il y a des hommes de la police qui se promènent avec des armes et qui ont le pouvoir d'entrer, c'est pas bon. Or, sur ce point, le Conseil n'est pas du tout revenu sur cette ouverture de l'université à la police des stupéfiants. Deuxième point extrêmement important, qui me paraît une question abominable, c'est que il y a eu, comme il y a dans toutes les universités, mais particulièrement dans celle-ci, il y a eu un petit nombre de faux dossiers. Ces faux dossiers sont liés et viennent d'une chose toute simple, de la situation des étudiants étrangers actuellement. Or, ces faux dossiers ont entraîné, ce qui à ma connaissance est rarissime dans l'histoire de l'université, a entraîné de la part du président, je crois bien que c'est lui qui nommément l'a fait, un dépôt de plainte, alors que les sanctions administratives ont toujours existé dans tous les corps professoraux, dans tous les corps de métier, et que généralement, il n'y a pas lieu. Et il y a une vieille tradition universitaire, je ne dis même pas que c'est la tradition de Vincennes, c'est la tradition y compris des lycées, etc. Le recteur a certains pouvoirs disciplinaires, etc. On porte plainte en cas d'assassinat. Or, au nom de ces quelques dossiers faux, plainte a été portée. C'est très bien. Surtout qu'un de ces dossiers faux, particulièrement grave, donc, comportait une fausse carte de séjour, je crois bien. Si bien que le type contre lequel plainte a été portée est évidemment extrêmement menacé. Or, c'est évidemment inadmissible de la part d'un président d'université de porter plainte.
pour des, des défaillances ou enfin, trouver le mot que vous voulez, de nature administrative. Alors je dis que de nos trois problèmes, l'un a disparu soudain, merveilleusement, mais de manière incompréhensible. Le Conseil revenant sur cette histoire vigile et contrôle de plainte. Les deux autres problèmes restent. Je ne suis pas sûr que le premier problème ne nous revienne pas dans 10 jours, 15 jours. Et ou même que quelque chose se fasse pendant les vacances de Pâques. Oui. Alors, ma question est que je crois qu'il serait très bon de prévoir des ripostes. Très bon également de ne pas oublier les deux points. Présence de la police dans l'université, premier point. Deuxième point, cette affaire de plainte pour trafic de dossiers, pour dossiers faux, et pour usage de faux. Ces deux points qui sont essentiels et pour lesquels il faut que le Conseil donne des explications, ou même le président donne des explications. Voilà. Quant à la possibilité, en effet, que quelque chose se fasse pendant Pâques, j'aimerais beaucoup que l'on arrive à prévoir des ripostes possibles. Il va de soi que, par exemple, quelqu'un proposait, en effet, la possibilité que... Qu'est-ce qui a fait que ça a marché très bien hier? C'est que déjà, le personnel administratif s'est groupé. Au lieu d'entrer sur la vieille technique, au lieu d'entrer un par un ou deux par deux, et d'être de se trouver face à face avec un vigile, ils sont entrés en blanc. Donc les vigiles ont été immédiatement débordés. D'autre part, je crois que les étudiants étaient eux-mêmes employés de techniques très efficaces. On discutait beaucoup avec chaque vigile à 40 minutes, c'est vraiment le rapport. Or, le fait est que tout heurt a été évité, donc c'est très bien. Ce qui m'inquiète encore une fois, c'est la manière dont le problème s'est brusquement évacué. C'est comme si on nous disait, mais qu'est-ce que vous avez mis? Il n'y a jamais rien eu, il n'y a jamais rien eu. Alors, il y a bien quelque chose, on n'a pas rêvé. Et il y a des choses qui continuent. La situation à quel égard? Donc il est très important, moi je vois bien, du côté des profs, je vois bien ce qu'on peut faire. C'est pas grand chose déjà, mais ce qu'on peut faire immédiatement, c'est assaillir le conseil de protestation et de déclaration, et de demande d'explication. Demande d'explication sur les pouvoirs accordés par la police, par exemple, etc. Protestation contre le projet des vigiles, il a marqué le maximum de désaccords. Voilà. Du côté des étudiants, j'ai pas été à l'Assemblée générale hier. Qui y était? Qu'est-ce qui a été décidé? Qu'est-ce qui a été proposé? Alors, eh oui, retour à la base. Alors, eh ben, parlons-en. Ça a l'air peut-être intéressant de jeter un coup d'œil sur la presse communiste ce matin, en manifestation sur le gouvernement d'hier. L'humanité a rejeté tout simplement la responsabilité sur le Berlin du PS. C'est vrai? Parce que tout simplement, c'est lui qui est à l'origine du désordre d'un Saint-Mois à l'heure actuelle. Alors qu'on sait que les décisions prises par Berlin étaient cautionnées par le Conseil à majorité communiste. C'est mettre ça dans la tête. C'est curieux quand même. On me faisait remarquer qu'en effet, le PC a une politique actuelle qui est extrêmement simple, qui est résumée par Marchand. Lorsqu'il dit entre la drogue et les Jeux Olympiques, que j'ai choisi les Jeux Olympiques. Mais que, très bizarrement,
cette campagne contre la drogue. À un moment, encore une fois, on a tous l'impression que la drogue, on a tous l'impression, soit pour s'en réjouir, soit pour le regretter, que la drogue a cessé justement d'être un problème urgent. Alors, c'est assez curieux qu'il y ait cette campagne qui réunit François, souvent une formule bien éprouvée, qui réunit François et PC. Or, ce qui est très curieux, c'est que cette campagne anti-drogue éclate et couvre à peu près, enfin, je veux dire, il y a l'histoire du lycée, c'est dans la Marne, hein, le lycée où le Parti communiste a lancé sa campagne anti-drogue, c'est à Vitry. Non, c'est pas ça. Fédère qui a été Non. Il y a Vincennes, c'est sûrement lié à des histoires aussi de municipalité. Alors, en effet, là, c'est quand même très curieux, pour reprendre ce que tu dis, la grande campagne que le Parti communiste a fait à propos de ce lycée-là, en attaquant les profs qui avaient soulevé la question des drogues dites douces, bon, et puis c'est comme une relance qui se fait à Vincennes. Il se fait là, un relais opéré par Vincennes, c'est très bizarre. C'est curieux aussi, c'est qu'on trouve le même discours qui se tenait il y a longtemps quand même, au sujet des îlots de sécurité, c'est-à-dire renforcer le dispositif policier pour rendre la vie quand même plus vivable. C'est la politique longtemps défendue par le PC. Et là-dessus, on ne trouve pas un mot, par exemple, sur la question du vigile à l'intérieur du conflit. Pour être en sécurité, il faut renforcer le dispositif policier par la mise en place des fascistes, du régime fiscal, tout simplement. Parce que le conseil stratégique est à 2 heures. Oui, oui. Oui. Le conseil, voilà, à 2 heures. Alors, tout le monde se transportait à l'AG, très calmement. Ça a passé plus d'1 heure. Et alors, il a fallu que les étudiants aillent en masse chercher le conseil. Et ils étaient bloqués là-dedans, ils ne voulaient pas sortir, ils voulaient passer par la fenêtre. Enfin, Le conseil, il voulait sortir par la fenêtre. Il n'y a plus de dignité. Du temps du président précédent, qui était Friou. Friou avait une technique bien meilleure. Friou était encerclé par des étudiants, il prenait la tête du cortège et allait se séquestrer lui-même. Je trouve que ça avait plus de souplesse, de diplomatie et de dignité que la chute vraiment fâcheux. Moi, j'y vois 2 aspects. Ça ferait presque, on n'a pas fini de parler de ça, mais ça ferait presque transition avec ce qui me reste à dire en travail. J'y vois 2 aspects qui sont confirmés un peu partout. Même 3 aspects. C'est toujours une tendance à donner à des fonctions civiles une nouvelle structure militaire. Je pense à un point, par exemple, on nous traite comme une usine atomique. Et dans une usine atomique, des balayeurs aux ingénieurs, ils ont un petit machin avec leurs photos, là, bon. C'est le passage sous un contrôle, même pas policier, c'est pas un régime policier, c'est un régime militaire. C'est la militarisation des fonctions civiles qui appartient à notre société très très profondément. Je prends un autre exemple qui vous touche tous. Bon, dans beaucoup de... Et là, ça rejoint... C'est bien qu'on... ça fait pas deux, je veux dire, ce qu'on a à se dire pratiquement là, et puis notre travail, très bien si ça coïncide. Je prends un exemple précis, qui m'apparaît frappant comme militarisation d'une fonction civile. Je dirais la police, à la rigueur, c'est une fonction civile, c'est évident. C'est évident. Pour une fois, la police, c'est pas du tout la même chose que l'armée. Or, vous n'ignorez pas que dans un certain nombre de pays d'Europe, à savoir Allemagne, Italie, et comment dirais-je, je ne trouve pas mon mot, vous voyez, en effort pour les rejoindre en France, plus récemment, il s'est passé ceci, la revendication de la police, sous des formes plus ou moins directes, du droit de tirer à vue.
Le droit de tirer à vue, on se dit c'est terrible. Hein. Ça s'est fait sous quelle forme? Ça s'est fait, à ma connaissance, sous 3 formes. Ça s'est fait sous des formes très, je dirais, la forme forte, les formes fortes et les formes sournoises. Les formes fortes, ça a été en Italie, et en Allemagne. Ce droit de tirer à vue invoquait pour raison l'existence d'un terrorisme. Donc, sur les terroristes, on tire à vue. Bon. La France, elle, dans la constitution d'un espace judiciaire européen, la France, elle s'est trouvée toute bête une fois de plus. Parce qu'il y avait volonté évidente dès le début d'un alignement sur cette nouvelle structure policière, mais nous, il nous manquait la raison de base, à savoir l'existence d'un terrorisme. Heureusement, Mesrine est venu. Et on a rattrapé un peu grâce à Mesrine. C'était l'ennemi public numéro 1. Ce que je veux dire, c'est que là, a été fait une campagne qui préparait au lendemain et qui a été ensuite confirmée, à savoir que dès qu'il y a ennemi public, le droit de tirer à vue est acquis. Donc, à sa manière et sous une forme plus sournoise, la France trouvait le moyen de s'amuser sur le régime policier en Italie et en Allemagne. Alors, je veux dire une chose très simple, c'est comme mon premier point. Lorsque la police a le droit de tirer à vue, c'est évident que le tir à vue, c'est quoi? Et c'est un régime qui n'est plus du tout le régime policier. C'est le régime militaire. C'est le régime de guerre. Le tir à vue, c'est la guerre même. Donc là, la revendication, même quand elle est conditionnelle, dans certaines conditions, la revendication policière de tirer à vue a comme sens immédiat, il me semble, une espèce de militarisation de la police, à savoir l'assimilation de la fonction policière à une fonction de guerre. Deuxième point, ce qui implique une toute nouvelle catégorie, et ça on le sait tous, une toute nouvelle catégorie d'ennemis. Puisque l'ennemi, la notion propre à la fois à l'armée et à l'état de guerre, la militarisation des fonctions civiles dans l'État ne peut se faire que si on forme un concept fort et nouveau d'ennemi. Alors, l'ennemi, c'est quoi? À ce moment-là, c'est la fameuse notion. Cette notion a déjà été très élaborée, aussi bien par les juristes que par les spécialistes de la défense nationale. L'ennemi devient l'ennemi quelconque. Et la notion d'ennemi quelconque est une notion, actuellement, je crois, qui n'a pas encore reçu son plein statut, mais et qui le recevra. Les juristes travaillent là-dessus, les militaires, les généraux travaillent, les revues de défense nationale sont encombrées d'articles sur l'ennemi quelconque. Alors l'ennemi quelconque, on voit très bien, ça peut être aussi bien le trafiquant de drogue, oui, c'est l'ennemi quelconque, ça peut être Mesrine, ça peut être le terroriste, mais ça peut être l'autonome, ça peut être tout ce que vous voulez, ça peut être... Or, voyez pourquoi j'insiste sur ce point, c'est que ça m'intéresse beaucoup parce que l'ennemi quelconque, c'est typiquement une notion axiomatique. C'est évident, ça fait partie de la théorie de l'objet quelconque. Donc, pour moi, ça m'intéresse théoriquement, outre que ça me soucie pratiquement. Et enfin, ma dernière remarque, ce serait ceci, c'est que dans ce régime donc, de militarisation des fonctions civiles, avec comme base un ennemi quelconque qui, à la limite, est extraordinairement fluent, puisque chacun de nous peut être ennemi quelconque sous tel aspect. C'est vraiment l'axiomatique qui se met en marche. Eh bien, on retrouve là une formule ou une situation de fait qui a été très bien analysée, il me semble, par Viril. À savoir l'idée, l'espèce d'organisation de la sécurité, dans cette justement, parce que quelqu'un vient de parler justement de la sécurité, etc., l'organisation d'une sécurité fondée sur une gestion des petites insécurités. Et c'est très curieux, ça. C'est une formule moderne. Ça.
la gestion, on pourrait dire la gestion des insécurités moléculaires, qui ne fait qu'un avec l'organisation d'une sécurité. Alors, c'est très curieux, je veux dire, si vous prenez le spectacle d'une ville actuellement, quand même, il y a un truc qui est très curieux, c'est du domaine de la vie quotidienne, hein. Mais ces villes qui sont perpétuellement, par exemple, sillonnées de voitures de médecine d'urgence. Or, la médecine d'urgence, vous voyez, ces petites voitures, ou bien les ambulances, tout le temps. C'est très curieux parce que il y a des médecins d'urgence qui ont posé, des gauchistes, qui ont posé une question, il me semble, très intéressante sur la nature du métier qu'on leur faisait faire. Parce que quand on n'est pas au courant, on a tendance à se dire, ah ben oui, la médecine d'urgence, c'est quand même pas mal, parce que, bon, si une vieille dame se casse la jambe chez elle, une pauvre vieille, il y a des urgences, c'est vrai. Mais les médecins d'urgence disent eux-mêmes que ce sont des cas extraordinairement rares. Que les urgences, ils ont par exemple, s'ils font 20 cas ou 30 cas, je ne sais pas, ils ont des urgences, quoi. La vieille au col de fée du fémur, c'est rare, quoi. Ce qui arrive, c'est quelqu'un qui a un rhume, oui, c'est quelqu'un qui a un rhume, ou bien qui se dit, tiens, j'ai mal à la tête, je dois avoir quelque chose, j'ai de la tension. Il appelle pour se faire prendre sa tension, un médecin des urgences. Pourquoi il l'appelle? Parce qu'il n'y a plus beaucoup de généralistes. Il n'y a plus beaucoup de médecins de médecine générale. Et ceux qui restent, ils ne se déplacent pas. Donc, vous voyez que, là, je veux dire une chose très simple, on comprend que l'atmosphère d'une espèce de grosse sécurité, grâce à la médecine d'urgence, vous pouvez être soigné quand vous voulez, en 10 minutes, etc., se fait en même temps par une gestion des petites insécurités, à savoir la ville sillonnée par ces voitures, les ambulances, etc., le caractère, comme disent les spécialistes, le caractère organisé de la ville comme stress permanent, une espèce de stress d'agression permanente. Et c'est sur ce fond de 1000 petites insécurités programmées que se font l'administration d'une sécurité durcie, d'une sécurité militarisée, d'une sécurité militaire. Alors ça coïncide très bien avec la détermination en même temps d'un ennemi quelconque. Quelconque, c'est votre voisin, gestion des petites insécurités, les jeux radiophoniques, enfin, tout ça, etc. Renseignez-vous sur votre voisin, bon, enfin, les fameux jeux de la télé allemande, qui ont vu aussi chez nous. Bon, voilà. C'est la détermination, c'est plutôt la position c'est cette nouvelle fonction, la fonction de l'ennemi quelconque, qui accompagne, qui sert de corrélat à la militarisation des fonctions civiles, d'une part, et d'autre part, à l'espèce de sécurité militaire qui sort de la gestion des petites insécurités. Alors bon, à la drogue à Vincennes, une espèce de drogue moléculaire, bon, même si c'est pas de la drogue, c'est l'équivalent de la drogue, Vincennes, c'est une drogue. Et puis là, une espèce de sécurisation, le président dit, ah ben oui, ah ben, vous voyez, la sécurité, ça va être la brigade des stupes. Bon, voilà. Ouais, alors pour en revenir à la pratique, oui. Est-ce qu'il y a une date du prochain conseil? 15 mars. Samedi là. Non, Samedi en 8, oui. En tout cas, vous me dites que Merlin a dit que il n'était pas question que les plaintes soient retirées, c'est ça? Hein? Sur la brigade, sur la présence de la brigade dans l'université. Ah bon? Quoi?
Et quels sont, encore une fois, est-ce que la question a été posée de quels sont les droits de cette brigade? Je veux dire, est-ce qu'elle a le droit d'intervenir dans les idées? Normalement, si c'est le flagrant délit, ils peuvent entrer ici et... Non, ça c'est autre chose. Ma question, c'est est-ce qu'ils en ont le droit? Que... Oui, mais c'était différent. Une mesure d'autre chose. Si, parce que je serais bien d'accord avec toi pour dire que leur intérêt, ils s'en foutent complètement de ça. Mais si on leur dit de faire telle chose, ils le feront. Oui, mais ça néglige mon seul argument, auquel je pense très fort, qui est que, dans le ministère, que certains courants intérieurs à Vincennes aient l'intérêt d'une épreuve de force avant le transfert. Certes non, mais le Parti communiste, d'accord. Le ministère, j'en suis moins sûr qu'il ne puisse pas... Toi, t'as confiance. Je les vois pas. Non, mais À moins de vouloir et non, de vouloir faire la campagne. C'est la plus il y en aura, déconner. Moi, je ne vois qu'une chose, en effet. Comme riposte, par exemple, je reviens à l'histoire des vigiles. Si l'histoire des vigiles revenait, il y a une idée immédiate, évidemment, c'est que tous les étudiants, aucun étudiant ne présente sa carte. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est qu'ils n'ont pas leur carte. Bon. Ma question déjà, si on essayait, c'est un appel très juste à ce que les choses soient élaborées dans les UV, si cela se faisait, je demande, est-ce que les étudiants étrangers seraient particulièrement en danger? Ils sont évidemment plus vulnérables. Quoi? non, c'est pas sûr. C'est eux qui ont leur carte. Hein? Peut-être que l'an prochain, d'après ce que je sais, les cartes, c'est très facile. Évidemment. Et moi, il me semble que dans une affaire comme ça, c'est une guerre délire. Je pourrais vous savoir les empires de la série de faits qui ont leur situation, à savoir la thématique de liberté. Il s'agit de la historique. On va rentrer dans des séries de logiques de politique. C'est-à-dire qu'on va étudier le problème d'interaction de on provoque et qui a retour. C'est ce qu'on appelle des séries de films à travers ça. Il y a un exemple, je suis arrivé, parce que tu vois, les jeunes parties sont arrivés. Et donc, on va être amené à ça jusqu'au bout. Parce que il y a des séquences de faits qui vont être tués. Et donc, Moi, je pense qu'il y a quand même une Attends, chose. il n'a pas fini. Je crois qu'il n'a pas fini. cette réaction a été prévue par des gens qui ont des
Le retrait des vigiles, hein. C'est ça. La majorité qui a décidé de revenir sur là est une infime majorité. Moi, on m'avait dit 13 contre 12, soit 14 contre 13, par exemple. Parce que M. Bernard vient à répéter qu'il voulait que Vincennes reste à Vincennes. Et tous les gens qui conseillent le gardien comme ça veulent c'est eux qui demandent qu'ils Ouais, mais ça, est-ce que tu as l'impression que personne n'y croit? Que personne n'y croit? Ils le disent, mais personne n'y croit, ça. Ouais, et si je reviens, quoi? Oui, justement, l'assainir avant le transfert. Hein, je reviens là-dessus. Parce qu'il y a un certain nombre de départements, si vous voulez, qui, en gros, emmerdent les normalisants. Les départements qui emmerdent les normalisants, c'est, par exemple, je ne dis pas que c'est le seul, c'est la philosophie. Pourquoi? Parce qu'on est dénationalisé, privé de tout, dans une situation catastrophique. Et c'est évident que, par exemple, le département de philosophie a un besoin comme d'oxygène, d'auditeurs libres. Mais c'est eux qui ont même fait la situation puisqu'ils ont enlevé les diplômes. Donc il peut y avoir au département de philosophie ou des auditeurs libres ou des gens d'autres facs. Oui. Ouais, Donc ouais. c'est qu'un problème de... Ouais. C'est un Ou problème des de sous-dominants. jalousie. Dominante, mais il y en a très peu qui pourraient interroger la salle. C'est un département où il y a un licence aussi. Ici, oui, mais sans diplôme. Si, mais c'est un diplôme de Vincennes. Oui, c'est un diplôme de Vincennes. Donc ils veulent nationaliser un nouveau diplôme avant le transfert. Ils veulent liquider le département de foot tel qu'il est maintenant. Ils essayent depuis 7 ans. L'Institut, il faudrait... Ils peuvent même pas faire c'est-à-dire que c'est à la limite, nous-mêmes, on sait très longtemps que, encore une fois, les gens qui faut garder Vincennes à Vincennes, ceux qui appellent la police, c'est donc le fameux histoire qui passe. Oui, en Et dehors, comme d'autres. plus, toutes les histoires laboratoires de Ce que je vois, c'est que 900 personnes le savoir, c'est pas ça qui est maintenant. Parce qu'eux-mêmes, ils savent qu'ils ne sont pas capables actuellement d'engager une négociation de travail, parce que là, c'est très compliqué. Parce que bon, j'ai l'impression que c'est des gens qui conseillent. Le conseil, c'est l'EPS, c'est des gens qui sont à peine mandatés, mais ils tiennent l'université, ils la tiennent, ils ont des idées pour la frapper, pour la serrer, ils savent que ces choses, si jamais on peut se serrer, comme il faut le temps de se faire, je pense que c'est de faire mal au maximum, d'épurer au maximum, et ce sera qu'une fois que les réussissent arrivent, que à ce moment-là, quand ils se lancent, dans un pays, ils ne sont pas Ouais, à rigoler. c'est pas le cas. Actuellement, je crois que parce qu'ils sont traversés par beaucoup de chance. C'est une machine, pas une machine. Et tu dis, mais la normalisation, elle est faite dans une majorité de départements. Bien entendu, mais ceux qui restent, pour ceux qui restent, tout le monde sait dans la situation actuelle à discuter. Parce que, ça se passera mal. Je pense que pour eux, qui habitaient, c'est passé assez vite. oui, le PSSMI. Je ne vois pas leur intérêt. Je ne crois pas que ce soit des gens qui croient qu'on se faire des essais là-bas. Non. Ça d'accord, et on est toujours surpris. On se dit, ah ben ça, j'avais pas pensé à ça. Donc, qu'est-ce qu'ils préparent?
pas eux qui arrivent à cette histoire jusqu'à on a trop Saint-Denis, c'est un local spécifique. Ils savent qu'ils sont en train de protester. C'est pas nouveau, sauf qu'ils espèrent que cet argent-là, donc, oui, mais est-ce que tu es d'accord sur le principe suivant? Ça, je pense que c'est ça. Tu crois qu'ils en ont assez de payer nos chargés de cours? C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ils se disent que c'est la même chose. On peut aller à Saint-Denis. Aller à Saint-Denis quand on ne veut pas aller à Saint-Denis, ils sont à la bonne place. Oui, mais encore une fois, notre problème c'est ceci. N'est-il pas vrai qu'avant d'aller à Saint-Denis, ils ont besoin de faire un? Oui. Mais moi, Vous allez fermer la place. Oui, oui, oui. Le coup est fait. Il y en a qui disent le coup est fait. Quelque chose de très intéressant dans les événements d'hier, c'est que pour la première fois, ils ont longtemps entretenu à savoir qu'il y a comme ça une espèce d'alliance entre les Valenciennois qui fait qu'ils opposent tous contre le ministre, son invité est complètement tombé, quoi. Maintenant, la contradiction est apparente entre le Conseil et les intérêts de simplement les étudiants. La preuve de force, d'après si vous voulez, le Conseil hier est la meilleure. mais moi, il y a quelque chose qui me fait penser que finalement, les auditeurs libres sont beaucoup plus menacés que même les étudiants étrangers. Parce qu'en fait, dans la logique communiste. Ah, si, ça. Oui, non, mais les non-bacheliers aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans la logique communiste du travail, enfin, prenons le travail sans penser à la fac, c'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait dans un endroit, enfin, dans un bureau ou dans une usine comme travailleur libre, c'est-à-dire qui ne voudrait pas être payé, je veux dire qu'un communiste, c'est vraiment la chose qu'il ne supporterait pas, parce que justement, il sait par excellence ce que c'est que le travail. Je veux dire, il ne fait que parler du monde du travail. Et donc, si on reprend la même situation par rapport aux étudiants, c'est sûr que, comme disait Gilles tout à l'heure, à partir du moment où il reste des étudiants libres, il peut rester et des étudiants et des étudiants étrangers et des étudiants non bacheliers. Ça, c'est évident. Mais tant qu'il n'y a plus d'auditeurs libres, je veux dire que, alors là, il y a vraiment plus rien. Je veux dire, le reste disparaît en même temps. Oui, c'est ça. Bah, évidemment. Bah, ils sont jaloux parce qu'ici, il n'y a que ça, évidemment. Mais ils sont. Moi, ce que je pense, c'est que le Conseil est nul. On est obligé, par la force des choses, d'avoir à évaluer la discussion du ministère. Et qu'eux, ils sont Quoi? Oui, 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 oui. comment on change la situation dans l'étranger, parce que le ministère central, Je crois que, enfin, j'en suis pas sûr, qu'une crainte possible, une de leurs craintes possibles serait que les conditions du transfert sont évidemment catastrophiques. Qu'ils peuvent craindre que les conditions du transfert, il y a du pour et du contre. C'est pas sûr que le fait même du transfert n'élimine pas tous les problèmes. Les gens habitués à Vincennes, en tout cas, le lieu changeant, ils
n'iront pas là-bas, que tout se passe tranquillement. Mais il y aura aussi, vu l'exiguïté des surfaces, il y aura vraisemblablement un démantèlement. C'est-à-dire qu'il y aura des départements qui seront regroupés, par exemple les départements pas normalisés, seront probablement mis dans des espèces de sous-ghettos. On peut penser que les conditions du transfert ranimeraient des forces de protestation, même de la part d'étudiants actuellement normalisés, relanceraient une espèce de truc. D'où, et je présente ça comme une pure hypothèse, hein, je ne suis pas du tout sûr que à chaque fois que je prévois quelque chose, je me trompe. Je dis, moi j'ai le sentiment qu'ils cherchent quelque chose avant. Je ne suis pas sûr. Si tu me dis non, pourquoi je ne suis pas sûr. Oui. Moi j'ai l'impression qu'il y a une chair d'un coup de force avant. Quoi hein? Ça va être sévère. Il paraît qu'il y a des titres qui sont arrêtés en Italie. C'est le passeport de votre vous avez un coup de qui est explicite. Et son téléphone ne bouge pas. Et on leur a dit que celui-là, on ne peut pas dans cette histoire-là, que les Italiens nous avaient des terroristes et que nous, en France, on avait les Mais je crois que c'est vrai, aller voir la préfecture ce qui se passe, même en ayant des papiers en règle. Oui, ça depuis longtemps, hein, oui. Oui. Je ne suis pas d'accord pour cette histoire de budget parce que là, ça veut dire qu'il y a une notion très fondamentale, par les étudiants, les immigrés étudiants et les immigrés travailleurs. Les étudiants et les immigrés en tant qu'étudiants, ça fait partie du politique de la France qui a été plusieurs fois. Et ça, ils sont pas très sûrement bien à se débarrasser de ces gens-là parce que ça sert à l'anxiété. Et les problèmes, par exemple, en France, pourquoi ces gens-là, ils sont pas... Non, tu as raison, mais tu n'as pas raison en fait. Parce que c'est vrai ce que tu dis. Il n'est pas question de tarir l'immigration étudiante en France. Mais il est tout à fait question d'en changer complètement la nature, en double accord entre le gouvernement français et par exemple les gouvernements africains. Moi, ce que je sais, 32 000 ici, il y a 10 000 places à Saint-Denis, je ne sais pas, il y a 32 000 inscrits à part. Il ne faudrait pas le problème des préinscriptions. Oui. Il faudrait que les gars aient leur dossier de leur pays respectif. C'est l'administration du pays. Est-ce que l'administration qui te donne le dossier, qui donne l'autorisation d'aller s'asseoir. Et pas de n'importe quelle université. Ici, apparemment, dans d'autres Je pense qu'on préfère un étudiant tiers-monde bien étudiant en France que d'aller en Allemagne. À mon avis, tu négliges un point très important. C'est que ce que tu dis n'est vrai que très très généralement. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est que le recrutement des étudiants étrangers en France, par exemple des étudiants africains, tend à changer. À savoir, seront autorisés à suivre des études en France au besoin le même nombre, mais un nombre garanti et où chaque spécimen sera garanti par le gouvernement d'origine. Il y a une autre chose, quand on demande aux Pakistanais ou aux Indiens qu'ils parlent le français, dès le départ, ils sont éliminés dans les pays d'Asie où on ne parle pas le français. Quand on va à l'ambassade pour demander un visa, et on vous demande si vous parlez français, si vous ne parlez pas français, ben vous ne pouvez pas... C'est vieux, c'est que 2 ans. Oui, c'est ça, justement. Oui. Bah tu sais, 2 ans, c'est tout récent, hein. C'est pas vieux. Ouais. Moi, je vois, si l'histoire, je reviens à l'histoire des vigiles, hein, si l'histoire des vigiles se reproduit, je vois, alors, c'est à vous de dire ce que vous pensez, je verrai comme riposte immédiate, je ne dis pas à longue portée, comme riposte immédiate, 3 choses comme simultanées. Maintenir cette vieille technique du groupement, par exemple par UV. Ceux qui suivent cette UV, eh ben, on se retrouve tous, donc ça fait par exemple, mettons, entre 50 et 100 personnes. Hein. Et on arrive en blanc. Là-dessus,
ça se diviserait comme en deux, pratiquement. Il y aurait les inscrits à Vincennes qui disent, mais en bloc, il ne s'agit pas de le dire un par un, on n'a pas notre carte. Vous me direz, bon, et puis après, on va voir. En revanche, les auditeurs libres feraient la démarche inverse. Ils iraient au contrôle, où il y aura le pauvre type de service, et ils diront, voilà notre cas, nous sommes auditeurs libres, et moi, en tant que prof, je garantis que j'en ai absolument besoin pour des 40, des 50, des 100, très bien. Même à ce moment-là, on m'en inventera des auditeurs libres, que j'en ai absolument besoin pour le fonctionnement normal de mon île. Ça fait de l'embouteillage, mais comme mesure immédiate. Hein. Troisièmement, et simultanément, ce que je proposerais presque, mais il faudrait que vous soyez d'accord, même là, on parle comme ça, c'est le petit projet, voir s'il n'y a pas moyen de s'entendre pour une semaine ou 15 jours, avec la cartouche, qui n'est pas loin, et continuer à faire cours dans d'autres locaux. Parce qu'ils ont des problèmes. Quoi? Ben c'est bien, alors ils nous laisseraient des granges. Hein? Et on irait travailler là-bas. Bon, ça ferait une espèce de situation de force. Ou on serait dans une espèce d'illégalité, puisque il est tout à fait interdit de faire cours ailleurs que dans les locaux de l'université. Mais notre argument serait qu'on nous a retiré les conditions d'exercice de cours normaux dans l'université. Alors, je vois, encore une fois, c'est pas du tout ça à longue portée, c'est à portée immédiate. On peut faire ça, on peut tenir 15 jours sur ce mal. Moi, je trouve que c'est très important parce que justement, ça permettrait une étude dans la logique dans laquelle les communes s'installent. Ouais. Ouais. Action, réaction, en réalité, là, on entre dans Ouais. Ils veulent fermer l'université. Parce que moi, je trouve que Ils aimeraient assez la fermer. Et mais hier, on il y avait a fait une chose qui est bizarre, moi, je pense que c'est pas facile la question hier. Normalement, ça. Moi aussi. Ah ben, j'ai le même sentiment que toi. Je trouve ça très louche. Ça. Je pense qu'ils ont pris des chiffres pour les ramener dans 15 jours, il y a une épreuve de force. À partir de cette épreuve de force, fermer la fac. Et vous pouvez l'avoir, les potes de force. Mais non, ils ne voulaient pas l'avoir hier. Moi, je trouve qu'il y a un dosage dans. Ils veulent un petit texte, ils veulent vraiment un petit texte. C'est évident. D'où ton insistance sur la prochaine réunion dans 15 jours. Oui, parce qu'il fallait lire le texte. Bon, ils ont remis en question tout ce qu'ils avaient voté hier. Enfin, c'était un texte qui remettait en question tout ce qui a été voté hier. C'est-à-dire le retrait des vigiles. La brigade des soutiens. Non, en quoi ils leur mettaient en question la brigade? Mais ils vont compléter ça, mais il m'a dit. Ah bon, ah oui, oui, oui. Il y a pression, en C'est-à-dire fait. qu'ils peuvent revenir sur ce qui a été voté. Ah oui, Il y a contre des trucs qui ont été votés hier. Ah, ils ont fait une suspension provisoire. Et ils ont remis à 15 jours. On va voir comment ça va se dérouler durant ces 15 jours. Et puis on verra. Je pense que le problème se pose aussi au sujet de la brigade des stupéfiants. Moi, j'ai communiqué l'information dans le cours de Châtelet hier. Je me réfère là à l'article paru dans Le Monde de samedi. Ouais. Les dealers en question, ils sont connus de la police. Moi, personnellement, j'ai lu le procès-verbal du procureur de la République. Le journaliste, le dealer avec lequel s'est entretenu le journaliste du Monde, il n'a pas dit toute la vérité, bien entendu. Il a été relâché, la police lui a fourni la drogue sur place, sur le campus même. Il a été arrêté sur le champ, bien entendu transféré, présenté au parquet. Le parquet a fait son procès verbal, et puis ils l'ont relâché. J'ai lu moi personnellement le procès verbal du procureur, c'est scandaleux. Et puis le journaliste n'a rien dit là-dessus, bien entendu. Donc la question de la brigade stupéfiante sur le campus est complètement absurde, parce qu'on les juge, on les relâche. C'est tout simplement une campagne de propagande que le gouvernement met en place, qui trouve bien entendu sa justification chez les autorités de l'université, bien entendu le conseil. Donc parler de la présence de la brigade de stupéfiants sur le campus, je trouve ça inqualifiable et puis, sans aucune finalement, parce que la complicité vient d'en haut quand même. Oui, Mais oui. c'est pour ça qu'il faut être très prudent parce que, enfin, tu disais tout à l'heure qu'il y avait, enfin, pas une nouvelle militarisation de la vie civile, mais qu'en quelque sorte, juridiquement, on est en train de créer un ennemi quelconque. Je veux dire qu'en fait, peut-être aussi que
la manière de créer un ennemi quelconque avant de la créer juridiquement, c'est peut-être aussi cette chose, et qui a l'air si facile, que tout le monde soit prêt à être un ennemi. Je veux dire, moi, ça me semble vraiment à chaque fois toujours tellement dangereux. Enfin, je veux dire, on est toujours aussi tellement prêt à être des ennemis. Je sais pas, il faut être très prudent parce que, bon, c'est quand même, enfin, bon, hier, il y a cette chose qui est décidée, voilà, lundi 3 mars, à partir du lundi 3 mars. Mardi 4 mars, plus rien. Je veux dire, effectivement, ce retrait, moi, me semble quand même presque plus curieux que la chose elle-même. Bah oui, alors on est bien d'accord. Moi, je trouve aussi que c'est très, très... Oui. Quand est-ce qu'il a dit ça? C'est possible qu'il y ait oui. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit avant que je comprends pas bien. Je ne sais pas si c'est le conseil public qui a été déclaré à la police qu'il y avait des agressions aux armes blanches dans l'université et qu'à partir de là, ça avait entraîné l'interview journalistique ce soir, puis c'était du Figaro, et puis la Monde, et tout ça, ou bien si c'est la police. Bon, j'ai fait quelque chose, mais j'ai pas l'impression que c'est la police, puisqu'il a fallu que Merlin pose. Alors, ce que je me demande, c'est s'il y a un article de journal d'abord. Oui, c'est ça. C'est d'abord, enfin, la réaction, ça a été d'abord une réaction à l'article de François. Il y a un certain nombre de gens qui travaillaient, enfin, des gens du personnel, et qui ont porté plainte auprès du Conseil. Et puis, il paraît que Merlin, après l'article. Oui, après l'article. Merlin, elle a été voir le Conseil avec un couteau à la main. Bon, c'est la bagarre, c'est la pagaille sur la PAC. Non, ça, c'est des histoires. Parce qu'il y a des journalistes qui ont été journalistes. Ils ont commencé à poser des questions à des gens. Et les gens répondent. Alors, ce qu'ils vont faire là, c'est une histoire. Ils ont pris tous les événements qui ont été passés depuis 1977, ils les ont cernés pour faire un jardin pour un article en disant que 25 c'est agisse. C'était l'article de François. Écoute, de toute façon, c'est l'article de François qui est à l'origine de tout cela. Il y a eu une réaction un peu brutale de la part des autorités de l'université qui ont mis en place ces décisions draconiennes que tout le monde sait. Le jeudi 21 ou par là, il y avait un membre de personnel qui a été agressé par quelqu'un qui était soi-disant critiquant et qui l'avait menacé d'un couteau ou quoi. Et c'est à partir de cela qu'il y avait des mesures. Ouais. Parce que je sais pas, si on va faire à penser que chaque fois qu'il y a un soir, il y a le pouvoir en haut qui s'est mis en commande pour dégommer quelque chose. Tu rigoles, tu dis c'est du délire. Moi, je vois aucun délire à croire, comme ça a été dit et redit 1000 fois, qu'un coup de téléphone d'un cabinet de ministère suscite un article dans François. Ça fait partie, il faut pas invoquer le pouvoir comme ça. Ça s'est toujours fait comme ça dans François. C'est d'accord. Là, c'est possible. Mais alors, à ce moment-là, ce qui est surprenant, c'est l'adéquation comme ça impeccable et la réaction vraiment au cœur de jour du Conseil à cette. Bon. C'est pour ça que je me dis quand même, imaginez que le pouvoir complote, ok. Imaginez que le Conseil complote, ok aussi. Mais imaginez qu'ils complotent ensemble. Et non, parce qu'il y a autre chose. On peut imaginer une quatrième chose dont tu ne tiens pas compte, c'est que ils se trouvent réunis dans des buts extrêmement différents. Par exemple, c'était déjà frappant en 1977 qu'il y avait évidemment, au moment de la campagne, qui parlait d'un trafic énorme de drogue à Vincennes, il y avait deux politiques possibles. Il y avait la politique du Conseil et du Président en disant, et même en rajoutant, en disant, oui, c'est effarant et vous savez même pas tout, ce qui était quand même une réaction très curieuse de la part d'autorités universitaires. Vraiment, ils en rajoutaient. Ou bien il y avait l'autre politique consistant à dire, vous faites chier,
il n'y en a pas plus qu'à Sancier, il n'y en a pas plus qu'ailleurs. Enfin, il ne faut pas jamais dénoncer les voisins, mais enfin, c'est pas, ça se voit peut-être plus parce que, mais enfin, bon. Or, déjà à ce moment-là, on a vu une espèce de bizarre conjonction des autorités universitaires, souvent de gauche, avec les soucis du ministère pour lancer cette campagne. Il n'y a pas doute qu'ils ont des buts différents. Par exemple, que lorsque Marchais dit l'ennemi c'est la drogue, il n'a pas exactement les mêmes buts que la brigade des stupéfiants. Je suis comme toi, moi je préfère les buts de la brigade des stupéfiants, qui paraissent moins... enfin, s'ils se rencontrent, ça ne veut pas dire qu'ils ont les mêmes buts. C'est vrai que c'est des choses qui sont mais on ne peut pas expliquer leur Faut pas que ce soit ça. Mais c'est curieux parce qu'en même temps que pour nous, la drogue, je veux dire, bon, il y en a presque plus, ça n'existe plus, disons. Mais en même temps, c'est justement, enfin, un événement. Non, mais comme on dit, enfin, dans le sens. Non, enfin, bon, si tu veux, un événement, ça fait un certain moment un bruit très fort, et puis après, il y a des retombées. Les retombées, c'est tout le temps du silence. Et puis après le silence, je veux dire, parfois on commence à en parler. Bon, là, c'est un peu ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que la drogue, c'est véritablement maintenant le moment où dans toutes les banlieues, que ce soit les banlieues riches ou les banlieues pauvres, tous les gamins sont en train de prendre de la drogue, et c'est véritablement le moment où chaque mère de famille, chaque personne de toute la France est en train de vivre réellement le problème de la drogue. Alors qu'avant, c'était nous qui prenions de la drogue et que c'était une chose comme ça, mais que les autres n'y pensaient pas. Je veux dire, maintenant, c'est quelque chose qui fait partie de leur vie, comme maintenant, je veux dire, exactement de la même manière que les mères maintenant décident de donner leur pilule à leur fille. C'est devenu un problème municipal. Bien sûr. C'est devenu une espèce de problème municipal. C'est tout à fait un problème municipal. C'est plus le problème de la guerre. Est-ce que c'est, je ne sais pas, est-ce que tu sais, toi, est-ce que c'était des vigiles du rectorat? C'est ça, c'est très différent, hein, très différent. Embauché au niveau de... Bien sûr, c'est ça le seuil nouveau. Ça a été la demande au rectorat, oui. Comme ils disent si bien, oui. C'est des professionnels, bah oui. D'ailleurs, ils le disent, des vigiles ont été demandés au rectorat. Saint-Denis est touché aussi au niveau municipal. Là, il y a une grande campagne à Saint-Denis pour la répression de l'inhalation de la colle de rustine au milieu de l'océan. Ah oui. Non, c'est vrai, ce que Claude vient de dire est très juste, je crois. Que c'est moins que le problème de la drogue ait en effet disparu, c'est qu'il s'est complètement municipalisé. C'est-à-dire, c'est au moment où il ne se pose plus dans l'université comme tête de je ne sais pas quoi, c'est à ce moment-là qu'il est relancé et qu'on fait la relance qui consiste à dire mais tout ça c'est la faute à l'université. Et entre autres à Paris. Mais parce que dans la tête des gens, ça vient d'ici. C'est bien vrai que la drogue actuellement ça peut mais c'est bien vrai aussi que le pouvoir central il tient beaucoup à son Oui. Bah, c'est-à-dire que les municipalités... C'est pas vraiment notre problème, c'est aussi la discuter de drogue avec Merlin. C'est pas notre problème, mais ça nous aide à comprendre dans notre bouillie. Parce que les municipalités... On en tout.
Mais oui. Oh non, mais toutes les municipalités, moi je travaille à Ville d'Avril, à Versailles, les banlieues riches, c'est fou, mais on ne parle, les bonnes femmes ne parlent que de ça. Mais je veux dire que les municipalités sont en train de penser comme elles se situent géographiquement, c'est-à-dire elles n'arrivent à penser que par rapport à la capitale, c'est-à-dire si tous les enfants des municipalités sont en train de prendre de la drogue, c'est que ça vient de la capitale, je veux dire. Eux-mêmes n'ont pas eu envie de prendre de la drogue. S'ils en prennent, c'est qu'on leur en fournisse. Je veux dire, donc, au bout du résultat, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait Vincennes ou un endroit comme ça pour... Enfin, je sais que dans toutes les municipalités, les gens sont tout à fait d'accord pour que les flics soient à Vincennes. Oui. Alors, est-ce que vous voyez d'autres choses, encore une fois, à très court terme, si l'histoire des vigiles reprend, qui est la plus visible, qui est peut-être pas même la plus importante, mais qui est la plus visible. Si cette histoire des vigiles a été relancée par le Conseil, est-ce que, en gros, vous seriez d'accord, est-ce que vous voyez d'autres choses que les trois toutes petites ripostes immédiates que je vous propose? Mais comment on fait pratiquement? On se reconnaît devant la porte d'entrée? Évidemment, on se retrouve avant la parce que les autres sont normalisés, donc c'est à nous de prendre l'initiative. Je crois que s'il y a une mobilisation, il n'y aura pas de vigile. La mobilisation, c'est maintenant qu'on va la faire. On va attendre le jour où Mérin va décider de terminer les choses. Alors, sous quelle forme? Que faire avant? Oui, que faire avant? Sauf protestation, conseil, etc. Oui. Moi, je pense que le coup a très bien marché, effectivement, parce qu'ils ont dit on va mettre des vigiles aujourd'hui, ils ont mis dessus. Bon, et puis ça y est, on voit plus rien. Mais on voit bien que maintenant, il y a la vigilance. Et d'ailleurs, les chiffres entre le problème officiel et officiel, il y a une différence. Parce que si on attrape des stupéfiants officiellement, on peut toujours le dénoncer. Donc quand ils sont là, quand la police est là, et que c'est autorisé, là on est quand même devant un problème. Et on ne le voit même plus parce qu'on a l'impression d'avoir gagné. Oui. Même des vigiles qui vont revenir. Non, c'est gagné. C'est important. S'ils reviennent, c'est important. Mais le problème, c'est qu'il y a la police. Donc, spectacle. Oui, mais elle était là officieusement. C'est-à-dire que si tu as plus ou moins les gens qui sont là officieusement, il faut toujours le dénoncer. Et demander qu'est-ce que c'est bien là. À partir du moment où c'est officiel, tout le monde savait que la police était là avant, et on s'en foutait comme dans 40 ans. Tout le monde sait que la police est là maintenant, et il faudrait qu'on s'en foute. Ah, écoute, non. Là, moi, je crois que tu as tort, je sais pas. J'arrive pas à penser comme ça. Quand vous dites que le principal truc, c'était les vigiles, vous pensez quand même... J'ai dit le plus voyant. Non, là où je me sens pas d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est que pour moi, il y a une grande différence, une grande différence même de nature. Entre un État, on ne peut pas dire simplement, ah ben oui, il y a des flics, il y en a toujours eu depuis 68. Ça c'est vrai, mais ce qui compte, c'est pas du tout la même chose que l'état d'indicateurs qui traînent dans la faculté, qui renseignent la police, ou même de policiers qui sont là à titre officieux, ou bien cette espèce d'officialisation de la présence d'une brigade spécialisée agissant en qualité et à qui l'université est ouverte. Ça, c'est quand même un fait nouveau. Alors, autant je vois vaguement des petites choses même à faire immédiatement si l'histoire des vigiles est ramenée au premier plan. Que faire quant à cette question de la brigade, qui est une toute autre question? Et si c'était une provocation pour arriver à... C'est vrai que le conseil a décidé de ne pas décider aussi la présentation de cas. Il y a deux points qui m'intéressent. Le premier, c'est celui qui regarde le principe dans l'autorisation du conseil pour que dans la brigade offerte, il n'y a plus aucun contrôle du conseil sur la brigade. Et que le dernier point, je me rappelle très bien quelle idée, c'est la réexamen du problème. C'est-à-dire de reposer le problème de la drogue. C'est une vraie question qui se pose, qui est celle, dans le cas de la brigade d'esprit qui n'arrive pas à régler ce problème, on va examiner de nouveau cette question.
c'est-à-dire qu'il y a je crois, logiquement, on va mettre en place, c'est-à-dire que les mesures vont être prises précédemment. Et de contrôle des cas. Donc ça, c'est-à-dire que voilà, c'est. Ah, tu penses qu'il y a relais entre les deux, qu'il y a une espèce de... Oui. Ouais. Pareil, il y a eu un projet de RTL. Quoi, j'entends pas? Oui, on n'entend pas. C'est bien qu'ils viennent à Vincennes. Mais tout le monde s'imagine, je sais pas tellement quoi qui se passe ici, mais qu'ils viennent. Ah oui, non, c'est fou. Oh, on parle que de ça. Oui, là, en effet, à mesure que l'on parle, quand même, des toutes petites choses deviennent un tout petit peu plus claires, parce que il me semble que ça dégage un peu de tout ce qu'on vient de dire, que c'est en effet une opération facile à comprendre, qui consisterait juste au moment où le problème de la drogue n'est plus un problème, à supposer qu'il l'ait jamais été, n'est plus un problème avant tout universitaire, qu'il a pris un tout autre aspect, ce qu'on appelle en gros un aspect municipal, que c'est à ce moment-là qu'est reconstitué un mouvement qui dénonce l'université et la nôtre en particulier comme pourvoyeuse de drogue. Alors, en effet. Quoi? Finalement, ce que les gens, là, si on admet que ce que fait le conseil, ce que cette ministre adresse à la population française, parce qu'on est c'est que voilà, il y a des gens qui commercent de la drogue, qui sont en connexion avec ces problèmes qui tendent vers la faillite de la drogue chez les jeunes, les vieux, et on leur dit en temps. Et même, on ne parle même pas des gens qui fument, on parle vraiment des trafics, on leur dit les trafiquants, ceux qui sont au centre du déploiement, les brebis galeuses, des gens qui se battent, et ben on les enlève, on les enlève. On les enlève. Et alors là, on voit la réaction. Et ce qu'on espère, c'est qu'il y a une telle défaveur comme ça pour des problèmes pareils, que les gens ne vont pas réagir. Parce que toute cette affaire, mais tout ça ne dit pas ce qu'on doit faire finalement. Ce qu'on peut faire. Et pas simplement à l'Institut de philosophie ici, mais à Vincennes et ailleurs. Non, oui. Si on fait quelque chose, nous, ça aura aucune portée. On part de ce qui nous était confié, à savoir que il est quand même pas mauvais d'en parler dans chaque UV pour voir ce qui en sort. Alors on se donne le cadre, par exemple, d'une UV quelconque, la nôtre. Hein, et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Alors ça dépend aussi de ce qui se passe dans les autres UV en même temps. Alors encore une fois, moi j'en suis là, je vois de très, enfin, c'est pas grand, mais je vois un petit ensemble de ripostes immédiates à l'histoire des vigiles. Je ne vois pas actuellement, s'ils ressortent, oui, je ne vois pas de riposte immédiate à la présence de la brigade. Je pense qu'il y en a au moins une. Oui. Qui essaie de refuser le recours. Hier, avant même le recours, il y avait déjà des départements qui avaient repris leur cours. Ouais, mais en littérature, par exemple, et en anglais. C'est quelque chose que il y en a d'autres. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, il pourrait y avoir les flics là dans la salle, on continuerait à faire recours. Bah, tant mieux pour eux. Lui,
Où est le seuil? Moi, je peux répondre pour moi, par exemple, en mon nom personnel, mais en mon nom personnel même, je dépends de vous. C'est-à-dire, il faudrait que là, on soit d'accord. Moi, je me dis ceci. Faire, par exemple, refuser de faire cours parce que la brigade est dans l'université et ne se manifeste pas de manière visible. Ça me paraît comme un peu faire grève à titre personnel, c'est-à-dire quelque chose de dénué de sens. Pour moi, le seuil, ce serait, il y aurait deux seuils. Il y en a un qui est tellement grand que pour moi, les choses vont de soi. Le plus grand, c'est que soit ici, soit dans une UV quelconque à Vincennes, un membre de la brigade se manifeste en tant que tel. C'est-à-dire fasse une intervention, une interpellation, une fouille, etc. Comme tu dis, ça risque très peu d'arriver, sauf s'il y a un coup monté. Si c'est dans les couloirs, et si ça concerne un étudiant ici, pour moi, c'est le même seuil. Si ça concerne un étudiant d'une autre UV, ça dépend plus de vous, là, ça dépend plus de l'ensemble. Mais je crois que ce serait également le même seuil insupportable. Donc, à cet égard, j'attends presque, pour moi, la définition du moment où j'estimerais ne pas avoir les conditions possibles de faire cours, c'est qu'il y ait une intervention dans une UV ou à la sortie d'une UV. Alors évidemment, qu'est-ce que le problème reste entier que tu poses? Qu'est-ce qui se passe si, par exemple, un soir, même quand la fac est fermée, etc., il y a une interpellation d'un type qui n'appartient pas à la faculté? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que je fais? Là, j'avoue, j'ai beaucoup moins de positions prises d'avance parce que, à ce moment-là, je dépendrai beaucoup plus aussi des réactions et des étudiants et des autres professeurs. Oui, sûrement, oui, ça n'a rien fait, oui. Il faut aussi voir le truc comme ça, c'est pas. Oui. C'est l'affaire de la brigade des étudiants, elle vient, elle nous dit alors vous, qu'est-ce que vous pensez? C'est-à-dire que là maintenant, la légalité républicaine, à savoir que on ne peut jamais admettre maintenant la police dans la salle. Ou alors sur le plan individuel, à savoir que ce soit arrivé avec c'est le plan des principes qui est en jeu. Ouais. C'est pas seulement le plan des principes, c'est aussi, encore une fois, la question que faire. Parce qu'encore une fois, dire, dans ces conditions, je ne fais pas cours, c'est comme si moi tout seul, je disais, je vais faire grève. Ça me paraît... c'est quand même très différent de s'il y a interpellation quelconque d'un étudiant au moment où fonctionne soit tel UV, soit des UV en général, où là, ça me paraît un autre seuil, quoi. Alors, autant dans le second cas, j'ai aucun problème. Dans le premier cas, ça me paraît plus compliqué parce qu'il me semble qu'on dépend forcément plus d'un mouvement général. Les premières actions d'abord, c'est d'abord sans complexe, parce que le problème est très complexe. Il ne peut pas être tellement de la farce vis-à-vis des masses médias et ainsi de suite. Parce que là, on est. Et en réaction, c'est prêt à agir d'une façon sans complexe. S'il y a les vigiles, on s'en va ailleurs faire les courses, dans la nature, pour essayer déjà de montrer aux gens qu'avant tout, nous sommes là. Oui, ça a un avantage, ça fait cours ailleurs, à mon avis, ça a un avantage, puisque à ce moment-là, ce n'est pas une position où je fais grève. Oui. On est là pour continuer. Ça répond aux vigiles, ça. Oui, non. Mais il y a les vigiles, c'est l'affaire vient de chez nous, c'est-à-dire c'est universitaire, bien dans la société universitaire. Alors on se dit, quand même, à Vincennes, c'est un précédent, on n'a jamais eu de vigile, ça va très bien. C'est peut-être même pas... Là, c'est vraiment, c'est plus à quoi ils répondent, qu'est-ce qui se passe? C'est que leur impact, il n'est pas le même. Ah bah je suis bien d'accord, c'est pour ça que je demande. Oui. Hier, dans le grand amphi, il y avait 1500 personnes qui paraissent. Aujourd'hui, il n'y a pas 1500 personnes, personne n'est venu nous voir. Oui, ça a disparu, c'est très curieux ce truc, et puis tout disparaît. C'est pas parce qu'on sait que c'est une affaire bidon. Ouais. Ils savent même pas. Encore une fois, ça aurait pu ne pas être une affaire bidon. Il y a 3 mois à l'UNESCO. Mais le silence, c'est pas moins que... Les masses médias par les journaux. Je crois que vous pouvez répondre aussi par les journaux et qu'il y ait des gens qui engagent leur langue.
Il y a 3 mois, le commissaire spécial anti-drogue a été formé, demandant à tous les départements de leur donner tous les résultats de leurs recherches depuis 10 ans sur la drogue. C'est-à-dire, il y a une campagne, non pas seulement nationale au niveau de la France, mais au niveau de toute la communauté européenne, pour régler ce qu'on appelle actuellement le problème de la drogue. Ce qui a opposé plusieurs départements, celui de la démographie, celui de la médecine, celui de la sociologie et beaucoup d'autres départements, la protection des jeunes, des choses comme ça. Cette action qui est à Vincennes, elle doit relever, elle doit continuer à relever du conseil de l'université. Donc, le problème de la drogue ne pourra jamais être vraiment résolu. C'est vraiment un problème. Ils ont arrêté des projets plus importants. Oui, mais Kandjar, notre problème depuis le début, je pense que tout le monde l'a compris, n'est absolument pas le problème de la drogue. Notre problème depuis le début, y compris la présence de la brigade, y compris les vigiles, etc., est un problème qui concerne la normalisation de Vincennes et ce qui se passe à Vincennes. Ce serait un trafic qui ne serait pas de drogue et un autre trafic, le problème se poserait de la même manière. C'est que c'est le prétexte actuel pour cette remise en ordre de Vincennes. C'est de savoir combien on peut accentuer une action de ce genre. Si on va vraiment essayer de tout voir à la fois, ça va paralyser le travail à la faculté et nous mettre dans des situations. Je comprends pas ce de qui parle. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Ouais. Ouais. C'est le seul endroit où on va se reconnecter avec ça. C'est là où c'est pas une question de... Oui, il vaut mieux pas. Non, complètement. Mais encore une fois, le pseudo-problème de la drogue ne vaut pas du tout en tant que tel dans tout ce qu'on a dit depuis le début. Non. Oui, mais enfin, je tiens à le redire, oui. Le problème des étudiants étrangers, c'est une atteinte avec le RP. Ça commence par les étudiants étrangers, ça va passer par les éditeurs libres, puis ça va passer par les non-bacheliers, etc. Jusqu'à avoir le nombre voulu d'étudiants dans la Saint-Denis. Oui. L'élimination, bien sûr, de la situation de département qui n'intéresse pas le pouvoir. Quels sont les procédés d'après toi pour utiliser C'est même plus de la provocation maintenant. C'est fini tout ça, la provocation, ils l'ont dépassé. Maintenant, ils passent à l'action. C'est fini, même si on retire cette place, c'est fini. Le procureur ne va pas revenir. Il y a le fou et le sage de fou, Non, mais ça c'est autre chose. D'accord, ça n'en serait pas moins quelque chose de très très important si le président retirait sa plainte. Ça ne sauverait sans doute pas les types, ça va de soi, mais ne serait-ce que pour l'avenir, ce serait un gain très 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 important. Alors, ce dont j'ai peur, et ce dont je ne sais pas, mais je crois que depuis 8 jours, Châtelet s'en occupe beaucoup, c'est savoir au juste qu'est-ce que représente notre, en gros, si je peux appeler ça comme ça, notre courant par rapport à l'ensemble de Vincennes. Je crois, et j'aurais voulu savoir, il n'y a personne qui fasse de l'histoire ici. Je crois que le département d'histoire a produit des textes de protestation. Personne n'est au courant des textes du département d'histoire. Oui. Oui. Tu l'as lu? Oui. Ouais. Seulement, en effet, à part ce moyen évident, qui est protestation auprès du Conseil, protestation des profs auprès du Conseil. Oui, le département de philo a fait une lettre, oui.
Uniquement sur les vigiles. Hein. Oui. Non. Et hier, en cours, nous avons commencé à rédiger deux Non. lettres relatives à la brigade des situations et aux plaintes. Et je vous demandais si vous en avez fait part. Ah bon, ah bon, ah bon. Hier alors. Et alors, il s'est chargé de la mettre. Il l'a fait parvenir immédiatement. Ah, il l'a porté à Berlin. D'accord, oui. La première lettre relative au vigile a été portée à Merlin. Mais ensuite, nous avons décidé d'en lever. Nous avons commencé à rédiger deux lettres relatives à la brigade de situation, c'est-à-dire à la police, et relatives aux plaintes qui ont été posées contre les étrangers. Bon. Et des lettres adressées au conseil, alors, ou à Merlin. Et je crois un journal aussi. Parce que oui, il y a le problème. Chacun a rencontré un journaliste et il a dit qu'il a donné la lettre. C'est ça, un type de l'AFP, il a dit. Oui, mais c'est très marrant parce que les gens voulaient absolument le retrait de gaz. Il y a des gens qui partent toujours sur ce pareil, qui veulent faire la révolution, qui veulent que les masses se lèvent, aller faire des manifestations. C'est encore une échec qui a été complètement foireuse. Parce qu'une fois que Merlin est venu, il a dit, bon, de toute manière, moi j'ai décidé ça et c'est comme ça, tout le monde est parti d'acheter. En effet, on tourne autour de... C'est quand même pas beaucoup. Je veux dire, la protestation auprès du Conseil, d'une part, c'est pas grand-chose, il en a vu d'autres, le Conseil, et d'autre part, l'inconvénient est que il est assez probable que ça montrera que les protestataires sont malgré tout une minorité. Alors, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Oui, si la protestation est vraiment soutenue par les étudiants aussi. Le problème, c'est dans un lieu de travail, quoi. Le lieu de travail, il appartient à la population. C'est le seul moyen de se faire entendre au travail, surtout quand c'est en dehors du pouvoir institutionnel, c'est d'utiliser le personnel et le terrain. Quand c'est un terrain. Si la socialisation ne s'organise pas, il y a toujours des moyens de se faire entendre pour une minorité agissante, mais c'est tout. Il y a un problème de la brigade d'études. Il appelle des choses vachement spécifiques et il se trouve que face à ce problème-là, la manière habituelle de fonctionner des ménagers n'est pas capable de répondre puisqu'ils partent sur. Ils ne peuvent pas inclure ça comme mot d'ordre dans les problématiques. Alors, c'est qu'on en est plus là. Donc, les alliés naturels concernés par ça, à savoir les gens qui sont prêts à relâcher propre sur le terrain de la fac, ils sont disqualifiés parce qu'ils sont proprement incapables. Et ce qui est très bizarre, à cette assemblée générale. Attends, tout de suite. Hein. Ce qui est très bizarre, c'est qu'ils ont mis une énorme énergie pour aller chercher le conseil, et puis une fois que le conseil a été là, et que Merlin a dit qu'il n'accordait que le premier point, et qu'il n'accordait pas les deux autres, il n'y a eu aucune protestation, parce que je n'ai rien entendu, les gens sont sortis, c'était fini. C'est le conseil. Moi j'étais à la porte. Après, vous n'avez pas protesté. Oui, mais moi j'étais à la porte, j'étais coincée, je pouvais pas rentrer. Mais nous n'avons pas. Non, mais écoute, dans l'ensemble, on n'a pas protesté, voilà. Oui, tu disais quoi? Il y a un principe à réactiver, c'est Vincennes, université pour tous. Oui, pour tous, ça veut dire non-bachelier, étranger, auditeur libre. Ça, on est bien d'accord. Mais, visiteur, c'est auditeur libre ou promeneur libre, quoi. Promeneur. Oui. La violence et la faute encore. Le marché, le drogue, c'est dur. Il y a la violence, là. Moi, je ne suis pas d'accord sur ça. Et la deuxième deuxièmement, c'est que Merlin, en tant que quelqu'un qui est en train d'expliquer avant d'entendre. Ils ont décidé quoi? Ils demandent pour le vigile avant que tu y rectorat ou le gouvernement décide. Alors ils sont là pour expliquer quoi les fous quoi. Ouais. Là, Merlin est en question ici.
Ouais, notamment dans ce texte de Merlin, une phrase, moi, me fait presque froid dans le dos. Parce que, à la suite de toutes les mesures annoncées, le texte se termine par « Enfin, une large information sera menée à l'extérieur. » Par qui, puisque, bon, une fois ces mesures mises en œuvre, pour faire savoir que l'université assure ses responsabilités. Alors, en effet, l'université assure ses responsabilités, ça veut dire, il me semble, ça veut dire au gouvernement, à peu près, nous ne poursuivons pas les mêmes buts que vous, mais nous sommes complètement d'accord. En tout cas, nous sommes complètement d'accord sur les moyens. Alors, bon, mais alors je suis bien d'accord sur toutes les histoires de principe, notamment celles que tu rappelles, mais encore une fois, on retourne dans la question, bien. Quoi immédiatement, quant à brigade et les plaintes. Moi, je dis quelque chose quant à la remarque que l'un d'entre vous a fait sur l'utilité que pourraient avoir des profs intervenant dans les journaux. À mon avis, il y a déjà de longues années que c'est foutu. C'était encore possible il y a, je pense, 5-6 ans. Aujourd'hui, moi, je vous jure qu'à mon avis, en tout cas, c'est devenu impossible car les journaux ont changé radicalement de structure. Si vous prenez un journal comme Le Monde, il n'y a même plus l'équivalent de ce qu'était dans l'ancien monde la libre opinion, où un pauvre type donnait son avis. Et c'était encadré, il y avait le titre libre opinion, il n'y avait pas de commentaire. Les journaux ont inventé de nouvelles techniques qui me semblent très, qui vont de soi, pas formidables, mais très très efficaces. Le Monde a inventé par exemple sa seconde page particulièrement grotesque, qui fait à notre joie à tous, chaque fois qu'on le lit, qui est vraiment l'idée comme un dépotoir d'un journal. Bon, supposons que quelqu'un fasse passer, arrive à faire passer. On le fout dans cette seconde page. Bien entendu, n'importe quel exemple, Châtelet, Lyotard ou moi, on arrive à faire passer sur la question de Vincennes actuellement. C'est évident qu'on nous foutra. Et ça, à mon avis, il n'y a plus qu'un moyen d'intervenir dans les journaux actuellement, c'est sous la forme P, sous la forme le placard P. Or, c'est très très cher. D'une part, c'est très cher. D'autre part, je ne suis pas sûr que ce soit très très efficace. Oui. Oui. Ils ne sont pas forcés puisque ça ne vaut le droit de réponse que si Lyotard était pris à partie. Ils ne le publieront pas. Ils ne le publieront pas. Il n'y a que Merlin qui peut. Or, on peut penser qu'il ne le fera pas. Le commentaire de Laurence ce matin est encore plus virulent. Qu'est-ce qu'il dit, Laurence? Incroyable. Alors là, je parle dans des termes inimaginables. C'est affiché sur les murs. Quel mur? C'est Vincennes ou Gros, c'est pas très grave. C'est Vincennes ou Gros ou quelque chose comme ça. Bon. Non, moi je crois que c'est possible ça. Faire court dans une épreuve de force, faire court ailleurs. Mais encore une fois, ça ne peut pas tenir longtemps. Et, là, j'ai un plan génial. Donc quoi? Oui, et c'est pas sans danger, vous avez raison, c'est pas sans danger. Ouais, t'as un plan. On fait un scoop. Merlin en train de fumer. Devant des journalistes, évidemment, et en essayant de trouver les gens de la brigade des stups, on prend Merlin, on le ligote, on met un gramme de quelque chose, et on le lit au stupéfiant. C'est lui qui est à l'origine de la figure. Et on fait enfin quelque chose à l'italienne. Alors, t'arranges ça. Tu fais quoi, toi? Ce sera déjà ça, on verra pour le reste. Tu viens 55 pour la farine, mais il y a la de la farine, vas-y, tu feras pas.
Alors, en effet, la chose en effet, que quelqu'un vient de me rappeler, c'est qu'il y a d'autre part ces textes qui sont en préparation, là, par Châtelet. Mais là, encore une fois, c'est simplement la petite filière. Ça consiste à donner des textes au Conseil, des textes de protestation. Actuellement, c'est une affaire qui a pas l'air très rapide. C'est l'air pas pour l'instant. Si l'affaire en venait à s'envenir, je pense que le seul endroit où on puisse faire, en dehors des inconvénients des grandes manifestations et des grandes mobilisations, c'est finalement Faire des tracts à ça. Ça, c'est pas possible au niveau. Non, mais déjà la distribution de tracts à Vincennes serait très très bonne. Ça a été fait ou pas là avant? Il y a eu beaucoup de tracts ou pas? Je pense que la question n'est. Je pense que la question. Je pense que la question n'est pas de répondre au problème soulevé par le Conseil, mais rien par le travail. La preuve nous est donnée hier, c'est que même avec la pression très forte des étudiants qui sont allés même occuper le Conseil, et ce même Conseil n'a pas pu décider qu'il sera un seul point. Un seul point sur trois. Je ne sais pas, vous n'êtes pas au courant, la porte a été cassée, les gens rentraient par la fenêtre, sortaient par les fenêtres. Le Conseil a été pris d'assaut, à tel point que la discussion a été interrompue. Donc je pense que la question des tracts, c'est complètement absurde, ça n'a aucun effet. Parce que ce qui est un peu gênant, c'est qu'il n'y a pas une réelle réaction contre la brigade des stupéfiants et le troisième fait des procès, tu vois. Alors que les vigiles, ça a soulevé véritablement une action, tu vois. Oui, ça c'est très important, oui. Ça passe pas quelque chose. Donc ça veut dire que les gens, à l'intérieur même de l'université, ne sont pas véritablement concernés par cette affaire, et même s'ils sont concernés, ils préfèrent s'en passer, parce qu'en plus, ils ne sont pas fait comme ici, tu vois. Eux, quand ils rentrent à l'université, c'est pour aller en département de littérature ou d'anglais américain, il faut les voir, le département de littérature américain. Y arriver à la fin, ça n'encourage pas, quoi. Ils ne sont pas très encouragés. Mais je crois qu'il y a quand même un problème. Maintenant, s'il y a un problème, il faut bien parler avec les gens, tu vois, avec les gens de la fac, je ne parle même pas les gens de l'extérieur. Et si tu ne parles pas avec eux, c'est même pas la peine d'envisager un problème. Voilà justement ce que j'étais en train de dire, c'est qu'ils ont réussi par la normalisation, les examens, à démobiliser les gens sur... Ça, par exemple, c'est un problème très important. Parce que à la radio, dans les journaux, depuis presque un an, il y a des articles qui sont écrits où ils tentent tous presque à dire maintenant dans les universités et dans les lycées, les lycéens ou les étudiants sont disciplinés, normalisés, passifs. Ils consomment du savoir, ils veulent du travail. Ils veulent leur avenir. Donc, si l'on par exemple, Giscard l'autre jour, avec Stoléru et toute sa clique, va en plein amphithéâtre de la Sorbonne pour récompenser les meilleurs ouvriers de France. Giscard, il dit, après justement un petit discours de réponse à Lévi-Strauss, il dit aux intellectuels, je vous assigne une fonction critique, c'est votre travail de critiquer, mais à condition que vous soyez réaliste, à condition que le réalisme soit la ligne de votre critique. Et après, il dit, devant tout le monde assemblé, les intellectuels et les meilleurs ouvriers de France, voilà la photo de famille de la France en 1980. Autrement dit, à la Sorbonne, même dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, où il y avait eu tant d'agitation et tant de tumulte en mai 68, là, c'est vraiment, même dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, la normalisation. Alors pourquoi ne pas penser, en fonction de ça, qu'un conseil d'université, ici, peut tester à Vincennes la capacité de résistance des étudiants, oui, pour voir si justement ils sont aussi bien normalisés, dressés, domestiqués qu'ailleurs. Autrement dit, leur coup a raté, vu qu'il y en avait 40 qui discutaient au plus avec les vigiles. Donc ils vont mettre une arrière.
je peux Oui, ça d'accord. que c'est pour tester votre capacité de résistance. Oh Merlin. C'est peut-être parce que le ciel voulait le sel. Et là, ça fait une démarche de la les démarches de la Hein? En tout cas, tout ça, il se dégage quand même quelque chose. L'extrême importance que tous ceux qui peuvent soient là le jour de la réunion du Conseil. C'est le 15, hein, tu dis. C'est le 15, ça, il faut être Il y a aussi un point, peut-être, il faut faire pression à ce que la réunion du Conseil puisse se tenir un jour de semaine, parce que le samedi, c'est la catastrophe, la fac est désastreuse. Donc c'est un point sur lequel il faut réfléchir aussi. Je pense que c'est étudié minutieusement dans le but d'appliquer quand même oui, même, oui, mais... Ils sont pas bons, les mecs. Si on est mobilisé, on le sera aussi lundi. Si on est mobilisé avant, on le sera lundi. C'est-à-dire que les gens auront le temps de réfléchir dimanche pour agir le lundi. Ce n'est pas question. Et je pense qu'il y avait un camarade qui avait proposé une chose assez intéressante, c'est de mettre une radio, enfin de mettre des haut-parleurs ici à la place, pour informer quotidiennement les gens et pour poser véritablement le problème. Et je pense que ça, c'est assez intéressant. En tout cas, encore une fois, même si la réunion est maintenue le samedi 15, hein, même si elle reste un samedi, je crois que c'est essentiel d'y être. Oui. C'est-à-dire le danger, c'est que, tenant compte de la population vincenoise qui est quand même hier, qui travaille dans le cadre bien qui proposé, le dimanche, je pense quand même que ça va se solder par une véritable catastrophe qui laissera comme ça une amie pour un conseil qui a quand même de reprendre tout simplement les décisions qui ont été votées. Il n'y aura plus aucun changement parce que moi j'ai fait l'expérience hier avec toutes les pressions que nous avons faites. Ça n'a pas donné un résultat quand même. Parce que les gens étaient paumés, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient réellement. Il était convenu de ne pas dissocier les 3 points. C'est là-dessus qu'on s'est mis d'accord. Ils ne savaient pas, ils tâtonnaient, ils ne savaient pas où se poser. Moi, je pense qu'en faisant réellement le problème durant ces 15 jours, on peut faire pression. Pas faire pression spontanément. Si l'objet c'est de faire pression, qui retire son astreinte, d'appliquer des stupéfiants, parce que la plainte, c'est un avantage. Si on faire le de retirer les stupéfiants le 15 mars, tu tires la plainte, non? Non, mais les pressions, à force de parler de pression tout court, on ne sait plus de laquelle on parle. Parce qu'il y a des pressions de tout ordre. Il y a par exemple, on nous signale qu'il y a une pression très précise à opérer, et sous quelle forme, exiger que le Conseil ne se tienne pas un samedi. Bon. Ça, c'est déjà un type de pression. C'est très différent de la pression, en plus, sur le contenu des décisions du Conseil. Mais il y a ce problème, en effet, du samedi. De toute façon, l'aspect tactique, si tu veux, de la programmation de la réunion du Conseil samedi n'est pas à laisser passer comme ça. C'est pas de la camarade. C'est un calcul. Tous les bourgeois qui partent en week-end ne sont pas là, tant mieux. Exactement. Tous les bourgeois qui vont en week-end ne sont pas là, tant mieux. Ah oui. Exactement. Oui, ce serait bien si c'était tout à fait vrai ce que tu dis, mais parmi les gens qui partent en week-end, il y a des types qui ne sont pas des bourgeois. Oui, mais on retombe toujours dans le même petit cercle. Que faire, par exemple, pour exiger, point précis, que la réunion n'ait pas lieu samedi,
Que faire sauf des adresses au Conseil, qui dira qu'il est libre de son ordre du jour, qui inventera toutes les raisons pour dire qu'il ne peut pas un autre jour que le samedi, etc. Alors on les empêche de se réunir. Donc tout le monde vient le samedi. Ouais. Donc, à nouveau, il faut que tout le monde vienne le samedi. Aussi l'occupation, l'occupation suffit. Savoir comment on parle de problème, et dire que voilà, c'est assez. Par contre, ce qui va rester pendant, c'est le procès. Alors encore une fois, c'est pas les adresses, c'est quand on dit éviter les adresses, je pense que vous avez essayé, si jamais je pense que ça me paraît très important, je me rappelle alors à Saint-Denis, ça va être un massacre. Sans compter inventaire, mais s'engager à ce niveau-là, on va envoyer la presse au Conseil. Le Conseil, il faut voir, c'est un idée. Bah oui, mais écoute, on est tous d'accord là-dessus, puisque quand on parle d'adresse envoyée au Conseil, c'est justement pour dire si on a que ça, c'est risible. Oui, ça, tout le monde est d'accord sur ce point. Pour manœuvrer le Conseil, il faut faire signer un papier, ça se passe au prix. Ça se passe ça, Merlin, qui a une passion de son enfant, il faut vraiment faire ça. J'ai jamais vu Merlin se faire marcher arrière, alors Moi, je pense que en tout cas, le Conseil, comme on disait, il n'y a pas tellement lieu. Il y a des nuances, mais c'est tout. Le Conseil, actuellement, par rapport à ces deux problèmes-là, c'est pas le problème, c'est pas au Conseil qu'il faut adresser. S'il faut s'adresser à quelqu'un, s'il s'agit de s'adresser à quelqu'un, c'est s'adresser aux gens. Bah, Merlin, il n'en fait pas partie du Conseil? Si. Parce que parler à Merlin comme ça, et nous, Merlin, pour toutes les idées, je pense que pour toutes les idées qui se réunissent pour savoir ce qu'elles peuvent faire, elles n'ont pas le droit de se s'adresser à Merlin. Il faut passer par... Oui, mais concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, c'est très simple. Ou alors faire des traces. Il faut voir, avoir de l'imagination. Avoir de l'imagination, d'accord. Les fois précédentes, souvenez-vous, pour l'affaire c'est une affaire qui a démarré parce qu'il y avait des... Mais la politique, c'est un mercredi. Si personne s'y intéresse, on ne peut pas se retrouver subitement comme en mars 60. Oui, mais pourquoi tu dis ça là? On est tous là depuis 2 heures. Il semble qu'on s'y intéresse très vivement. Donc, au moins ceux qui sont là, oui. Oui, je suis frappé, notamment ce qui vous donne raison, c'est que d'habitude, il y a nettement plus de monde. C'est déjà un peu inquiétant, mais il y a beaucoup de types qui ont dû se dire, bah oui, beaucoup d'auditeurs libres qui ont dû se dire, ça va pas aujourd'hui, oui. Le bruit est un parasite. Ouais. C'est curieux qu'au moment où il y a vraiment un truc tout à fait nouveau, qui dire que 77, ça avait fait beaucoup de personnes, c'était passé directement entre Berlin et la France. Alors que là, on est mis dans cette histoire-là, c'est la peine que c'est vrai qu'on a presque intérêt à partir du sens bien, c'est se continuer avec des choses Mais non, parce que l'amphi était quand même plein, ou tu n'étais pas la partie. Ouais. Jusqu'à la sortie.
Lyotard, il a son UV quel jour? Le jeudi, non? Jeudi soir. Jeudi soir, hein. Je cherche comme des points de repère où on pourrait. Donc, il y a les textes de Châtelet donc, qui ont été esquissés hier. Il y aura l'UV de Lyotard jeudi. Je me dis, qu'est-ce qu'on a comme point de rencontre possible d'ici le 15, hein. Donc, urgent, en effet, urgent de chercher des moyens pour cette première pression que le Conseil ne se tienne pas un samedi. S'il se tient quand même un samedi, encore plus urgent d'y être extrêmement nombreux. On a parlé d'envoyer les adresses au Conseil de la faculté, mais est-ce qu'il ne serait pas plus efficace de s'adresser à chacun des membres personnellement et de demander à chacun de ces membres de s'expliquer devant le département auquel il appartient? Moi, je pense que ce serait utile. Sauf que je suppose que certains départements les acquitteront d'avance, c'est-à-dire diront qu'ils n'acceptent pas cette procédure. Non, mais je ne pense pas que tous les étudiants, même des départements normalisés, soient d'accord. Ça, je ne pense pas. Il faut quand même faire confiance aux étudiants si nous ne faisons pas confiance à la direction de l'État. Je pense que cette espèce de collectivité anonyme, le Conseil auquel on s'adresse, c'est rien du tout. Mais chacun des membres, ça a notre avis. C'est vrai, ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je pense que parler des membres du personnel un à un, ben, ça aussi, c'est tombé dans l'erreur. Car les membres du personnel, ils forment aussi, je sais pas, des microstructures à l'intérieur même des conseils. Ils sont bien structurés, ils appartiennent à des partis, à des syndicats, ils ont des positions politiques communes. Donc c'est une toile d'araignée bien tissée qui est vraiment difficile de défaire. Ce n'est pas tellement parce qu'il y a la personnalité de chacun qui n'est pas tellement fier d'être mis en vedette et d'avoir. Non, c'est-à-dire qu'ils sont même sensibles au fait d'être mal à l'aise dans une position comme celle-là. Et que c'est que la mettre en valeur. Il n'y a pas de contradiction entre la politique des chefs du Conseil, par exemple, parce que ce sont des organisationnels, avec les scènes de faculté partenaires, sauf que Bernard, il arrive à dire tout haut ce que les autres ne pas. C'est ça, Bernard, c'est un personnage, il rajoute un petit peu, mais il ne faut pas se faire déficient. Et on a eu l'exemple, par exemple, l'exemple de Saint-Cyrique, il a fallu faire une pression pour que tout le Conseil revienne sur sa décision. Et Merlin, je ne peux pas oublier que Merlin avait dit aussi que lui, pour accéder à des démissions de démissionnaires. Maintenant, il n'est pas revenu sur ses décisions. Ce qui prouve que Merlin, il ne veut pas céder. S'il n'y a pas une forte pression sur le Conseil, il ne cédera pas. Et il faut voir que l'ensemble des organisations qui sont représentées dans le Conseil qui sont tout à fait d'accord avec sa politique. Ils veulent la normalisation, ils veulent le transfert. Et se faire, à mon avis, il ne faut pas trop polariser sur quelqu'un, sur Berlin, et laisser de côté les organisations. Voilà, je pense là aussi dire que les membres du parti, ce sont des personnes tout simplement comme vous et moi, c'est complètement faux. C'est une lutte acharnée de tendance à l'intérieur. La preuve, c'est pas un hasard si telle ou telle tendance, les décisions se prennent toujours d'après le rapport de force. Donc, il ne faut pas se faire d'illusions. Ce ne sont pas des personnes comme ça, prises comme ça dans des départements où il y a un jeu politique, il y a un intérêt politique réel qui fait que oui. de manière bien structurée. Mais il y a aussi des choses, des faits réels. Je parle tout seul, par exemple, regardez, Merlin, il est positionné, paraît-il, sur l'idée de rester à Vincennes. Même carrément qu'il y a une fraction du Conseil qui s'appelle Gabriel. Oui, après, c'est bien. Ça c'est la minorité du Conseil. Ces gens-là. Mais bizarrement, c'est d'un type de cette minorité qui est venu. Attendez un instant. Donc il y a des gens qui sont pour rester à Vincennes. Mais, non, puisque notre question c'est ceux qui disent qu'ils sont pour rester à Vincennes, est-ce qu'ils y croient? Moi je penche pour ils n'y croient pas. Parce qu'ils ne prennent pas à charge pour eux-mêmes de dire nous on n'y croit pas.
c'est aux étudiants de savoir ce qu'ils font, pas administratif. Ou alors Parce qu'à rester... Vincennes, ça ne s'est jamais fait autrement, quoi. Ou alors rester à Vincennes en le normalisant complètement. C'est pour ça qu'on ne peut pas accuser le conseil de publicité à ce là si on ne voit pas comment la chose fonctionne. Le conseil est comme ça, carte d'arène, parce qu'à l'époque de la privatisation... C'est clairement chaque année, manque de assistants. C'est ça, là. Donc, ce qu'on appelle une minorité, c'est-à-dire garde d'arrêt, c'est pas une majorité. C'est-à-dire que maintenant, c'est eux qui votent quand même la démocratie. C'est quoi ce genre de truc? Ils marchent en plein là-dedans. C'est pas du tout une minorité, la minorité qui va être élue. Maintenant, ils sont élus, ce sont les hommes politiques. Et il faut les regarder parler en ski, comme on dit, et puis ils sont en instance. Les grands fils de parler ensemble devant les étudiants. C'est de l'esprit féministe, quoi. Il faut voir que ce maire-là a une tactique tout à fait radicale socialiste. Enfin, il s'allie à droite ou à gauche selon les circonstances. Et il peut très bien s'appuyer. Il s'est appuyé récemment sur Bernard Vincennes dans la fameuse motion, pour rester ici, dans la motion en janvier, je crois. Et où il verse ça à la reine, à Sophie Berlin, contre la classe syndicale qui était prête à partir à samedi, notamment que ce soit les communistes qui avaient sorti un tract dès novembre prenant position pour le transfert à samedi. Et que ce soit la droite de l'insyndicale avec Casson et compagnie, des partisans anglais, qui aussi des partisans de la famille. Bon, et donc, il y a eu une alliance s'est faite entre une minorité d'intersyndicale, les gardes d'arrêt, et puis vers là, cette notion qui reste ici. Donc, c'est pas de ça. Je pense qu'on tire des conclusions. D'accord, d'accord. Eh ben, moi, les conclusions, uniquement les conclusions que je proposerais, c'est donc, même si on pense que c'est pas très efficace, se tenir au courant, ça je le ferai vis-à-vis de l'état des textes et de l'usage des textes qui ont été projetés dans son hier avec lui. Voir s'il y a lieu d'en tirer des tracts. Deuxième point. Possibilité d'une rencontre à l'UV de Lyotard. Ce qui nous donne 2-3 jours, j'imagine. En 2-3 jours, on peut avoir un élément peut surgir, tout ça. Il faut beaucoup avoir, il me semble, des points de rencontre possibles. Possibilité donc, au moment de l'UV de Lyotard, et lui, qu'est-ce que son UV proposera. Important, d'ici même jeudi, d'ici trouver ou chercher ou essayer de concevoir les moyens d'action pour réclamer que le Conseil ne se tienne pas le 15, ne se tienne pas un samedi. Enfin, à quelques moments qu'il se tienne, vraiment y aller tous. Je veux dire, immédiatement, c'est les choses que je vois. Quand même, ce serait mieux pour tout le monde, pour nous, si ce conseil n'avait pas lieu un samedi, si c'était possible. Oui. Bon, et ben, ouais.